Salut, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là à notre rendez-vous du dimanche. Il fait tellement beau. J'espère que tu en as profité. Quelle belle fin de semaine. Un beau ciel bleu. Ça a été super. Une semaine, écoute, intense en politique. Ça a été une grosse semaine. Écoute, normalement, il fonctionne juste le mardi, mercredi, jeudi. Là, ça a été du mardi au vendredi. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais quand même, j'ai tout un live pour toi ce soir. J'espère que tu es bien installé, que tu es prête à entendre des choses que tu n'as pas entendues des médias de masse. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'Actualité politique du Québec existe. J'aimerais bien sûr faire dire un gros merci à ceux qui me font des dons. Parce que sans ça, Actualité politique du Québec ne pourrait pas exister. Puis là, il est sur le respiratoire, je te dirais. Donc, n'hésite pas à m'aider si tu es capable. Un gros merci. On m'a fait 2 virements la semaine passée. Jimmy Lee et Marie-Pierre, merci beaucoup de m'avoir fait un don. C'est vraiment très apprécié. Hein? J'ai pas eu en carte de crédit, j'ai pas eu de don. Puis ni par PayPal. Mais dans les super chats, la semaine passée, hey, super Fred, Louis D, François, Jeddah et David. Hey, merci de m'avoir fait un don. C'est vraiment très apprécié. Il faut ça. Hein, pas le choix, là. Si on veut remplacer éventuellement les médias de masse, ben, il faut absolument que tu m'aides un peu, parce que là, tout seul, là, c'est difficile, mais je donne tout ce que je peux, tu le sais. Écoute, ce soir, là, j'ai une entrevue avec toi, pas avec toi, j'ai une entrevue à te montrer à toi, que j'ai faite avec Éric Duhem. Vendredi, écoute, il a été super généreux. Je garde ça pour le dessert, là. Reste là, j'ai plein de choses à te montrer, mais on va finir avec l'entrevue d'Éric Duhem. Je l'ai invité pour parler principalement des îles de la Madeleine, parce que je sais que lui-ci trouve ça spécial, ce règlement-là, mais écoute, il a été super généreux, puis il a parlé de plein de choses, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, je t'en reparlerai tantôt, là. Il a parlé de la pandémie, il a parlé d'économie, il a parlé de la crise du logement, on a parlé de plein de sujets, en fait, bien plus que je pensais. Donc, je pense qu'il a aimé ça, puis il va revenir à mon émission, éventuellement, c'est sûr, quand je vais l'inviter. Fait que reste là. On va parler, bien sûr, de Nordvolt, cette semaine, les libéraux à l'Assemblée nationale. Ça a été leur cheval de bataille, Nordvolt. Il y a eu aussi les transports, l'électrification des transports. On a parlé de ça à l'Assemblée nationale. J'ai plusieurs sujets, mais quelques capsules sur chaque cette semaine. J'ai pas un sujet là vraiment on a plein de capsules là. Ça fait que c'est intéressant aussi parce qu'on va toucher à plein d'affaires. Changement climatique, j'ai une capsule là-dessus. L'économie, la crise du logement, Santé Québec, bien, écoute, les affaires qui se passent en santé, là, plus qu'on en entend, plus on est chanceux de ne pas être malade. OK? La cybersécurité, 2 petites capsules là-dessus. L'APL 57, puis on va finir avec l'entrevue d'Éric Duhem. Écoute, je vais aller voir s'il y a quelqu'un d'arrivé ce soir. Hey, salut Jeddah, salut. Merci d'être là. Hey Steve, merci beaucoup pour ton don. Merci Steve, c'est super, très apprécié. Aline, salut Aline, sur Facebook. Ouais, ça me fait penser de te dire qu'on est en simultané en ce moment sur YouTube, Facebook, Odyssey et sur ma page web actualitépolitiqueduquebec.com. Donc, n'hésite pas en passant à t'inscrire à la mailing list, la liste de diffusion en français. Comme ça, à chaque fois que je fais un live, ben, je t'envoie tous ces liens-là par courriel, tu sais, là, vers 4h, 4-5 heures, tu sais, dans l'après-midi le dimanche. Puis aussi, ben, à tous les jours que je fais des petites miniatures, ben là, tu as exactement, déjà à l'avance, là, sur le site d'Actualité politique du Québec, c'est là que tu as les extraits avant qu'ils sortent sur les réseaux sociaux, dans le fond, sur YouTube, par exemple. Fait qu'à 8 h du matin, tu reçois un courriel avec mettons, les 3 ou les 4 vidéos que je vais présenter dans la journée de YouTube, sur ma chaîne, sur les autres réseaux sociaux, mais tu as déjà accès à ces vidéos-là tout de suite là, le matin. Fait que des fois, en parlant ton café, tu veux tout de suite les écouter, pas attendre midi, 4 h, 7 h. Fait que tu peux sur Actualité politique du Québec pour l'instant. Fait que profite-en. Quand je vois ton nom, je dis docilité, ça me fait penser à docilité, mais c'est dilocité. J'imagine que c'est une variante. Salut, merci d'être là encore cette semaine. Simon, salut, il est bon notre Duhem. je te laisserai regarder ça. Linda, salut. iTunes, salut, bon dimanche et bon live. Merci, merci d'être là. iTunes, tu m'as encouragé tout le temps. Tu partages beaucoup. C'est super, vraiment, là, j'apprécie vraiment. Jeddah,
merci d'être là. Je sais que tu aimes ça, puis c'est important que tu sois là, puis tu restes avec nous autres. On fait une bonne gang, là, puis c'est super, franchement, là. Salut Lise, salut. Écoute, on va commencer parce que, comme je te dis, j'ai tout un live pour toi ce soir. Le son, il est bon, j'imagine, on me l'aurait dit s'il y avait quelque chose. C'est sûr. Je regarde mes affaires, juste m'assurer, là. Ouais, ça a l'air bien beau, tout est beau, parfait. Maxime, salut. J'invite tous mes collègues, ils disent, oui, ben c'est important. Tu sais, je veux dire, parce que c'est le son de cloche que je vous donne, que je te donne, ben qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais ça le retrouver, des fois, des médias de masse. J'aimerais surtout avoir les pouvoirs des médias de masse. Tu sais, là, j'adorerais ça. Peut-être un jour, on ne sait jamais. En persévérant, des fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, pour l'instant, j'y vais vraiment comme je peux, OK? Avec juste mon pouvoir, mon petit pouvoir que j'ai de rien du tout, là, c'est-à-dire les réseaux sociaux, puis la technique, puis toute la kit, tu sais, c'est ça que je... Puis mon travail, hein? Le temps que j'y mets, c'est pas mal ça, là. Parfait. Fait qu'écoute, je vais commencer tout de suite. On va se placer. Bouge pas. Ah oui! C'est mon petit piton qui me fait penser à te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube, si t'es sur YouTube. Facebook, c'est sur Facebook. Odyssée, c'était sur Odyssée. Puis la mailing list sur Actualité politique du Québec, c'est gratuit, là. Pour l'instant encore. Fait que profite-en. Puis moi, ça me coûte d'envoyer des courriels, mais ça me fait plaisir de les envoyer parce que c'est pour mettre en valeur le travail que je te donne, que je te fais. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à ma liste de diffusion. Donc, c'est ça, partage, puis commente, puis tout ça, c'est bien important. Pour l'algorithme, là, c'est super important. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux, là. C'est ça. Ou bien tu mets de l'argent dans la publicité, à gros argent. À voir, si je gagnerais à l'auto, c'est sûr que j'en mettrais pas mal. C'est certain, mais c'est pas le cas encore. Fait que, on va se dire une petite Jane. Écoute, cette semaine, on va commencer avec Norvolt. Norvolt, moi, personnellement, je te dirais que j'aime la filière batterie, là, j'aime l'idée. J'aime aussi le fait que ce soit des Suédois, là, des Européens qui nous ressemblent. C'est pas des Chinois, là. J'ai rien contre les Chinois, mais la façon qu'ils travaillent, la façon qu'ils respectent l'environnement, tout ça, là, ça ne nous ressemble pas du tout. Donc, avoir une compagnie qui nous ressemble, un président plus de ça qui parle français, c'est toutes des choses intéressantes pour nous autres. Puis, disons que j'ai un préjugé favorable à Norvolt, dans le fond. Mais c'est certain que quand on regarde la CAQ, la manière qui fonctionne, puis la manière qui ont été transparents, disons-le comme ça donne des munitions à l'opposition pour rentrer dedans, comme on dit. Puis cette semaine, bien, M. Tanguay en a profité. Il en a profité. Quelque chose de rare. Sur la filière batterie. Commençons avec la première capsule avec M. Tanguay et M. Legault à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 28 mai dernier, cette semaine, mardi, plus précisément, sur la filière batterie. Écoute-les, comment est-ce qu'ils... Ils commencent à être un petit peu, toutes les deux, là, à se lancer des petites flèches aussi. Là. On va voir pendant la conversation. Écoute ça. Beaucoup, Madame la Présidente. On le sait, la CAQ n'est pas le parti de l'économie. La filière batterie, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle. Cependant, la manière dont agit la CAQ fait en sorte que c'est le pire allié ou le pire ennemi de la filière batterie. Les avantages qui ont été donnés, par exemple, à Northvolt sont multiples et sont énormes. Non seulement des milliards de fonds publics, un tapis rouge pour des autorisations gouvernementales de toutes sortes et environnementales notamment. Notre énergie, pour eux, il n'y en manque pas, mais pour nos PME, il y en manque. Alors la question qui se pose, quelles sont les retombées économiques tangibles, concrètes pour le Québec? Dans le Journal des Affaires, le 8 mai, on parlait de l'aspect recherche et développement. Allons-y voir. Je cite le Journal des Affaires. Pour l'implantation de la filière batterie dans la province, dont Northvolt est le plus important projet, le gouvernement du Québec ne semble pas avoir été très exigeant par rapport à un seuil minimal d'investissement en recherche et développement pour délier les cordons de sa bourse. En fait, aucune demande particulière n'a été faite tant à Northvolt qu'aux autres entreprises étrangères qui s'y installent ici. Autre exemple, POSCO, usine de composantes de batteries, Madame la Présidente, à Bécancour. Le ministre de l'Économie a dit, je le cite, d'imposer à POSCO de faire de la recherche ici, alors qu'on n'a aucune connaissance industrielle, je trouvais ça prétentieux et irréaliste. Ainsi, pour la CAQ, exiger de la recherche et développement, c'est prétentieux et irréaliste. Le premier ministre est-il d'accord avec ça? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente,
D'abord, j'ai entendu effectivement le chef de l'opposition officielle dire en fin de semaine que j'étais le pire premier ministre de l'histoire. Je veux lui dire qu'à l'opposé, moi, je trouve que comme chef d'opposition officielle, il est parfait. Je ne le changerai pas, Madame la Présidente. Maintenant, Madame la Présidente... Maintenant, Madame la Présidente, si on regarde le PIB par habitant depuis 5 ans, le Québec a fait mieux que le reste du Canada. Si on regarde le salaire moyen, l'augmentation du salaire moyen depuis 5 ans, le Québec a fait mieux que le reste du Canada. Si on regarde le revenu disponible, donc ce qui reste dans nos poches après avoir payé les impôts, le Québec, depuis 5 ans, a fait mieux que le reste du Canada. Madame la Présidente, c'est du jamais vu pendant les 15 années libérales. Puis ce qui s'en vient grâce à la filière batterie, bien, c'est plus d'investissements privés, c'est plus de retombées, plus de jobs payants, puis éventuellement un boom économique parce qu'on va relancer les grands chantiers chez Hydro-Québec. Première complémentaire. Aucune réponse à ma question. J'ai demandé en recherche et développement, filière batterie, trouve-t-il ça, lui, prétentieux et réaliste de demander quoi que ce soit? Aucune réponse. Il n'y a rien à dire. C'est là où on voit que c'est le pire, Madame la Présidente. Selon Paolo Ceruti de Nordvolt, seul un quota de stagiaires, d'heures que nous passons avec les étudiants, ont été exigés pour 436 millions de dollars. C'est là où on voit où il est le pire, Madame la Présidente. Alors, pour lui, est-ce que c'était prétentieux d'exiger un tant soit peu de recherche et développement? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la filière batterie, c'est 16 milliards d'investissements. 16 milliards. C'est des emplois mieux payés. C'est aussi, Madame la Présidente, une façon de réduire les GES, pas seulement au Québec. Dans le monde, on prévoit, Madame la Présidente, que d'ici 2030, 25 des véhicules électriques qui vont être produits en Amérique vont avoir un contenu québécois. Donc, Madame la Présidente, je pense que ce qu'on voit avec la filière batterie, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle industrie qui va créer de la richesse, qui va nous permettre d'être un leader dans l'économie verte. En terminant, deuxième complémentaire. Sa phrase, qui va nous permettre d'être un exécutant d'une technologie qui vient de l'étranger et dont le développement de recherche et développement ne se fera pas au Québec. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Que le premier ministre n'ait pas répondu une seule fois à ma question. Qu'a-t-il exigé? Est-ce que c'était trop prétentieux pour son gouvernement et irréaliste d'exiger quoi que ce soit en recherche et développement? Ça fait dire au Journal des Affaires, le Québec sera un exécutant de la technologie de Nordvolt, principalement conçue en Suède. Qu'est-ce qui est bon là-dedans pour nos PME, Madame la Présidente? On le cherche encore puisqu'il n'y aura pas d'économie intégrée. C'est ça, le gouvernement de l'économie? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'en reviens pas d'entendre le chef de l'opposition officielle s'opposer à la filière batterie. Pourtant, Madame la Présidente, actuellement, des usines se développent en Suède, en Allemagne avec Nordvolt suédois, aux États-Unis, en Ontario. Donc, c'est important que le Québec prenne sa part de ce marché énorme qui va se développer au cours des prochaines années. Donc, Madame la Présidente, tout ce qui a été donné comme avantage à Nordvolt ou à GM, bien, il y a des retombées qui excèdent cette aide-là. Puis, il y a une bonne partie de l'aide qui vient du gouvernement fédéral. Donc, c'est important d'aller chercher notre part de l'argent du gouvernement fédéral. Troisième complémentaire. C'est important d'aller chercher notre part qui vient du gouvernement fédéral. Maintenant, virgule, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Je reviens à ma question. Là, c'est ma dernière question, la quatrième que je vais poser. J'aimerais entendre le premier ministre nous brosser le tableau de ce qu'il a obtenu dans la filière batterie, notamment avec Nordvolt, en ce qui a trait à des investissements structurants de recherche et développement, d'innovation, ici, au Québec, par des Québécoises et des Québécois, qui impliqueraient nos PME. J'attends toujours la réponse, c'est zéro. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, c'est important de comprendre que les montants d'aide, que ce soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, sont en pourcentage des productions de batteries qu'on va avoir au cours d'un certain nombre d'années. Donc, s'il n'y a pas de production de batteries, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide aux entreprises. Donc, la façon dont ça a été structuré, c'est certain que le Québec va être gagnant. On est avec des joueurs mondiaux, parmi les meilleurs, et ils ont accepté de venir investir au Québec parce qu'on a aussi de la main-d'œuvre qui est qualifiée.
J'invite le chef de l'opposition officielle à aller faire un petit tour à Bécancour ou à Saint-Basile. Les gens sont heureux, contrairement au Parti libéral. Ah oui, c'est sûr. Écoute, j'ai vu tantôt, hein, c'était pas 7 milliards, c'est 16 milliards. Je perds ton nom, mais effectivement, c'est parce que c'est 16 milliards, c'est pas ça que ça va nous coûter, nous autres, là. Parce que nous autres, la fédérale met de l'argent, nous, on met de l'argent, puis comme il dit, c'est tributaire en plus à ce que ça fonctionne. Donc, si ça ne fonctionnerait pas, ben on ne donnerait pas l'argent, tu sais. Donc, en plus, puis eux autres, ils investissent aussi, là, cette compagnie-là, là. Donc, c'est leur compagnie. Nous autres, on les aide à s'installer, tu sais. On leur donne un montant, on n'a pas eu le choix à cause de Biden qui a offert 360 milliards à toutes les compagnies comme Norvolt qui voudraient pour l'énergie verte, là. Tout ce qui est énergie, innovation, les Américains, là, ils rentrent là-dedans à pieds joints, donc ça tasse tout le monde. Donc, si toi, tu veux embarquer dans le train, bien là, il faut que tu sortes de l'argent. C'est pour ça qu'on a sorti de l'argent, là. Norvolt, si on ne l'avait pas sorti, bien, il aurait été aux États-Unis, tout simplement. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr que c'est un investissement pour le Québec, mais c'est surtout un investissement pour cette compagnie-là qui s'en vient de s'installer ici au Québec, là. C'est sûr. En plus d'extraire notre propre minerai avec nos propres mondes, on va utiliser, on ne fera pas venir des minerais d'ailleurs, on va utiliser notre propre minerai, puis on va construire les cellules, puis on va même jusqu'à les recycler. On va faire la roue complète, là, avec les batteries, avec Norvolt. Puis quand il parle d'innovation, il pèse sur un piton d'innovation. Norvolt, c'est un producteur de batteries, mais c'est aussi un inventeur, là. OK? Donc, ils font ça à partir de leur compagnie, le mère, là, t'sais. Mais quand ils vont venir pour faire la production, ben, ils vont s'étaler un peu partout. Donc, en Amérique du Nord, c'est nous autres, là, l'Amérique du Nord. On représente l'Amérique du Nord pour cette compagnie-là, t'sais. Mais là, il veut savoir est-ce qu'ils vont faire de l'innovation, de la recherche et développement ici au Québec? Ben là, peut-être pas, là. Ça m'intéresse peu, là, tu sais, vraiment, là. C'est pas ça l'idée, tu sais, c'est de chercher la petite crotte, la petite bébite, c'est pas de parler vraiment de ce que ça va rapporter, tu sais, c'est de trouver c'est quoi, s'il y a un problème, d'essayer de trouver un problème. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Puis là, écoute, toute la semaine, il a parlé de ça, là, de Norvolt, là, M. Tanguay. Puis là, j'en ai gardé une autre, OK, le 30 mai, cette fois-ci, parce qu'il parle de la vision énergétique, tu sais, qu'ils n'ont pas. La CAQ. C'est vrai, d'une certaine façon, on l'a vu, là, à cause qu'ils ont vendu tout notre surplus à New York, puis on s'en retrouve aujourd'hui, puis on en manque, là. On voit qu'il faudra produire de l'électricité pour nos propres besoins. On ne parle même pas des ventes à l'extérieur, là. T'sais, fait que là, tu dis, OK, c'est une erreur d'abord, monumentale d'avoir vendu ça à New York. T'sais, ça montre comment tu n'as pas de vision. Puis à un moment donné, il va parler de la Romaine, que Jean Charest, lui, c'est lui qui a parti ça, là, la Romaine. Puis là, ça prend 15 ans. Puis là, ils l'ont inauguré pendant le mandat, d'ailleurs, de M. Legault. Il a fait venir M. Charest à cet événement-là. Bon, tu sais. Puis là, il va y lancer une petite craque, mon Tanguay. Il disait, vous, là, vous ne pourrez pas vous péter les bretelles comme Jean Charest d'avoir fait un barrage, là, tu sais. Hey. Puis tu as vu tantôt, là, quand il est écœuré, dans le fond, là. Il a dit, moi, là, je vous changerai pas. Je te trouve parfait de même, vraiment, là. J'arrive à savoir la face, on voit pas, mais là, tu sais, on voit les gens rire là, du côté de la CAQ, mais on voit pas la face des libéraux, là, mais j'aimais ça, voir ça. Donc, regardons ce qu'il dit là, quand il parle de Jean Charest, là, il s'apprend un peu. Madame la Présidente, on va parler d'économie encore ce matin. La filière batterie, normalement, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais plus on creuse, plus on se questionne. Northvolt est une compagnie étrangère qui a eu le traitement royal. Des milliards de dollars pour Northvolt. De l'électricité, il y en a en masse pour Northvolt. Les autorisations gouvernementales, vitesse grand V. Tout ça pour quel gain économique pour le Québec? La question se pose. Elle est légitime. Sûrement pas en recherche et développement. Cette semaine, j'ai questionné le premier ministre. Aucune exigence n'a été communiquée à Northvolt pour qu'il y ait de la recherche et développement. Ça, c'est fait, c'est réglé. Il n'y aura pas de recherche et développement de cette industrie-là. Au Parti libéral du Québec, on le condamne. L'électricité, il n'y en a pas assez pour nos entreprises. 1 sur 3 manque d'énergie pour répondre à ses besoins actuels. En mai 22, Véronique Proulx, PDG de Manufacturier Exportateur du Québec, disait « Le manque de prévisibilité quant à l'accès à l'énergie requise
et quant au coût de cette énergie sont des obstacles réels. La CAQ a fait son choix. Tapis rouge à Nordvolt, voie d'accotement pour nos entreprises. Ce qui reste pour nos PME, Madame la Présidente, lourde hausse de tarifs d'électricité, fiscalité désavantageuse, paperasse, pénurie de main-d'œuvre et j'en passe. Pourquoi le premier ministre a-t-il abandonné notre nationalisme économique? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je veux répéter ma fierté avec le ministre de l'Économie d'avoir réussi à attirer cette nouvelle filière qui va créer des emplois importants, la filière batterie. Donc, ça va être son meilleur leg. Entre autres avec GM. Puis, Madame la Présidente, je suis content de confirmer que l'usine de Ford, qui avait été arrêtée il y a quelques semaines, vient de redémarrer. Donc, à Bécancour, à Saint-Basile-le-Grand, il va y avoir un boom économique. Madame la Présidente, moi, j'invite le chef d'opposition officielle à consulter les anciens ministres de l'Économie ou de l'Industrie et Commerce du Parti libéral pour qu'il lui explique qu'il y a une différence entre une entreprise industrielle, qu'elle soit étrangère ou québécoise, et une entreprise commerciale comme un commerce de détail. C'est deux tarifs différents. Les emplois, les salaires payés dans le secteur industriel sont en moyenne 35 % plus élevés que la moyenne du Québec. Donc, tous les gouvernements ont toujours offert un tarif préférentiel pour l'électricité aux entreprises industrielles parce qu'ils rentrent plus d'argent au ministère des Finances et donc, au net, le Québec est gagnant. Donc, j'invite, on arrive bientôt à la fin de semaine, que le chef de l'opposition officielle appelle quelques anciens ministres de l'Économie libéraux pour se faire expliquer la situation. Première complémentaire. Le seul boom que nos PME, nos entreprises constatent, c'est le boom dans leur facture d'électricité. L'an passé, la hausse des tarifs d'hydroélectricité, c'était pour nos PME. Ça a été 6,4 %. Cette année, 12 mois après, la facture, le boom, ils l'ont eu dans leur facture, 5,1 %. Donc, dans les 12 derniers mois, ça a augmenté de 11,5 % environ. 4 entreprises sur 10 estiment que ça affecte leur compétitivité. Il est là son boom, Madame la Présidente. La réponse du premier ministre. Ben, la boum. Bien, Madame la Présidente, il y a eu des projets qui ont été faits au cours des dernières années. Entre autres, pensons à la Romaine qui a été lancée par Jean Charest, ex-premier ministre libéral. On sait tous que le coût de la Romaine, c'est à peu près 10 cents le kilowatt-heure, alors que l'ancien coût était 3 cents. Donc, c'est normal qu'Hydro-Québec ajuste ses tarifs en fonction de l'augmentation des coûts. Mais malgré ça, Madame la Présidente, le Québec est un des endroits au monde où les tarifs d'électricité sont les plus bas. C'est sûr. Puis ce qu'on fait en plus, Madame la Présidente, c'est de protéger les individus, maximum 3 %. Deuxième complémentaire. Content que le premier ministre reconnaisse l'héritage d'un grand bâtisseur, Jean Charest, avec la Romaine. Il ne sera pas capable de dire ça, lui, quand il quittera la politique. Aucune vision énergétique, Madame la Présidente. Et je cite le professeur Lorrain, professeur en économie de l'UQTR. Avons-nous prévu, il pose de bonnes questions, avons-nous prévu des blocs d'électricité pour assurer le développement de nos PME sur 10 ans? Quelle est la grille d'analyse pour donner des blocs d'électricité? La priorité devrait être nos entrepreneurs d'ici. Encore une fois, pourquoi n'a-t-il pas de vision pour nos PME? La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, on parle de l'ancien premier ministre Jean Charest. J'aimerais parler 2 secondes de l'ancien premier ministre Philippe Couillard. Quand il était assis à ma place, je me souviens, en réponse à mes questions, il disait « Les barrages, c'est dépassé. C'est l'ancien temps, les barrages. On n'est plus là aujourd'hui avec les barrages. » Madame la Présidente, on travaille actuellement sur certains projets au Québec, certains projets à Terre-Neuve. Et Madame la Présidente, les entreprises étrangères qui viennent créer des emplois payants sont les bienvenus au Québec. Troisième complémentaire. Parle encore, Madame la Présidente. Il peut bien parler qu'il est d'accord avec les barrages, mais il est dans sa 6e année, puis c'est 0 puis une barre. On n'a pas de vision, pas de barrage. Il peut bien parler, il peut bien dire qu'il est pour, mais ils ne vont pas pousser de terre tout seul. Une fois qu'on a dit ça, il se compare souvent à l'Ontario.
Frédéric Lorrain, toujours professeur d'économie UQTR, disait « L'Ontario, ce n'est pas parce qu'il y a une usine de batterie que la productivité de nos PME va augmenter demain matin. C'est comme si nous masquions la réalité. » Est-ce que c'est ça la vision économique de la CAQ? Un show de boucan? La réponse du premier ministre. Je pense que Jean-Marc est là. Oui. Madame la Présidente, une entreprise comme Nordvolt, entreprise suédoise, à l'avant-garde en matière d'environnement, a choisi de venir au Québec plutôt qu'en Ontario. Pourquoi? Parce que les usines de batterie en Ontario sont propulsées avec du gaz ou du nucléaire, alors qu'au Québec, elles sont propulsées avec de l'énergie qui est verte. C'est pour ça qu'on attire des entreprises au Québec, pour créer des emplois très payants pour nos jeunes, pour les prochaines générations. Tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on est très attractif. Tu sais, c'est surtout avec le contexte, là. Le contexte là, du changement climatique, là, puis que des fois décarboné, puis là, c'est la course. Donc, nous, on est en bonne posture à cause, tout simplement, qu'on a Hydro-Québec. Puis quand on a fait Hydro-Québec, là, ça n'avait rien à voir avec l'environnement, là. C'était simplement d'avoir de l'énergie à profusion, puis pas cher pour tous les Québécois, puis pour les industries, pour l'économie. C'était super, là. On parlait même pas d'environnement à ce moment-là. Là, c'était un plus, là. Un gros plus, tu vas me dire. Mais c'était pas pour ça qu'on l'a fait au départ. Mais nous autres, ici, de la façon géographiquement qu'on est placé, à cause des... On a beaucoup d'eau ici, là. C'est pour ça qu'on peut faire des barrages. C'est pas partout, là. Tu peux pas faire ça, je sais pas, en Arabie Saoudite, là. Les autres, ils ont des pipelines, plutôt, là, pour sortir le pétrole de terre. Parce que c'est ça, leur richesse. Nous autres, c'est l'eau, notre richesse. En plus de l'eau, c'est la vie, là. En plus, ça peut produire de l'hydroélectricité. Si on est, comme nous autres, on est des innovateurs là-dedans. On est des spécialistes dans les barrages là, hydroélectriques. Donc, cette expertise-là, il faut la mettre absolument à contribution à notre économie, là. Moi, je pense qu'ils sont en retard déjà, là. Tu sais, c'est comme il dit Tanguay, il est bien beau le dire, là. C'est pour ça, les barrages, mais il n'y a rien qui sort de terre, là. Ça ne sortira pas de terre parce que tu le dis. Hein, on s'entend. Mais quand même, ça démontre qu'il y a une volonté, là. J'espère qu'avant de partir, là, lui, il va... parce qu'il va partir... J'espère qu'avant de partir, il va en mettre en branle, là, comme M. Charest, là, un barrage là, digne de ce nom, là, qu'on va voir le jour là, dans 15 ans. Parce que c'est pas que des éoliennes qu'on va réussir. Là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un plaster, c'est un gros bobo. Là. Hein? Ça, c'est sûr. Mais tu vois quand même, ils veulent se targuer, les libéraux, d'être le parti de l'économie. C'est pour ça qu'ils nous parlent des enjeux comme ça. C'est des enjeux très importants, tu vas me dire, là, mais... c'est leur cheval de bataille aussi. Si on regarde le QS, lui, de son côté, c'est le transport en commun, l'environnement, la décarbonisation, l'électrification des transports et tout et tout. Puis là, il interpelle M. Legault sur l'électrification du transport en commun. C'est assez intéressant, écoute ça. Merci, Mme la Présidente. Au Québec, on est en déficit. En déficit climatique, en déficit budgétaire, mais aussi en déficit de gros bon sens. Si la tendance se maintient, le Québec va rater ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Si la tendance se maintient, on se dirige vers des coupures de services dans le transport en commun parce que les sociétés de transport sont dans le rouge. Mais en ce moment, le plan de la CAQ, c'est d'électrifier... Puis pourquoi ils sont dans le rouge, tu penses? Parce que les gens, depuis le plus gros rhume, là, que vous avez empêché les gens de travailler, on a mis des gens en retraite, des gens sont partis en retraite parce qu'ils ont dit non, moi, pas question que je mette le masque ou que je me fasse violer ou quoi que ce soit pour aller travailler. Là. Je peux prendre ma retraite, tu sais, je continue à travailler parce que ça me plaisait, puis c'était correct. À partir du moment là, que ça me plaît plus, là, la retraite, ça sonne le glas, là, comme on dit. Donc, énormément de travailleurs qui ont fini de travailler, finalement. Les gens ont trouvé d'autres solutions que le transport en commun pour se déplacer. Puis là, quand tu demandes aux gens de revenir dans le transport en commun, qu'est-ce que tu penses qui se passe, toi? Parce que le transport en commun, là, c'est une souffrance. T'sais, pour moi, les autos, c'est la liberté. Tandis que le transport en commun, c'est une souffrance. Faut que tu sois résilient. T'as pas le choix, là. C'est parce que t'as pas les moyens d'avoir une auto si tu prends le transport en commun ou c'est vraiment plus vite où ce que tu es ou, tu sais, bon, mais tu sais, il y a plein d'inconvénients, le transport en commun, c'est plein, trop, tu sais.
Fait que c'est tellement que là, c'est sûr que tu dis, on va mettre des autobus d'abord juste dans les temps forts, puis les autres moments, parce qu'à cause, ça coûte trop cher. C'est un gouffre. C'est pas rentable, mais pas en tout, là. C'est ça. Électrifier le plus vite possible les autobus urbains au Québec. Savez-vous, c'est combien de gaz à effet de serre tous les transports collectifs mis ensemble au Québec? 0,4 % de nos émissions. OK. Wow. Savez-vous, c'est quoi la facture de l'électrification des autobus? 13 milliards de dollars. 13 milliards de fonds publics pour même on abandonne le projet. 0,4 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant ce temps-là, on coupe des lignes d'autobus. Ça n'a aucun bon sens. Non, c'est ça. Le plan sur l'économie verte va être mis à jour dans les prochaines semaines. Il faut mettre notre argent là où ça marche, là où ça compte. Exact. Il faut ralentir l'électrification des autobus pour accélérer les services. Est-ce que le premier ministre va le faire? Qu'est-ce qui est plus urgent? Des autobus électriques ou des autobus qui passent à l'heure? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, c'est important de le répéter, puis avec raison, la vice-première ministre le répète souvent, jamais un gouvernement a autant investi en transport collectif que notre gouvernement. C'est vrai pour les infrastructures, c'est vrai pour le support aux dépenses de fonctionnement. D'ailleurs, la vice-première ministre a, vendredi dernier, rencontré les maires de la CMM pour essayer de trouver une solution qui soit équitable puis qui respecte la capacité de payer et des municipalités et du gouvernement. Madame la Présidente, ce qui est important aussi de dire, c'est que quand on regarde les 60 États et provinces en Amérique du Nord, c'est au Québec qu'il y a le moins de GS par habitant, puis c'est au Québec qu'on a le meilleur plan pour réduire encore plus les GS. Maintenant, il y a des questions qui se posent du côté de l'électrification des autobus. Donc, c'est quelque chose que ma collègue regarde. Donc, on ne renonce pas aux cibles de réduction de GES, puis on essaie justement, avec le plan pour une économie verte, de choisir les investissements où il y a le plus de rendement dans le sens de réduire les GES. Tu sais, de dire ça dans la même phrase, là, que par capita, là, nous autres, c'est nous autres qui polluent le moins dans toute l'Amérique du Nord par habitant. Tu sais, là. Fait que nous autres, là, on est en posture fantastique. Arrêtez d'investir là-dedans, là. C'est beau, là. Attendons que les autres viennent nous rejoindre. Si les autres viennent nous rejoindre en partant, là, ça serait déjà fantastique, là. Si on a de l'argent à mettre sur le changement climatique, là, ça serait pour s'adapter. Tu sais, les berges, par exemple, faire en sorte que nos pylôns électriques là, puissent supporter des vents de 300 km/h, genre, tu sais, plus, là, pour s'assurer de la solidité de notre réseau, de nos infrastructures, mettre de l'argent là-dedans. Tu sais, moi, si j'étais là, c'est là-dessus que je mettrais mon argent de 13 milliards pour rendre des autobus vides électriques, là. C'est débile, ça, là. On ne gagne pas de médaille, là. Il n'y a rien à gagner là-dedans, là, pour nous autres. En tant que population, là, il va dire, pour que quelqu'un nous dise que quelqu'un sur la Terre, comme Al Gore, dit, les autres sont fantastiques, c'est le numéro 1. Ah oui, le numéro 1. Toute l'économie est à terre, tout le monde crève, tout le monde... Mais on a des autobus électriques qui sont vides. Tu sais, il n'y a pas rien à gagner de faire ça. Tu sais, il faut y aller avec la logique. Là, c'est ça qu'il dit, là. On va choisir, là, qu'est-ce qui pourrait être rentable. On va dire une affaire. Première complémentaire. J'aimerais ça que le premier ministre donne une réponse claire, parce que là, il a comme l'air d'être le seul à ne pas faire partie du consensus. Vivre en ville, Équiterre, la Fondation David Suzuki, le ministre de l'Économie et Québec solidaire, on est tous d'accord. C'est pas la bonne place où mettre notre argent. 13 milliards de dollars pour 0,4 % des GES. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec son ministre de l'Économie et Québec solidaire, ou est-ce qu'il est tout seul dans son coin? La réponse du premier ministre. Tu sais, quand Québec solidaire, tu as dit ça comme Martin dit. Je sais que ça n'intéresse pas beaucoup Québec solidaire, l'économie, mais quand on regarde les différentes alternatives, oui, il faut regarder l'impact sur les GES, mais aussi il faut regarder l'impact
sur les retombées économiques. On a la chance d'avoir des entreprises, d'abord comme Lyon, entreprise québécoise, Novabus, qui n'est pas une entreprise québécoise, mais on est quand même fiers de l'avoir chez nous, qui fabrique des autobus électriques. Donc, Madame la Présidente, on est en train de regarder, quand on additionne les objectifs de réduction de GES et les retombées économiques, quels sont les investissements optimaux. Lyon, tu sais, il parle de Lyon. Lyon, c'est une compagnie québécoise qui font des camions, là, des autobus électriques. Tu sais, à un moment donné, son action est à 25-28 piastres. Elles sont plus top. Là, en ce moment, si tu vas voir, elle est à 1,30 1,40 là. Son action. C'est en chute libre depuis. Là. Ça n'arrête pas de descendre, puis ça stagne à 1 piastre quelque chose. Là. Deuxième complémentaire. Pardon. Le gouvernement de la CAQ là, est en train d'électrifier la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que les écologistes, le ministre de l'Économie et Québec solidaire, on est tous d'accord, puis ça arrive pas souvent. 13 milliards de dollars investis dans 0,4 % de nos GES, c'est pas la meilleure décision pour la planète, c'est pas la meilleure décision pour les Québécois et les Québécoises qui veulent juste des meilleurs services de transport collectif. Pourquoi le premier ministre n'est pas d'accord avec ça? La réponse du premier ministre. Je note deux choses, Madame la Présidente. D'abord, Québec solidaire préférait qu'on électrifie les bœufs avant les charrues. Et deuxièmement, Québec solidaire est contre l'électrification des autobus. Donc, j'en prends note. Ah oui, c'est ça, exactement. Il compte ça. OK. Bizarre. Bizarre, tu sais. Ben, c'est vrai, là. Tu sais, 13 milliards pour 0,4, écoute, pour réduire de 0,4 les émissions de gaz qu'on fait, nous, déjà, c'est très peu, en plus de ça, par rapport aux autres. Tabarnouche, t'imagines-tu, là? Ça veut dire que ça coûterait comme 30 milliards pour 1 %. Tu sais, mettons, tu dis, OK, si pour 0,4, c'est 13 milliards, le double fait 26 milliards, t'es rendu à 0,8, mettons, j'arrondis ça, mettons, à 30 milliards pour 1 %. Aïe, aïe. On abandonne. C'est beau. Hey, t'es-tu malade? Non. Non. Puis c'est ça, là, tu sais, l'idéologie, là. Surtout, je pense au fédéral, là, tu sais, avec Trudeau, là, c'est idéologie, là, même à la mairesse de Montréal, comment est-ce qu'ils investissent dans des affaires par pure idéologie. C'est dogmatique, c'est pas nécessairement bon pour la masse, c'est bon pour une idée, une idéologie, là, c'est ça. On met tout. Puis là, c'est ça, là. Nous autres, on se retrouve après ça, que des services prioritaires, des choses qu'on a réellement de besoin, bien là, on n'a pas de service, on n'a pas d'argent pour ça, parce qu'on a mis de l'argent dans des idéaux, là, qui n'ont pas d'allure. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui avec le wokisme, là. C'était écœurant, ça. Ça en fait partie. Mais quand même, c'était intéressant d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois se porter à porte-à-faux, là, tu dis, non, on ne peut pas investir dans les autobus électriques, ça n'a pas de bon sens, ça coûte bien trop cher pour ce que ça donne. Merci, champion, merveilleux. Mais là, on est dans le changement climatique, disons, OK, Mme Mendez et M. Lamontagne sur les changements climatiques. Écoute, Mme Mendez, là, ça, elle fait partie du Parti du Québec solidaire. Merci, Mme la Présidente. Il n'y a aucun doute, les changements climatiques sont là. Oh là. Le scénario actuel du réchauffement planétaire prévoit une augmentation de plus de 4 degrés dans le sud du Québec. 4 degrés de plus, là. Ça veut dire plus de gens qui souffrent de la chaleur l'été dans leurs petits appartements, plus de pertes agricoles dues aux sécheresses, c'est plus de feux de forêt qui ravagent les communautés et qui augmentent la pollution dans les villes. La solution à la canicule, c'est pas d'acheter plus de climatiseurs, c'est plus d'arbres. La solution aux inondations, c'est pas des digues plus hautes, c'est de conserver nos milieux humides. Mais pourtant, la destruction des milieux humides s'accélère dans le sud du Québec. En ce moment, il y a même 180 millions de dollars qui dorment dans les coffres de l'État depuis 2018, qui devraient servir à reconstruire ces milieux naturels dont nous avons besoin pour s'adapter au changement climatique. Elle vient de dire qu'il y a 180 millions, tu sais. En fait, il y a 1,8 milliard. Elle a les bons chiffres. C'est juste les quelques de zéro. Quand elle a oublié 180 millions.
Puis 1,8 milliard, là... Mais la CAQ ne le fait pas. Est-ce que le gouvernement va investir ces sommes? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, ma collègue, pour la question. Merci. Tout ce qui touche la question de l'adaptation au changement climatique, Madame la Présidente, notre gouvernement est mobilisé plus que jamais dans cette direction-là, à témoin une somme de 1,8 milliard de dollars qui est présentement au budget au cours des 5 prochaines années pour venir en accompagnement. On a une cible qui vise à ce que 100 % des citoyens du Québec, d'ici 2030, soient sur un territoire qui ait un plan d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire que d'ici 2030, toutes les municipalités du Québec, Madame la Présidente, vont avoir fait, dans un premier temps, une appréciation de risque qui est liée au changement climatique et, dans un deuxième temps, vont avoir mis en place un plan d'adaptation au changement climatique. Puis pour les accompagner dans tout ça, c'est 1,1 milliard qui est au cadre de la mise en œuvre du plan pour l'économie verte, c'est 462 millions qui est du côté du ministère des Transports et de la mobilité durable pour améliorer ses infrastructures. C'est 167 millions qui est du côté des affaires municipales et l'habitation pour un plan de protection du territoire face aux inondations. On est engagé, Madame la Présidente. Première complémentaire. La première recommandation des experts en adaptation au changement climatique, c'est quoi? C'est de préserver nos écosystèmes et la biodiversité. Mais qu'est-ce qu'il fait la CAQ? Ils ont autorisé à Norval de détruire 60 000 mètres carrés de milieux humides. Dernièrement, Microsoft a payé 3,9 millions pour détruire 75 000 mètres carrés des milieux humides. Cet argent-là, il est dans les coffres. Il dort encore avec un autre 180 millions. Allez-vous dépenser cet argent-là pour s'adapter au changement climatique? Tu sais, là, quand tu penses, là, à part le Norval qui ont détruit des milieux humides, ben oui, pour chaque milieu humide qu'ils détruisent, ils en construisent 2. Pour chaque arbre qu'ils ont déplanté, ils ont arraché, ils en ont planté 3. Tu sais, je pense qu'ils ont envie comme 8 000 arbres, puis ils en ont planté 24 000 ailleurs, là. Tu sais, fait que... Puis ces milieux humides-là, là, ça date pas d'Adam-Ève, là. C'est pas des affaires, là, je sais pas, de l'UNESCO, des paradis, là. Non, là. Ça n'existait même pas en 2015, là. Parce que écoute, de 2010 à 2015, là, ils ont décontaminé. Il n'y avait plus rien qui poussait là. C'était contaminé salement, là. Tu sais, c'est Cielaire qui était là pendant les 100 ans, plus de 100 ans. Puis eux autres, ils ont fait de la peinture, des explosifs. Écoute, c'était un territoire complètement contaminé, là. Que Norval, en plus, Norval, ça ne va pas là, dans un paradis d'Éden. Il s'en va dans une place où c'était contaminé. Ça a été décontaminé. Puis les places que ça a fonctionné, parce qu'il paraît que Norval, quand il est arrivé, il dit non, c'était pas décontaminé partout. Hein. Il a fallu qu'on continue le décontaminage en plus. C'était pas prévu, mais on va le faire. Puis en plus de ça, il est apparu des milieux humides à partir de 2015. À partir du moment que, tu sais, ça a été décontaminé, là, ça a apparu comme ça. Donc, ça a apparu aussi facilement, c'est facile à reproduire ailleurs, là. C'est pas un argument pantoute, là, ce qu'elle nous sort là. Franchement, c'est n'importe quoi, je trouve. Le ministre. Madame la Lui, il est pogné pour répondre à ça. Je rappeler à ma collègue qu'il y a eu un rapport récemment de la firme Dunsky Energy qui a identifié, qui a analysé la gouvernance climatique de 15 chefs de file mondiaux en Amérique du Nord, en Europe. Le Québec fait non seulement partie de ces chefs de file, Madame le Président, mais a été identifié comme le deuxième meilleur au niveau de sa gouvernance climatique et de la reddition de comptes. C'est dans ce contexte-là, Madame la Présidente, qu'on va continuer à se gouverner. Première des choses, c'est qu'on a mis de côté 1,8 milliard de dollars pour nous accompagner dans différents gestes, différentes décisions. Pas 180 000 $. S'adapter au changement climatique. C'est dans ce sens-là qu'on est engagé, Madame la Présidente. Oui. Deuxième complémentaire. Je n'ai pas entendu une réponse à ma question. Il y a 180 millions de dollars qui dorment depuis 2018, depuis 6 ans, qui sont mis de côté pour reconstruire des milieux humides, pour nous aider à nous adapter face au changement climatique. Écoute pas, il répond. Ma question est simple. Est-ce que la CAQ, oui ou non, va investir ces 180 millions tout de suite pour protéger les communautés face au changement climatique? C'est pas 180 millions, Mme Mendes? La réponse du ministre. Il va y dire, je pense, là. Ma collègue, c'est pas 180 millions. Au moment où on se parle, c'est 1,8 milliard.
qu'on est prêt à investir, qu'on est mobilisé pour investir, pour accompagner toutes les communautés. Si vous avez regardé dans les derniers mois, dans la dernière année, là, toutes les MRC du Québec qui avaient soumis des projets pour mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique ont été supportés par le biais du plan de mise en œuvre pour l'économie verte. Alors, Madame la Présidente, encore là, je veux rassurer ma collègue, c'est 1,8 milliard au moment où on se parle, qui sont dans les livres du gouvernement, qui sont prêts à être investis en accompagnement des municipalités, du ministère des Transports, du ministère des Affaires municipales, pour venir sécuriser le territoire en fonction des changements climatiques, Madame la Présidente. Bien, c'est ça. Tu comprends? C'est facile à comprendre, là. Il a dit, là. On a donné là, aux municipalités là, qui nous recensent. C'est quoi vos problèmes? Tu es à Repentigny, tu n'es pas dans les îles de Madeleine, là, à Toledo, tu es à l'île de Montréal. Bon, tout dépendant, il y a des places, là, il y a des digues déjà. Là, on l'a vu, Saint-Jean-de-Mata, qui a eu une grosse inondation. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, plutôt, je pense, aussi, qui a été inondé, une digue qui a cédé, puis que ça a été inondé, tu sais, ça a été l'enfer, l'horreur. Bon, fait que chaque ville, ils ont ses enjeux comme ça. Donc, lui, il dit, recensez tous vos enjeux, là, puis nous autres, on a une enveloppe de 1,8 milliard pour venir vous aider, là, puis ils vont le grossir, ce montant-là, en plus de ça. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui... T'envoies pas de l'argent de même, là, puis c'est pas parce que tu souffles pas du sur la terre que là, tout d'un coup, on n'a plus de problème climatique, là. Il faut que ça soit bien pensé, là. C'est beaucoup d'argent. Il faut le faire de façon responsable puis intelligente, surtout, là. Où ça a le plus d'impact pour nous autres. Chaque argent, on peut pas investir partout. Sur tout, là. Donc, il faut vraiment choisir, là. C'est le temps de prendre son temps, là, un peu, là, pour comprendre où on met cet argent-là. C'est pas de cracher de l'argent par les fenêtres comme ça. Puis j'aurais aimé ça voir sa face quand il a dit que t'arrêtes de répéter 180 millions, là, c'est 1,8 milliard qu'on a dans le coffre pour ça. J'aurais aimé ça voir sa face. Hein? Parce que là, je pense qu'elle saisit pas tout, là. Ben, je l'apprécie bien quand même, elle défend bien ses dossiers puis tout, mais là, j'avoue que ça va l'air amateur un petit peu, là, pour elle. Ça fait dur. L'économie, M. Beauchemin, le futur peut-être qui va remplacer M. Tanguay, hein, au Parti libéral du Québec, parce qu'il il cherche un chef, là. Ça va être en 2025 qu'on va voir ça. Mais c'est lui qui va parler. Puis il va avoir des bonnes lignes ici, là. Il va discuter avec M. Fitzgibbon, parce que, tu sais, la zone d'innovation qu'on a créée au Québec, pour attirer des compagnies, puis on appelle ça la zone d'innovation. Il y a la même chose pour la technologie, on a fait ça, c'est bon. Puis là, tu te souviens de la C-Series de Bombardier? Hey, quelque chose qu'on a fait, là, c'est un avion fantastique qui paraît, là. Je ne connais rien là-dedans, mais tu sais, on écoute, là, ça soit Airbus, ça soit Boeing, tout le monde, là, ils ont tout fait pour détruire C-Series. Boeing, entre autres. C'est effrayant, là. On est obligé de le donner. À qui on l'a donné? Comment que ça s'appelle? Une compagnie en France, là, si tu t'en souviens du nom. J'ai perdu le nom. C'est gros comme Boeing, là, et c'est plus gros encore, là. Comment ça s'appelle? Ils ont ramassé la C-Series pour $1, genre. Hey, écoute, tous les milliards qu'on a investi là-dedans, c'est sûr qu'ils nous ont promis qu'on ferait partie de la production, là. Nos travailleurs ici, ils créeraient la C-Series, mais ça appartient plus à Bombardier. T'sais. Tout ça à cause de Boeing. Moi, j'en veux à Boeing. Moi, j'en voulais à Boeing à ce moment-là. C'était fou. Parce que c'est les autres qui nous ont fait du mal comme ça. Puis là, de voir qu'on ouvre grand nos portes à Boeing pour qu'ils viennent sur notre territoire, là, M. Beauchemin, là, il va y avoir quelques bonnes lignes là-dessus. Là. C'est pour ça que je te montre ça. Écoute ça. Et Airbus, c'est ça, iTunes. Merci. Exactement. Écoutons M. Beauchemin, là, c'est plaisant, l'entendre. Président, l'annonce d'une zone d'innovation est une bonne nouvelle, mais celle annoncée la semaine dernière laisse un arrière-goût amer. Après avoir vu Boeing tout faire pour détruire Bombardier, tout faire pour détruire la C-Series et tout l'écosystème, la CAQ a décidé de faire une place de choix au Québec. En investissant notre argent dans une compagnie étrangère, directement compétitionnée contre Bombardier et lui donner accès à notre main-d'œuvre qualifiée, la CAQ a ouvert la porte aux loups dans notre bergerie. Le secteur aéronautique en arrache déjà avec des enjeux de main-d'œuvre et la CAQ a décidé d'en ajouter une couche sur le dos de Bombardier. Le ministre de l'Économie et le premier ministre ont encore fait le choix d'aider une entreprise étrangère au lieu d'aider un fleuron québécois.
Madame la Présidente, il est où le nationalisme économique de ce gouvernement-là? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation, s'il vous plaît, et de l'Énergie. On l'écoute. Madame la Présidente, je remercie beaucoup le député de faire état de très bons coups, encore une fois, du gouvernement avec la zone d'innovation espace aérien. Et je pense que le député n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Je vous explique. Explique-nous ça. On a Bombardier, on a Boeing qui investit 240 millions de dollars, dont 110 millions pour de la recherche collaborative, sans aucun investissement du gouvernement du Québec. On s'entend que le gouvernement fédéral a accordé le contrat P8 à Boeing et, conséquemment, Boeing doit réinvestir au Canada. Le Québec, on était capable de se démarquer par rapport au Manitoba, où Boeing des opérations, par rapport à l'Ontario. Les investissements en recherche et développement collaboratif, sans l'aide du gouvernement, se font ici au Québec. Alors, il n'a rien compris de ce que Boeing a fait. Et en fait, il met en lumière le fait que la zone d'innovation espace aéro est une très bonne chose pour le Québec. On doit être fiers d'avoir la seule géographie au monde, la seule, où il y a 3 avionneurs qui sont ici, Airbus, Boeing et Bombardier. Il n'y a pas une autre place dans le monde où on voit ça. Ouais. Parce que tu sais, là, Boeing, il a reçu du fédéral, là, acheté des F-22, 16, 22, putain. Des avions de combat, là, tu sais, au lieu de donner ça à Bombardier, Bombardier aurait pu faire quelque chose avec ça, là. Hey, c'est des milliards et des milliards et des milliards, mais la condition, c'était qu'ils réinvestissent un certain montant au Canada. Donc, il aurait pu aller, comme il l'a dit, au Manitoba, n'importe où. Il a décidé de venir ici, au Québec, à la place. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Il arrive avec de l'argent du fédéral. L'argent du fédéral, c'est notre argent, tu sais, veut dire. Mais vu qu'on n'a pas choisi, tu sais, quand on dit, c'est ça, là, ça fait partie des... Tu sais, notre 82 milliards qu'on envoie, là, le fédéral, il décide, lui, qu'il achète des F-116, je sais pas trop, là. Puis qu'il décide de prendre notre argent, puis il donne ça à une compagnie étrangère comme Boeing. Là, on est chanceux, ça donne qu'ils viennent s'installer ici, mais s'ils s'en vont s'installer ailleurs, par exemple, alors on ne voit pas la couleur de ça. Puis Bombardier, c'est complètement québécois, puis il se fait bypasser complètement par notre propre pays, là. Hey, imagine, c'est carré. Mais on comprend quand même, là, ce qu'il veut dire, M. Fitzgibbon. Puis c'est certain que la zone d'innovation, c'est une bonne chose pour le Québec. Donc, on parle d'économie, là, en case, fait que c'est sûr que c'est intéressant, mais j'aimais entendre quand même M. Beauchemin, là, venir nous rappeler que Boeing a fait du mal à Bombardier en faisant tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour pas que la C-Series fonctionne, puis ça a fonctionné de ce qu'il a fait. C'est carré. On s'en va ailleurs complètement. On vient avec GND, Gabriel Nadeau-Dubois et Legault. La CAQ, il va dire, a construit 0 logement en 2 ans. Tu sais, on est dans la crise de logement, là. Il dit qu'il investit énormément d'argent. Puis là, il pose la question, oui, mais là, vous avez investi 0 $ depuis 2 ans. Voyons ce que mon Legault va répondre. Merci, Madame la Présidente. Face à la crise de l'habitation, les Québécoises et les Québécois ont besoin de bonnes nouvelles. 3 ans de congé d'éviction tant qu'on sera en pénurie de logements, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'espère qu'on va être capable d'adopter ça avant la fin de la session parlementaire. Mais maintenant, il faut qu'on s'attaque à la pénurie de logements. La SCHL nous le dit, il va manquer, tenez-vous bien, 860 000 logements d'ici 2030. Ça implique 150 000 nouveaux logements par année. Pendant ce temps-là, combien de logements construit le programme FAC de la CAQ? Le gouvernement aime beaucoup ça, les tableaux de bord. Donc, ce matin, je suis allé voir le tableau de bord en logement. La réponse, c'est 0. 0 logement construit par le programme de la CAQ en 2 ans. 0. Le premier ministre dit souvent qu'il est impatient. Il veut des résultats vite. 0 logement construit par le FAC en 2 ans. Je peux pas croire que le premier ministre y est satisfait de ça. Alors, j'ai une question très simple pour lui ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire de plus pour que cette année, il se construise plus de logements au Québec que l'an dernier?
La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, la ministre de l'Habitation a mis en place une série de mesures, a donné aussi des pouvoirs aux municipalités, incluant la Ville de Montréal, pour qu'on accélère le début de la construction. Puis effectivement, c'est encore trop long dans plusieurs villes, plusieurs municipalités du Québec. Le ministre des Finances a investi 6,3 milliards. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour construire des logements. Madame la Présidente, je sais que le chef de Québec solidaire n'aimera pas ma réponse. Actuellement, on a 560 000 immigrants temporaires qui utilisent l'équivalent de 200 000 logements. 200 000 logements. Il y a eu une explosion au cours des dernières années. On n'est pas capable de suivre le rythme. Puis le chef de Québec solidaire n'est pas capable de dire clairement qu'il faut réduire de façon substantielle le nombre d'immigrants temporaires. Oui, mais, tu sais, la question, c'est combien de logements que tu as fait dans les 2 dernières années. Lui, il dit que tu as fait 0 logement. Je ne peux pas croire que tu as fait 0. Tu sais, là, on a investi. C'est beau. Combien que tu as sorti de logements? Là, il parle des immigrants. Ben oui, on comprend que les immigrants, là, ça fait en sorte qu'on n'a plus de services, qu'on n'a plus de logements, qu'on n'a plus... C'est sûr, mais ça ne change pas la question. Combien de logements tu as construit? Qu'il y ait des immigrants qui n'aient pas là. Tu en as construit combien? On peut-tu savoir? Première complémentaire. Le premier ministre a utilisé la réponse à ma question pour attaquer les villes. Je comprends qu'il vient de perdre un député au profit de Pierre Poilievre. Il n'est pas obligé de reprendre ses lignes de com. Je lui ai posé une question simple. Il y aurait beau avoir 0 immigrants l'an prochain, il ne se construirait pas plus de logements au Québec. 0 logements construits en 2 ans. Qu'est-ce que le premier ministre va faire de plus pour qu'il se construise plus de logements? La réponse. Il en faut 150 000 par année. Ministre. Au moins. Madame la Présidente, ce que vient de dire le chef de Québec solidaire, c'est inexact. C'est combien? Il y a eu plusieurs milliers de logements qui sont construits. Combien? Pas avec le programme FAC, qui est un nouveau programme, mais en vertu d'autres programmes. Madame la Présidente... OK, fait que le FAC, il a raison, là, c'est 0. S'il vient de le dire, dans le fond. Il dit, OK, il pas avec ce programme-là. Ben, il y a eu quelques milliers. Bon, bien, celui-là, bon, ça va sortir de taille, là, mais ce FAC-là, ça fait 2 ans, puis il n'a pas produit il n'a pas fait encore. 0. Actuellement, on estime au Québec qu'il manque à peu près 100 000 logements et on a 560 000 immigrants temporaires qui utilisent 200 000 logements. Ben oui. Est-ce que le chef de Québec solidaire peut enfin se lever et dire, entre autres à Justin Trudeau, c'est urgent de réduire substantiellement le nombre d'immigrants temporaires au Québec? On n'y arrive plus dans le logement. Je comprends. Tu sais, je comprends que même s'il construisait tous les logements qu'il est capable de faire, là, tu sais, mettons qu'il en aurait mis 150 000, là, nouveaux logements. Là. S'il y a 250 000 personnes, 250 000 personnes, on est en dessous de 50 000, tu sais, genre. On peut comprendre ça. Mais là, il mélange 2 affaires, là. Pareil, là. C'est comme s'il disait, parce qu'il y a tellement d'immigrants qu'on dit, ça ne donne rien de construire des logements, on n'y arrivera pas. On n'en fait pas. T'sais. Ça n'a pas d'allure, ça non plus, là. T'sais, c'est une joute politique, écoute-les. Attention, j'ai entendu des bravos, je vais dire des noms. Je vais dire des noms. Allez, menace de sortir le nom. C'est pas sûr, mais... Deuxième complémentaire, on vous écoute, monsieur. Le premier ministre, tout le monde a remarqué, est incapable de nommer une chose, qui va faire de plus pour qu'il se construise plus de logements au Québec cette année que l'an dernier. Il est bon pour pointer du doigt l'immigration. Il est pas mal moins bon pour construire des logements. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Ouais. On prête des intentions, Madame la Présidente. Le chef du deuxième groupe d'opposition... Monsieur le leader, je vous remercie. Je vais... C'est beau, merci. Je vais...
Nous allons poursuivre. Vous aviez complété votre question. Il restait 7 secondes, mais je comprends que vous avez complété. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, 23 000 logements. 23 000. C'est ça notre bilan. Ah non. 6,3 oui, 150 000 par année. On fait de la formation des travailleurs de la construction parce qu'il en manque. Mais le chef de Québec solidaire, qu'est-ce qu'il dit pendant ce temps-là? Que quand on dit que trop d'immigrants temporaires, c'est de l'intolérance. Bien, moi, je pense que c'est lui qui devrait faire un petit examen. Tu sais, pour parler des services, par exemple, tu sais, l'éducation, de santé et tout, je trouve que ça serait bienvenu là, qu'il nous parle d'immigration comme ça. Mais quand je te pose la question combien de logements que tu as créés, puis que là, ils nous arrivent avec l'immigration, ça n'a rien à voir, là. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la construction de logements. Ça a à voir avec le manque de logements. Oui, c'est vrai, il manque des logements parce qu'il y a trop de demandes par rapport aux logements. On le sait bien, on comprend ça. Mais toi, là, ton effort de guerre, là, pour construire des logements, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, c'est 16 000. 23 000, excuse-moi, 23 000. Putain. En 2 ans. À ce rythme-là, c'est impossible, là. C'est impossible, on ne peut pas y arriver, c'est sûr. Mais écoute, il y a énormément d'argent dans l'enveloppe. Donc, inévitablement, à un moment donné, ça va se dépenser cet argent-là. Écoute, c'est décourageant quand tu les entends. Là. Tu te dis, aïe, on est vraiment géré par des incompétents. Là. Hein? C'est ça qui ressort dans ce qu'on entend. Puis là, on s'en va en santé. En santé, tu vas entendre des affaires, ça fait peur. Tu veux pas, je te dis là, mange bien, mange tes fruits, bois de l'eau, dors bien, fais de l'exercice. Maintiens-toi. T'es le seul, l'unique personne que la santé a pour qui ça a une valeur, là, puis que ça tient à cœur. Tu as beau payer sur. Je comprends que tu mets la moitié de ta paye pour que quand tu vas être malade, tu aies du service, là, mais je te le dis, là, je te donne un secret. Là. Si tu tombes malade demain matin, là, tu vas voir que ton argent ne vaut pas grand-chose. Tu vas t'apercevoir que c'est fou, là. Puis on va en entendre plein, là. Tu te souviens, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il avait promis quoi? Un médecin de famille pour tous les Québécois. Il nous a répété ça, là, écoute, sans cesse, là, puis même pendant son mandat, là, tu sais. Puis là, il est arrivé le gros rhume. Là, ça a tout mis ça à la glace, on s'entend. Hey, là, il s'en sortait, dans le fond, tu sais. Il pouvait tout mettre ça à la glace, puis là, devenir un dictateur, là. C'était écœurant ce qu'on a vécu, tu le sais. Mais fait que sa promesse forte de nous donner un médecin de famille, il n'a pas réussi. Puis quand M. Dubé a creusé, a gratté un petit peu, là, parce que quand tu arrives au pouvoir, tu te rends compte de tous les problèmes, les cul-de-sac. Ah non, OK. Fait que là, tu sais, les solutions rétrécissent. Là. C'est pas comme quand tu es à l'opposition, là, le sky of the limit. Là, quand tu arrives au pouvoir, là, il y a des grosses réalités sales qui viennent te rejoindre, puis là, tu te rends compte que tu peux pas faire ce que tu disais que tu voulais faire. Fait que lui, il a créé le guichet, là, le GAP qu'il appelle. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille puis qui cherchent un service. Donc là, tu appelles là, puis là, ils vont te trouver une clinique, là, qu'eux autres, c'est comme s'ils donnaient, OK, j'ai 5 rendez-vous que je peux donner. Fait que là, ça s'en va au GAP, là, il y a 5 rendez-vous là. Un autre 6 rendez-vous ici, dans une autre place. Puis ça crée des opportunités de rendez-vous pour ceux qui en ont besoin. C'est ça l'idée du GAP. C'est pas méchant, tu sais. Puis là, ils ont créé aussi des équipes volantes, là. C'est supposé voir le jour, on va en parler un peu plus tard, mais, tu sais, pour pallier au manque de services, là, ils essaient d'être innovants un petit peu, là. Fait que dans cette capsule-là, on va entendre M. Arsenault et Dubé sur la promesse des médecins. Il va nous parler du GAP, puis il va nous dire aussi, entre autres, imagine-toi donc, je parlais de ça avec ma femme, les pouponnières. T'imagines-toi, là? Moi, j'ai des enfants, là. Imagine ta femme à la couche, là. On pogne le bébé, absolument, tu pognes le bébé, il s'en va dans la pouponnière à côté. Moi, je le suivais avec la caméra, là. Parce que, tu sais, c'était un bel événement, ta femme à la couche, là. Bon, fait que là, tu suis le bébé, hein, tu es sûr qu'il ne le perde pas, qu'il ne l'échange pas de quelqu'un d'autre, là. Fait que là, je le suivais avec la caméra, puis tout, puis on s'en va porter ça à la pouponnière, tu sais. Puis là, il est là, sur un genre de dôme, là, avec l'oxygène, plus d'oxygène, pour qu'il soit comme un coq en pâte, là, tu sais. Puis là, on regarde tous ces signes vitaux, puis tout est beau, tout est parfait. C'est ça qu'on veut. Mais là, imagine-toi donc, on n'a tellement pas de service que là, ils n'ont pas de pouponnière dans l'hôpital que tu es, par exemple, dans les régions. T'accouches là. Ils pognent ton bébé,
Puis il sort de l'hôpital, il s'en va le porter ailleurs, dans un autre hôpital, où il y a une pouponnière. Hey! Aïe, aïe, c'est-tu inhumain, ça, faire ça? T'imagines ton bébé qui sort de ton ventre, tu ne l'as même pas vu, ou à peu près, là, il sort, puis il s'en va dans un autre hôpital. Ah! Au secours! Tabarnouche! Écoute ça. La présidente, une des promesses phares de la CAQ en 2018, c'était un médecin de famille pour chaque Québécois et chaque Québécoise. En 2022, le gouvernement a plutôt décidé de briser cette promesse-là. Le ministre a annoncé une entente avec les médecins pour la prise en charge des patients orphelins par les GMF. Une entente historique, disait-il. D'habitude, quand on pose un geste historique, Madame la présidente, on s'organise pour que ça s'inscrive dans l'histoire et que ça dure un peu plus que 2 ans. C'est pas ce que le ministre a fait. Et si le guichet d'accès à la première ligne est menacé aujourd'hui, c'est que la CAQ a renié sa deuxième promesse phare en santé, celle de revoir le mode de rémunération des médecins. Une proposition que nous portons également au Parti québécois, mais que la CAQ n'a pas eu le courage de mettre en œuvre. On a plutôt offert des primes aux médecins avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Madame la présidente, le GAP, c'est la solution de la CAQ et du ministre de la Santé. Comment va-t-il faire pour ne pas laisser en plan les 900 000 personnes qui en dépendent? La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la présidente, encore une fois, j'apprécie la question parce que ça s'est tellement parlé dans les dernières semaines que je pense que c'est important de préciser les choses. Oui, d'ailleurs, je rappellerai qu'en 2022, le député était là lorsqu'on a fait le projet de loi 11 et on était très conscient avec l'opposition qu'on faisait quelque chose de différent en passant d'une prise en charge individuelle à des médecins qui nous disaient « on n'est plus capable de le faire, on n'est plus capable de le faire », versus une prise en charge collective qui était une nouvelle façon de procéder. Que le premier ministre avait dit « je pense que c'est important de se donner une chance puis de le faire ». Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est un changement qui a été apprécié parce que lorsqu'on a négocié avec la FMOQ, on se demandait si on allait être capable de faire 500 000 prises en charge par le procédé de prise en charge collective. On en a eu 900 000. Tout le monde reconnaît que c'est un succès. Puis ça, il a raison là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il parle, là? Tu sais, c'est quoi, là? Moi, je suis chanceux, moi. Je suis un des privilégiés qui a un docteur de famille. OK? Ça donne mon docteur de famille, il est malade en ce moment. Il est toujours malade. Il a une crise de cœur, là, puis il est en convalescence. T'sais. Donc, ben lui, il est dans une clinique. Donc, moi, quand j'appelle à la clinique, moi, je sais-tu, moi, il est malade ou il est en vacances ou je sais pas, là. Moi, j'ai besoin, là. Fait que là, j'appelle à ma clinique. Elle dit, il est en vacances. Il n'y a pas de problème parce que les autres médecins qui sont là, ils vont te prendre en charge. C'est ça qui veut dire, ils prennent en charge collectivement. Ça veut dire que là, ton médecin, il y a d'autres médecins dans sa clinique. Fait que tout ensemble, ils s'organisent pour servir tous les clients de chacun des médecins. Fait que s'il y a un médecin qui n'est pas là, ça va être un autre médecin. Il va dire, OK, demain, il y a du sans rendez-vous. Peu importe le médecin qui va être là. Il va t'accueillir. Tu prends rendez-vous, puis le lendemain, tout de suite. Fait que c'est ça qui parle. Puis ça, c'est super, ça. Parce qu'au lieu d'être sur le dos d'un médecin particulier, ça devient sur le dos du groupe de médecins de cette clinique-là. C'est une façon, là. Je trouve ça intéressant. Il faudrait que tout le monde ait accès à ça, là, c'est son affaire. Maintenant, comme toute nouvelle façon de faire, il est tout à fait normal, Madame la présidente, après un certain temps, de faire le point. C'est ce qu'on avait dit. C'est connu depuis 18 mois que la fin de cette entente-là, se terminait le 31 mai. Qu'est-ce qu'on a fait, Madame la présidente? On s'est assis avec la Fédération des syndicats de la FMOQ. Le 29. J'y reviendrai, Madame la présidente, avec plaisir. Première complémentaire. Madame la présidente, l'accès à la première ligne, c'est un problème, mais il y a de multiples autres problèmes un peu partout et particulièrement en région. Qu'on parle de l'Abitibi, de la Côte-Nord, des Laurentides, le gouvernement gère le système de santé par attrition, par fermeture de services. En Outaouais, les professionnels traversent la rivière pour avoir des meilleures conditions de travail et salariales. On annonce un été d'enfer à Gatineau. Plan de contingence, on veut fermer des blocs opératoires, une partie de l'urgence, le service de radiologie. C'est quoi la prochaine étape, Madame la présidente? Fermeture des hôpitaux. C'est ça. On va complètement l'hôpital. Aussi, là, je vois qu'on a changé de sujet. Peut-être qu'il a apprécié ma réponse à la première question. Mais sur la question des régions qui sont en difficulté, je pense que le député a suivi ça aussi, de ce qu'on arrive avec nos équipes volantes. L'objectif n'est pas de la fermeture, c'est justement de trouver des solutions. Puis ma collègue ici, que je tiens à apprécier tout le travail que la présidente du Conseil du Trésor a fait au cours des 2 dernières années, c'est d'arriver avec des conventions collectives avec le Front commun, qui ont permis à la CSN et la FTQ de nous permettre de mettre en place des équipes volantes.
Puis je demanderais à mon collègue, le député des Îles-de-Madeleine, de suivre l'actualité des prochains jours parce qu'on est sur le point de faire l'affichage des gens qui vont pouvoir venir nous aider dans ces régions-là. Alors, on avance, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Parlons justement des équipes volantes pour la Côte-Nord. On apprend ce matin dans Le Devoir une histoire absolument aberrante où un nouveau-né à Bécomo a été envoyé à Québec sans sa mère parce que la pouponnière est fermée, Madame la Présidente, faute de personnel. Les médias rapportent qu'il y aurait 2 autres cas de nouveau-nés qui ont également été transférés pour les mêmes raisons. C'est inhumain, c'est révoltant. Qu'est-ce que le ministre répond aux familles de la Côte-Nord alors que cette situation découle directement d'un manque de planification du ministre? La réponse du ministre. C'est ce qu'on demande à nos différents PDG, que ces situations-là n'arrivent pas. C'est préoccupant. Je ne peux pas dire que j'accepte la situation. Au contraire, j'ai demandé à avoir un État exactement ce que c'est la bonne décision qui a été prise. Maintenant, Madame la Présidente, c'est justement pour ça qu'il faut avoir des alternatives. Il y a une équipe qui se met en place en ce moment là, pour être capable de faire l'ouverture des postes dans les prochains jours pour qu'on puisse finalement envoyer avoir le bénéfice de nos équipes volantes qui sont à mettre en place. Est-ce que le cas qui est arrivé avec cette famille-là, où le père a dû accompagner le petit enfant parce que la mère venait d'accoucher, est-ce qu'on accepte ça comme situation? La réponse est non. Madame la Présidente, on va continuer de mettre en place des solutions pour que ça n'arrive plus. En question presque. T'es sérieux? C'est parce que ça n'arrivait pas avant, cette affaire de même. Ça fait une nouvelle, là. Pourquoi ça arrive, là? Ça veut dire que ça ne s'en va pas en s'améliorant, tu sais. C'est inhumain, là. T'sais, même lui, là, tu vois qu'il est comme malheureux, il est mal à l'aise. C'est sûr qu'il est mal à l'aise. Personne ne peut défendre une position comme ça, peut dire, ben oui, c'est bien correct, là, on l'a pris en charge. Là, non, c'est inhumain de faire ça, là. Autant pour le bébé. Tu sais, bébé, je comprends, c'est un bébé, tu vas me dire, bébé, ouais, mais tu sais, l'humain, là. Les émotions humaines, là, c'est dur à expliquer des fois, là, ce qu'on vit, là, comment on grandit, la confiance qu'on a en soi ou pas. Il y a des traumatismes qu'on ne se rend même pas compte qu'on a eu quand on était petit, par exemple, puis ça nous suit toute notre vie, puis on ne se rend même pas compte de ça. Et ça prend des... Il faut que tu travailles sur toi longtemps, des fois, pour comprendre d'où tu arrives, d'où tu viens, tu sais. Puis ça peut être un événement dans ta vie qui peut te suivre toute ta vie, par exemple. Le fait qu'on te sépare comme ça, là, de ta mère, là. Tu sais, c'est grave, là, de faire ça. Puis pour la mère, t'imagines, l'inquiétude. Moi, je me souviens, là, juste de mettre ta pouponnière, là, écoute, il fallait toujours que je fasse la maman au bébé pour lui dire, là, à chaque respiration, quasiment, là, pour la rassurer que tout était bien beau, là, tu sais. Le temps qu'il vérifie, parce qu'il va l'amener, puis elle va pouvoir l'allaiter, puis, tu sais, finalement, mais... J'essaie d'imaginer 2 secondes l'idée de prendre le poupon puis de l'amener dans un autre hôpital. Là. Ça m'arrache le cœur juste à y penser. Ça n'a pas de bon sens. Il a parlé de la rémunération des médecins aussi. Ça aussi, c'était une promesse de la CAQ, c'est-à-dire de changer ça. Là, cette année, là, de s'asseoir à l'acte. Tu sais? Et puis, il prend ton pouls, c'est temps. Il prend ta pression, c'est temps. Il prend... Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres le matin à 8 h, tu sors de là à 4 h ou à 5 h, puis t'es payé tant, puis t'as rencontré 12 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Ça dépend de la journée, là. Tu sais, ça dépend de... C'est sûr, là, t'as des personnes que tu vas rencontrer, que là, tu vas être obligé de prendre 1 heure, 2 heures, il y a besoin, tu sais, je sais pas, moi... Il y a besoin de plus de soins, par exemple. Mais là, c'est ça. Mais qui font ça, c'est qu'ils vont dire, OK, mais lui, s'il a besoin de plus de soins, tu vas me donner plus parce que je passe plus de temps avec lui. C'est compliqué, la rémunération des médecins. C'est compliqué. Puis en plus, ça fait en sorte que là, ils sont là, puis ils font juste les gestes, puis ils facturent chaque geste qu'ils font, tu comprends-tu? Puis ils font pas le geste, ils sont pas facturés. Puis, C'est pas ça, là. C'est pas des entrepreneurs, des médecins, là. OK? C'est pas supposé d'être ça. Puis, ils l'ont pas fait. Le go, ils n'ont pas changé la rémunération. En tout cas, PSPP va y en parler, là. La promesse, encore une autre promesse de la CAQ qu'ils n'ont pas réussi à faire. Qu'est-ce que je te dis? Madame la Présidente, le 29 novembre 2019. 2019, ça, c'est la date où le premier ministre menaçait d'adopter une loi spéciale pour imposer aux médecins un nouveau mode de rémunération. Ça fait bientôt 5 ans et surprise, on attend toujours.
En fait, dans l'opposition, le premier ministre nous disait à répétition que les deux problèmes principaux du réseau de santé, c'est premièrement le mode de rémunération des médecins, deuxièmement, le nombre trop élevé de personnes dans le réseau qui ne donnent pas de service. Or, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, les médecins sont toujours payés de la même manière et, surprise, on a augmenté le nombre de cadres par 37 %. Le résultat, c'est que les Québécois n'en ont pas pour leur argent, n'ont toujours pas accès à des services adéquats. Et ce qui est rapporté par les médias aux quatre coins du Québec, c'est tout simplement inacceptable. Des décès dans la salle d'attente d'urgence, des poupons qui sont transférés parce que la pouponnière est fermée, des fermetures de services à répétition. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va avoir le courage de respecter sa propre promesse, suivant sa propre lecture du réseau de santé? Est-ce qu'il va avoir le courage de changer le mode de rémunération des médecins, oui ou non? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est vrai, depuis tous les rapports qui ont été déposés, entre autres le rapport de Michel Clerc, où on dit si on veut redresser le réseau de la santé, ça passe par la première ligne, ça passe par une prise en charge des médecins de famille, idéalement le faire en ce qu'on appelle les GMF, les groupes de médecine de famille, où des médecins se mettent ensemble avec des infirmières, d'autres employés. D'ailleurs, je suis très fier de dire que c'est lorsque j'étais ministre de la Santé qu'on a ouvert le premier GMF au Québec. C'est vrai que le ministre qui était avant moi avait travaillé à préparer ça, c'était Rémi Trudel, puis je souligne son travail. Maintenant, Madame la Présidente, il y a encore des médecins au Québec, malheureusement, qui ne prennent pas en charge, qui refusent de travailler en GMF. Mon collègue, le ministre de la Santé, est en négociation avec eux autres. Il faut quand même rappeler que depuis 2018, le nombre de Québécois qui ont été pris en charge par un médecin de famille ou un GMF est passé de 6,4 millions à 7 millions. Donc, il y a 600 000 personnes de plus. Mais tout le monde comprend qu'on est 9 millions au Québec, donc il y a encore du travail à faire. Puis moi, j'ai confiance qu'on va réussir à avoir une nouvelle entente. Puis le ministre de la Santé discute avec aussi la présidente du Conseil du Trésor, avec le syndicat de la FMOQ. Puis le mode... Première complémentaire. Madame la Présidente, ma question porte sur le mode de rémunération des médecins. J'en ai parlé au premier ministre en mars et il m'avait dit qu'il commençait des négociations avec les fédérations de médecins. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, ça fait plus de 10 ans qu'il nous dit qu'il faut changer le mode de rémunération. Si c'était urgent il y a 5 ans, pourquoi est-ce que ça n'avance pas, oui ou non? Est-ce qu'il va changer le mode de rémunération des médecins? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, ce qui est important, puis l'objectif, c'est qu'il y ait plus de Québécois qui soient pris en charge. OK? C'est ça. Les moyens... Bien, il peut y avoir une partie de la rémunération qui est en capitation, une partie aussi qui tient compte de l'âge puis du manque d'autonomie, parce qu'une personne plus âgée devrait peut-être compter pour 2 personnes, parce qu'il va y avoir plus de visites par année. Donc, il faut regarder l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'il y ait plus de Québécois qui soient pris en charge. Donc, qu'ils soient capables d'avoir rapidement un rendez-vous, d'être capables d'être suivis par un médecin de famille, par une infirmière. C'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. Oui ou non, est-ce que le premier ministre va respecter sa promesse de revoir le mode de rémunération des médecins ou est-ce qu'il va trahir sa promesse? C'est ça. Récent. On demeure respectueux. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, d'abord, on a déjà revu le mode de rémunération. C'était dans une entente qui se termine le 31 mai, donc dans quelques jours. Et on veut encore la modifier pour trouver un moyen que plus de Québécois soient pris en charge. Donc, on avance, puis j'ai confiance au ministre de la Santé pour continuer à avancer. Ben oui, mais excuse-moi, là. Ça finit le 31 mai, puis c'est pas fait. Ça fait... on le sait, là, de l'entente, on le sait dans des années d'avance, là. Ça finit le 31 mai 2024. Fait que tu négocies quoi, le 30 mai? Comment ça que c'est pas signé, c'est pas ratifié, c'est pas... on attend le 1er juin pour appliquer les nouvelles modes de rémunération ou l'entente là, que vous avez négociée, là, qui
tout est salé, là, tout est parfait. Mais non, toi. C'est tout le même au Québec. Tu sais, il attend l'échéance où elle fait passer, puis là, ça rentre dans le manche, puis là, ça va à la va-vite. Puis... Fait que c'est pas fait encore, imagine-toi. Là, on est le 2 juin, là, mais quand il parle de ça, on est quelle date, là, quand il parle de ça? On est le 29 mai. Il est sérieux. C'est fou, là. Fortin, là, il y a des bonnes lignes avec Dubé, là. Il m'a dit une affaire, mon Dubé, il serre les dents quand il entend mon Fortin y parler. Sur les problèmes inacceptables en santé, il va revenir avec des poupons, parce que ça, là, ça marque l'esprit, là. Moi, ça me marque en tout cas, là. De savoir, tu sais, parce que là, tu n'entends pas ça. J'ai pas entendu ça là, à la TV, là. Hein? J'ai entendu ça à l'Assemblée nationale, par exemple. C'est pour ça que je te l'amène, là. Parce que, tu sais, une femme enceinte qui accouche puis qu'on prenne son bébé, qu'on l'amène dans un hôpital, là, à un autre hôpital ailleurs, on le sort de là, c'est indigne, là, d'un système de santé digne de ce nom qui nous coûte 60 milliards par année, je te fais remarquer. Ça n'a pas d'allure, ça, qu'on arrive à une situation comme celle-là. Ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas te l'expliquer comment ça se peut, mais c'est ça. C'est fou. Madame la Présidente, c'est systématique avec le ministre de la Santé. Il présente une idée, des fois bonne, des fois moins. Il ne fait pas les suivis nécessaires et quand ça éclate dans les journaux, ben là, il arrive avec des demi-mesures de dernière minute, pas du tout attachées. Puis pendant ce temps-là, c'est les patients qui font les frais. C'est vrai en Abitibi, c'est vrai en Outaouais, c'est vrai pour le Gap, mais c'est surtout vrai, Madame la Présidente, sur la Côte-Nord. Il a mis une date butoir aux agences. Très bien, mais il n'a pas mesuré l'impact sur la région. Et quand la catastrophe a été évoquée publiquement, bien là, il a annoncé des équipes volantes, pas prêtes, pas formées, parce que le ministre a attendu que ça sorte dans le journal. Mais pour le patient, là, il était déjà trop tard. Les enfants de la Côte-Nord sont envoyés à Québec. Il y a des bébés de la Côte-Nord, des nouveau-nés, qui ont été séparés de leur mère. Puis le bout du bout, des aînés se font barouetter d'un bout à l'autre de la région, se font menacer d'injonction d'expulsion de l'hôpital. Tout ça parce que le ministre n'a pas mesuré l'impact de ses propres mesures. Alors, on comprend que quand la CAQ dit que le patient est au centre des priorités, c'est un slogan vide. La réponse du ministre de la Santé. OK. On va peut-être avoir besoin d'un petit caramel, mais je vais y aller doucement. On va diviser ça en 3. Premièrement, qu'on ait mal planifié, je voudrais dire 2 choses. On a fait des mesures pour se séparer des agences privées, mesures sur 3 ans. Deuxièmement, on a fait des tarifs maximums qui avaient été prévus depuis longtemps. L'impact des tarifs maximums, c'est ça qui arrive depuis l'annonce le 19 mai. Première chose. On était prêts, on avait une solution alternative qui nous venait des conventions collectives. Les conventions collectives ne nous permettaient pas, jusqu'à il y a quelques jours, de profiter des conventions collectives qui ont été signées par la CSN et par la FTQ. Maintenant qu'elles sont acceptées, nous allons annoncer aujourd'hui que les équipes volantes, les postes vont être affichés. On est capable d'envoyer les personnes en Outaouais, sur la Côte-Nord et en Abitibi. Alors, pour quelque chose qui n'était pas planifié, Madame la Présidente, là, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut faire les projets de loi, il faut faire les règlements, il faut tout faire. Moi, ce que je dirais, contrairement aux libéraux, on fait les choses dans l'ordre, puis on va réussir. Première complémentaire. S'il n'y avait pas la convention collective, pourquoi il a indiqué la date butoir? C'est ça qui a tout chaviré. Ce matin, là, il nous disait que la situation était inacceptable. Des aînés évincés de l'hôpital, le ministre dit c'est inacceptable. Un bébé transféré à Québec, c'est une situation qui est inacceptable. Une plaie de lit fatale à l'urgence, à tel point qu'on évoque l'aide médicale à mourir, c'est inacceptable pour le ministre. Une femme accouche devant l'hôpital et nous dit que c'est inacceptable. Il a passé la session à nous dire que c'est inacceptable. C'est peut-être son bilan qui est inacceptable. La réponse du ministre. Amen. J'en ai beaucoup, Madame la Présidente. Il cherche des caramels. Sur la question, Madame la Présidente, sur la question des éléments qui se passent dans la façon dont je dis souvent c'est inacceptable. Une des choses qu'on a fait avec Santé Québec, puis je vois le travail que Mme Biron est en train de mettre en place, le grand défi, je le dis depuis le début, c'est la coordination de nos PDG. C'est la coordination de nos équipes pour s'assurer que les meilleures pratiques soient faites partout.
Pourquoi ce genre d'événement-là, pour lequel je suis obligé de réagir ce matin, à 5 heures du matin, quand on apprend quelque chose comme ça qui est impossible? C'est parce qu'il n'y a pas de coordination dans le réseau, Madame la Présidente. Alors, on est en train de le mettre en place et c'est ça qui va arriver. S'il vous plaît, un peu de silence. Deuxième complémentaire. Je vous le dis, là, c'est systématiquement la même affaire avec le ministre de la Santé. Il met fin aux agences, très bien, mais il met une date butoir, puis il se prépare pas, puis c'est les patients de la Côte-Nord qui, aujourd'hui, en font les frais. Il veut négocier les tarifs du GAP, très bien, mais il impose une date butoir, il attend la toute dernière minute pour négocier, puis aujourd'hui, c'est les patients qui sont incapables d'avoir un rendez-vous. Le réseau de la santé, là, ce n'est pas une chaîne de production, c'est du monde qui ont besoin de soins, puis qui ont besoin d'un ministre qui comprend que quand il gère tout croche, c'est eux autres qui en paient le prix. La réponse du ministre. Madame la Présidente, les agences privées, là, ça a explosé sur le règne libéral. Sur le règne libéral. Madame la Présidente, c'est un principe de gestion qui a été reconnu par les libéraux pour être capable de baisser les coûts sans... Madame la Présidente, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Oui, bon. Alors, écoutez, de venir me faire reprocher qu'il n'y a pas une approche humaine en santé, là, je pense que les Québécois réalisent aujourd'hui tous les dommages qui ont été faits par les précédents gouvernements. Alors, Madame la Présidente, je suis vraiment proche du terrain. J'écoute les gens, j'écoute tout le monde. Et on est en train de faire une transformation importante du réseau de la santé, malgré la résistance du Parti libéral. Hey, on souhaite tellement que ça fonctionne, ça réforme, là. Puis, tu sais, je pense à Mme Vicky Bécorivo qui est venue nous voir, là. Elle nous a dit, là, ce qu'il fait, là, son agence, là, Santé Québec, là, ils l'ont fait en Alberta. C'est un échec total, retentissant. Ils sont obligés de reculer. Là. Ils ont fait ça, là, ça fait 15 ans avant nous autres. Là. OK, fait qu'ils se basent sur quelque chose qui existe, qui est un échec pour faire la même chose ici. C'est ça qu'elle nous laisse entendre. J'espère qu'elle se trompe. J'espère qu'elle le dit dans les détails, puis que là, la manière qu'il le fait ici, ben c'est différent. Là. Ça va donner une autre affaire, là. Un autre résultat. Parce que si on a le même résultat qu'en Alberta, c'est pas ça qu'on veut non plus, là. Hein? Aïe, 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 je te dis, là, la santé, là, c'est un cauchemar pour les Québécois. Puis c'est un cauchemar pour tous les gouvernements qui se succèdent. On voit bien, là. Je sais pas comment ça, que c'est si compliqué que ça. C'est pas l'argent qui manque, là. Hey! Il y a énormément d'argent, trop d'argent, on dirait. Peut-être ça le problème. Hein? Il y a tellement d'argent, il y avait encore plus, il y avait encore plus. Je sais pas, là, je comprends pas. Je peux pas t'expliquer. Mme Caron, Mme Bélanger, c'est elle qui remplace Mme Blais, tu sais, qui est pour les aînés, là. Puis elle a dit, c'est un de ses projets, Mme Bélanger, ils l'ont dit, c'est de construire là, des résidences pour personnes âgées, là, super, là, luxueuses, là, quelque chose comme 1 million par chambre, ça va coûter, là, c'est quelque chose de super beau, là, on veut tout aller mourir là, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir en bénéficier, parce qu'on peut pas en faire énormément, mais tu sais, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, supposé, tu sais. Fait que là, elle va dire, ils sont où, ce que vous avez promis, les résidences de rêve pour nos aînés, entre autres, là. Tous les soins qu'ils n'ont pas en ce moment. Puis là, elle va nous parler des histoires d'horreur, là, des personnes aînées là, qui n'ont pas de service. Là. Merci, Madame la Présidente. Alors, parlons de transformation. Le quotidien rapportait la fin atroce de M. Bertrand Genet, aux prises avec une maladie dégénérative et qui a vécu d'intenses souffrances durant une agonie de 48 heures à la Maison des aînés de Chicoutimi. Attente prolongée. Douleur évidente ignorée, non-respect des directives du médecin. Ce sont les mots de sa fille Guylaine. Ce qu'on a vécu, je ne le souhaite à personne. J'ai trouvé ça atroce, 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 pour lui et pour nous. Un protocole de fin de vie bien planifié était pourtant en place pour M. Genet, mais la famille a dû se battre pour le faire appliquer correctement, pendant que M. Genet, lui, souffrait terriblement. Que compte faire la ministre pour redresser cette situation intolérable, inacceptable et intenable? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, c'est une situation extrêmement difficile qui est décrite là par ma collègue députée de Lapinière. Et je veux souhaiter mes sincères sympathies à la famille de M. Genet.
ces situations-là de soins de fin de vie, c'est pas ce que l'on souhaite au Québec, bien entendu. Puis nous avons au Québec un programme de soins palliatifs avec des dizaines de mesures et on est en train de rehausser tout le volet des soins palliatifs au Québec, que ce soit naturellement en maison des aînés, en CHSLD, dans les maisons de soins palliatifs, dans les hôpitaux et les soins palliatifs à domicile, Madame la Présidente. Alors, dans cette situation-là précise, j'ai demandé qu'on puisse me donner un état de situation et je fais un suivi étroit avec les gestionnaires concernés. Je le dis, c'est inadmissible. Pour moi, les soins de fin de vie doivent être faits dans une approche humaine qui vise à soulager les douleurs physiques, psychologiques, s'assurer que les choses se passent bien dans cette étape ultime de la vie. Et je suis au rendez-vous, Madame la Présidente. C'est inadmissible. Nous voulons continuer d'améliorer la situation des soins palliatifs au Québec. C'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, main-d'œuvre insuffisante, quart de travail de 16 heures, surface de travail irréaliste à couvrir, formation inadéquate et en plus, la fin de la main-d'œuvre indépendante, c'est le lot des travailleurs dans les maisons des aînés. Faut-il s'étonner du fort roulement de personnel qui vient complexifier la tâche? Et l'organisation des soins en maison des aînés, là, ça ne marche pas. Monsieur Genet devait l'avoir, sa sédation, puis il ne l'a pas eu. Après avoir vendu le rêve des MDA, est-ce que la ministre peut expliquer le fiasco? La réponse de la ministre. Je suis très contente d'avoir cette question, justement, sur les maisons des aînés au Québec. Actuellement, Madame la Présidente, il y a plus de 29 maisons des aînés qui sont inaugurées au Québec, et cela dans un contexte de pénurie de ressources et de main-d'œuvre, avec toutes les difficultés que vous savez que nous avons et que mon collègue travaille, entre autres, en lien avec les agences. Mais il faut se réjouir, Madame la Présidente, puis je pense qu'il faut être positif. Ces 29 maisons des aînés au Québec qui sont inaugurées, j'aurai l'occasion d'en inaugurer une 30e dans quelques jours. On va de l'avant, on va livrer les maisons des aînés. On est en train de transformer le modèle d'hébergement au Québec avec des lieux physiques qui sont extraordinaires, mais avec surtout, et là je rejoins ma collègue, des employés qui ont fait le choix d'aller travailler en maison des aînés. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ avait promis un environnement exceptionnel pour les aînés, des soins remarquables et même une personne par usager. La réalité, c'est que les résidents sont laissés seuls à eux-mêmes la nuit. C'est une seule infirmière pour 4 unités de 12 patients. C'est un seul préposé pour 2 maisonnés pendant les nuits d'agonie de M. Genet. La CAQ a fait rêver les Québécois avec les maisons des aînés, mais c'est l'enfer que viennent d'y vivre M. Genet et ses proches. La réponse de la ministre. Présidente, je pense que ma collègue de Lapinière est en train de faire vivre un cauchemar aux Québécois. Je m'excuse, mais les maisons des aînés... Je m'excuse... Monsieur le leader de l'opposition, je vous écoute brièvement. Rappel au règlement, lequel? Prête attention à la collègue. La collègue rapporte des faits et fait son travail. Voilà, nous allons poursuivre dans le respect. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, quel est votre rappel au règlement? Bien, c'était en réplique, Madame la Présidente. La face. Nous allons poursuivre en tout respect. Monsieur le leader, je vais à chaude avec lui. C'est pas très gentil, ça. Nous allons poursuivre avec la réponse. Je vous prie, demeurons respectueux. Je vais rester positive. Oui, il faut rêver. Il faut rêver pour avoir les meilleurs soins et services aux aînés au Québec, ce que le Parti libéral n'a pas fait. Pendant qu'ils étaient là, ils ont ouvert 200 places d'hébergement dans un mandat de 4 ans, Madame la Présidente. On va de l'avant avec les maisons des aînés. Les employés font un travail extraordinaire. Il y a des gestionnaires qui sont engagés. Les proches aidants sont contents. Je comprends que vous sortez des faits. C'est possible que dans tous les services qu'on donne, il puisse y avoir des situations. Pas possible. Je le déplore. On les corrige au fur et à mesure. C'est un modèle, on y croit, puis on va transformer l'hébergement pour le mieux au Québec, Madame la Présidente. Hey! Tabarnouche. Ah, ça se peut qu'il arrive de faire la même. Comment ça se peut? T'es-tu sérieux? C'est quoi? C'est une loterie, là? Quand on s'en va dans le système de santé ou quand on devient un aîné, on s'en va dans ton MDA, mettre des maisons pour des personnes aînées. Hey! Puis que là, tu souffles le martyr, on peut même pas te donner la sédation, c'est-à-dire le médicament qui va te soulager, le minimum. Là. On te laisse souffrir, là. On n'a pas besoin de l'injecter ou te le donner. Tabarnouche! Ça fait pic-pic, là. On s'entend-tu? C'est inacceptable.
C'est sûr que tu te fais poser des questions comme ça, tu te dis qu'est-ce que je peux répondre, là, mais ça tu veux pas te faire poser des questions comme ça. Dernière capsule sur la santé. M. Fortin, il revient encore à la charge avec M. Dubé le 30 mai sur les équipes volantes qui sont supposées être disponibles à partir du 1er juin, là. Hier. Puis là, ils sont en train de se former. Ça veut dire que là, toi, tu as mis fin aux agences dans certaines régions. Ils ne peuvent plus avoir accès à ces agences-là. Les besoins sont encore criants. Parce qu'elles sont supposées être remplacées par les équipes volantes qui ne sont pas encore formées. Fait que là, ce petit laps de temps-là, qui dure on ne sait pas combien de temps, qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là pour les gens qui souffrent maintenant tout de suite? Madame la présidente, hier, on a voulu faire la démonstration que le ministre de la Santé ne mesure jamais l'impact de ses décisions et que c'est toujours le patient qui en fait les frais. Mais à nouveau, ce matin, il y a un exemple flagrant de ça. Conséquence directe du nouveau tarif imposé par le ministre, mais surtout du fait qu'il ne mesure pas l'impact de ces mesures, le CIS de la Montérégie-Ouest a fermé des unités de soins à l'hôpital de Valleyfield, l'hôpital du Surroi. Et vu qu'il y a moins d'unités de soins, on ne peut pas accueillir autant d'ambulances. Alors, où est-ce qu'on les envoie, ces ambulances-là? À Montréal. On les envoie à l'hôpital de Lachine, de La Salle, de Verdun et majoritairement au Lakeshore. Alors, des ambulances, patients à bord, vont devoir se taper le pont Mercier et le pont de l'île aux Tours. Des ambulances prises dans les embouteillages, Madame la présidente, ce n'est pas à l'avantage des patients. Déjà, les patients de la Côte-Nord, de l'Abitibi et d'ailleurs font les frais des décisions du ministre. Maintenant, c'est les patients de la Montérégie qui vont faire les frais. Alors, est-ce que le ministre accepte le plan du CIS de la Montérégie ou est-ce qu'il va nous dire que ça aussi, c'est inacceptable? La réponse du ministre de la Santé. Très bien, Madame la présidente. Alors, comme je le fais régulièrement ici en cette Chambre, c'est d'expliquer aux Québécois, mais aussi à l'opposition, la difficulté de ce qu'on a présentement dans notre réseau. Puis dans notre réseau, il est très clair, Madame la présidente, qu'il y a un élément très clair qui nous manque du personnel, mais qui aussi est lié par une somme de facteurs. Je pense entre autres à la négociation des conventions collectives. Et je crois, Madame la présidente, que les Québécois apprécient la réalité qu'on vit. Maintenant, on a bien dit, lorsqu'on a fait la mesure sur les agences privées, qu'il y aurait 2 étapes, Madame la présidente. Il y avait une étape où on irait par étape sur 3 ans, mais qui était important aussi pour la rigueur de nos coûts en santé, d'être capable de mettre des tarifs maximum. Ces tarifs maximums-là sont entrés en vigueur il y a quelques semaines. Et on a un impact, justement, parce que des agences qui s'étaient engagées à nous fournir du personnel, qui ne le font pas présentement. Alors, Madame la présidente, je pense que les Québécois sont très conscients des difficultés que l'on vit, puis on va continuer à travailler de la même façon pour s'assurer qu'on a des solutions. L'enjeu, là, c'est pas les tarifs, c'est le fait que le ministre prend jamais le temps de mesurer les conséquences de ses actions. Au CIS de la Montérégie-Ouest, il le savait, il y a certaines unités qui étaient à 60 dotées de personnel d'agence. Sur la Côte-Nord, c'était 90 dans certaines unités. Alors, il nous dit aujourd'hui qu'il fait les choses de façon responsable. Alors, qu'il nous le prouve. Est-ce qu'avant d'imposer une date butoir, avant d'imposer le plafonnement, est-ce que le ministre a fait pour ces 2 régions une analyse d'impact sur le patient et est-ce qu'il peut la déposer ici aujourd'hui? La réponse du ministre. Alors, Madame la présidente, je pense qu'à chaque fois qu'on demande à tous nos PDG de faire des plans de contingence, on part toujours, j'ai déjà expliqué ici, puis je vais le répéter, on part toujours avec le pire scénario, puis on dit si les choses arrivent comme on pense qu'elles peuvent arriver, on pourrait signer avec la FIC dans quelques semaines, puis ça viendrait changer complètement la situation. Ce qu'on demande à nos PDG, à nos gestionnaires, c'est de prévoir différents scénarios. En ce moment, tout le monde comprend qu'on a la tempête parfaite avec les vacances d'été qu'on s'est commis, avec les agences, etc. Donc, Madame la présidente, on va continuer de gérer le mieux possible une situation qui est excessivement difficile, mais les Québécois la comprennent. On est en période de transition, puis on va faire ce qu'on a à faire. Deuxième complémentaire. 30 ans. La seule solution du ministre, c'est ces équipes volantes. Mais on a appris hier qu'elles ne seront pas en place avant au minimum le 20 juin. Quand il y a 2 semaines, les journaux se sont mis à dire que la pouponnière serait fermée sur la Côte-Nord, que la pédiatrie se ferait à Québec, bien, le ministre est allé sur toutes les tribunes. Il est allé à l'Ajoute, allé voir Paul Larocque, et pour calmer le jeu, il lui a promis que les équipes volantes seraient en place le 1er juin.
Bien, le 1er juin, c'est demain. Puis demain, savez-vous quoi? Il y a encore des enfants qui vont faire la route vers Québec. Il n'a pas mesuré l'impact de sa décision. Les patients en font les frais, puis il ne tient même pas sa promesse. La réponse du Alors, je ferai une différence, Madame la Présidente, très claire. J'avais dit que l'équipe volante serait disponible. On a effectivement mis sur le site Web hier, donc avant le 1er juin. Les gens ont commencé à appliquer. On va pouvoir la mettre le plus rapidement possible. Madame la Présidente, je veux juste continuer. Si vous me permettez, il est très important de dire qu'il n'y a pas uniquement les équipes volantes. Les gens, tous les PDG de la grande région de Montréal, depuis plusieurs jours, travaillent ensemble pour aider spécifiquement non seulement la Montérégie-Ouest, mais le Suroît, qui lui aussi subit la compétition de l'Ontario parce qu'on a moins d'hôpitaux dans le West Island. Alors, Madame la Présidente, on a un ensemble de faits sur lesquels on travaille, puis les Québécois savent qu'on va réussir. En question. Aïe, 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 aïe. T'as-tu ce qu'elle dit? Elle avait dit que le 1er juin, fait que la veille, on a ouvert des postes, là, on a offert. Qui c'est qui veut? Qui c'est qui voudrait bien être un... Faire partie de ça, là, une équipe volante. Tu vas être plus rémunéré, bien sûr. Là. Il y a quelques petits avantages. On n'y parle pas de ça, les avantages, mais c'est sûr qu'il va y avoir des avantages. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est que tu mets des dates, mais tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête quand la date arrive. C'est ça, le gros problème. Fait que pendant ce temps-là, ben là, tu as des gens qui souffrent, puis ils ne seront pas prêts avant le 20 juin. Ça veut dire que du 20 juin, pendant 20 jours, en plein été, en plus, hey, c'est fou. C'est fou, vraiment, là, ils nous prennent vraiment pour je sais pas quoi, là, il n'y a pas aucun respect pour la santé humaine, la dignité humaine, je sais pas comment te le dire, c'est l'enfer. Écoute, la santé, là, je te dis, là, ça va mal, puis on se demande comment ça pourrait aller plus mal encore, là. Puis on dirait qu'on atteint des sommets, là, tu sais, la pouponnière, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu parler de ça, là. C'est tout nouveau, ça, là, tu sais. Puis ça existe, là, au Québec. Wow! On s'en va dans cybersécurité. Cybersécurité, écoute, M. Boisy de Québec solidaire et Kerr, parce que là, c'est son vis-à-vis, ça va être M. Kerr, Rick Kerr, qui est le ministre de la cybersécurité, puis du change, puis de l'identité numérique. Il va nous parler du chaos de la transformation numérique. Tu sais d'ailleurs, là, je sais pas si je te l'ai dit, mais... ça a été repoussé, ça, là. L'identité numérique, là. Il était supposé faire ça en juin, là, dernier. Hein? T'en souviens-tu? Oh, tabarnouche, il va nous mettre en danger tout le monde, là, t'sais. On est vraiment des cobayes, là, tu sais. Finalement, ils ont compris que ça n'avait pas de bon sens. Ils n'étaient pas prêts, là. Tu pars pas de la charrette avec des bœufs à secoupe volante, là. Il y a des étapes à faire avant, OK? Puis là, je pense qu'au moins, il n'a pas fait l'erreur, là. Mais quand même, vu que tu promets des choses, tu fais jamais ce que tu dis, ça monte à rien de compétent, puis ça ne donne pas confiance, qu'est-ce que je te dis? C'est sûr. Fait M. Boisy, il va énumérer le chaos de la transformation, là, partout ça va pas bien, là, puis là, mon cœur, il va essayer de dire que c'est tout faux ce qu'il dit, là. Écoute la conversation. Déficit récurrent de plusieurs milliards, le ministre des Finances a la quadrature du cercle à résoudre pour éviter une future austérité. Malheureusement, le miracle ne viendra pas de la transformation numérique, Madame la Présidente. Le bilan est dramatique. Pratiquement tout est hors délai et ou hors budget. L'identité numérique dans le rouge, ça clique dans le rouge. Le niveau guichet des CPE dans le rouge. Les fax dans la santé, préparez-vous à vivre avec encore longtemps. Et aujourd'hui, on a appris que pour la transformation infonuagique, on est passé de 50 millions à 372 millions de dollars, Madame la Présidente. Et le pire est à venir, alors qu'en 2019, on nous annonçait 100 millions de retours, tout au bout de 3 ans. Préparez-vous à avoir un formidable exercice de transfert d'argent vers Amazon ou Microsoft. Quand est-ce que le gouvernement va démarrer une commission d'enquête pour aller au fond des choses et se donner une chance de réussir cette transition dont on a sacrément besoin? La réponse du ministre de la cybersécurité et du numérique. Merci, Madame la Présidente. Non, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'un député qui fait ses devoirs correctement, là, parce que il n'y a à peu près rien de ce que mon collègue vient de dire qui est exact. Alors, premièrement, je ne reviendrai pas sur la genèse du projet, sur la consolidation de nos centres de traitement qui a démarré en 2020. Je veux rassurer tout le monde, la cible du 31 mars 2025 demeure.
Et ce, malgré le fait, Madame la Présidente, que j'espère que tout le monde est conscient qu'il y a eu une pandémie qui fait en sorte que la priorité a été mise au service aux citoyens, en santé, en éducation, solidarité sociale, aussi à mettre 58 000 fonctionnaires en télétravail, alors que l'héritage libéral nous permettait d'en connecter 750. Donc, ça a été un travail colossal qui a été fait. Malgré ça, on reste sur les cibles, Madame la Présidente, et on va effectivement livrer la consolidation de nos CTI, nos 550 CTI à 4 en 2025, ce qui va effectivement générer des économies parce qu'il va y avoir une réduction du personnel nécessaire à l'entretien de ces centres-là. Il va y avoir évidemment une réduction au niveau des équipements, des surfaces qui sont nécessaires pour la consolidation des CTI, donc le stockage de nos données. Et je veux rassurer le collègue parce que le nuage gouvernemental va continuer à être celui qui va héberger les données stratégiques du gouvernement. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est public. Il y a un communiqué de presse où le ministre est cité, où l'ancien ministre des Trésors, aujourd'hui ministre de la Santé, est cité. En 2019, ils nous ont annoncé 100 millions d'économies dans 3 ans. Il y a un pourcentage qui a déjà été fait. On a dépassé les 100 millions, les 3 ans. Je vous mets au défi de nous dire, même s'il y a $1 de retour. Et je vous dis tout de suite, il n'y en a pas de $1 de retour parce que des projets comme ça ne rapportent pas d'argent. Ils ne rapportent pas d'argent et dans votre cas, ça ne sera qu'une dépense pour Amazon et Microsoft. La réponse du ministre. Ce que le député vient de dire, c'est totalement inexact. Ce qu'on a dit, c'est que dans un premier temps, il y avait des investissements parce qu'il faut bâtir le nuage gouvernemental. Il faut en même temps continuer à opérer les centres qui sont existants parce qu'on ne peut pas les décommissionner avant que les données soient transférées dans le nuage gouvernemental ou dans le nuage public. Donc, effectivement, les premières années, il y a des années d'investissement. Je pense que c'est tout à fait normal et tout le monde comprend ça, je le pense, Madame la Présidente. Ceci étant dit, à terme, oui, il va y avoir des économies financières, mais il va y avoir aussi une beaucoup plus grande efficacité au niveau de la sécurité parce que protéger 4 centres de traitement pour en protéger 550, je pense que tout le monde comprend que ce n'est pas les mêmes ressources humaines, ce n'est pas les mêmes ressources matérielles, ce n'est pas le même défi. Donc, il y a des économies financières et des économies au niveau de la sécurité. Oui, mais je comprends, mais c'est CTI, là. OK, qu'il y en a 540. Quand t'en hackes un, tu hackes juste cette partie-là. Là. Quand tu regroupes tout ça, ça coûte moins cher, mais quand c'est hacké, là, c'est vrai pour de vrai, là, ça touche tout le monde, là, par contre. Puis c'est ça qui me fait peur, moi. Complémentaire. Si les communiqués de presse de la CAQ sont inexacts, Madame la Présidente, j'y peux rien. Ceci étant dit, le fiasco est largement supérieur à ça. Accès unique, 270 millions de dépassements. Le nouveau réseau de télécommunications, 400% plus cher que prévu. Le réseau national intégré de radiocommunication, on est passé de 150 millions à 1 milliard de dollars. 150 millions à 1 milliard. Quand il était dans l'opposition, le ministre nous parlait d'un bordel informatique et il demandait une commission. Force est de constater que sa compétence exceptionnelle n'a pas suffi. Démarrer la commission d'enquête. Réponse du ministre. Présidente, je comprends que le député de Maurice-Richard comprend à quel point ce qu'il vient de dire est inexact, donc il essaye de s'en aller sur un autre sujet, puis je pourrais répondre sur les autres sujets qu'il a abordés. Mais pour rester sur la consolidation des CTI, Madame la Présidente, la date de livraison n'a pas changé. Les économies estimées n'ont pas changé. Le travail qui est à faire n'a pas changé. Les délais n'ont pas changé. Tout ce qui a changé, Madame la Présidente, c'est l'incompréhension totale du député de Maurice-Richard. Le projet était budgété à 325 millions. Il est à 372. Pourquoi? Parce que les coûts de construction ont augmenté. Je pense que juste mon collègue qui n'est pas au courant de ça. Et la crise des microprocesseurs amène une pression inflationniste sur les équipements ressources informationnelles. Donc ça aussi, ça a augmenté. Mais dans les faits, ça a augmenté de 14%. En question principale. Mon Dieu. Hey, merci François. Super pour ton don. Merci beaucoup. Très apprécié. Fred aussi, merci beaucoup vos dons, là. Vraiment, c'est très apprécié. Hey, c'est sûr qu'il faut aller vers ça, là. C'est sûr, c'est juste que la façon qu'on y va, tu sais, il nous met pas en confiance, disons-le comme ça. Monsieur Kerr. On l'a vu avec la SAAC, là. C'est un fiasco monumental, ça, là. Puis c'est pas fini. C'est pas encore top-notch, là. Puis ça, si on parle juste de la SAAC, là, imagine quand on va rentrer dans la santé, dans l'éducation, dans toutes les sphères là, qui nous touchent au gouvernement, là, toutes nos informations là, qui sont en ce moment dans des dossiers papier, là,
inaccessible, difficile d'avoir accès à ça. Il faut que tu payes pour t'envoyer une copie, ça prend des semaines et des semaines. Mais pour ce qui est de la sécurité, fantastique. Pas personne qui il va rentrer là dans la nuit pour aller fouiller dans les dossiers en papier. Là, par contre, sur un nuage, à partir du moment que tu rentres dedans, là, c'est Alibaba, les 40 voleurs, là, ils rentrent dans la caverne, puis là, il y a accès à toute la richesse là, qui est là. C'est ça, là. Fait que c'est vrai que ça va être super efficace quand ça va fonctionner, mais ça va être aussi tabarnouche, ça va faire peur. Ça va faire peur, surtout avec un gouvernement comme ça, là. Tabarnouche. Une autre capsule sur la cybersécurité, parce que là, comme tu sais, sur la SAC, là, ils ont mis leur système à jour et tout, mais le bien-être social sont en train de numériser tous les bien-être sociaux. Tous ceux qui sont sur l'aide sociale, là, dernier recours, ça comme tu dois, BS, c'est bon. Puis là, parce que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, il y a quelqu'un d'attitré à toi, là. OK? Ça veut dire que si toi, je sais pas, moi, tu veux demander, y a-tu des cours que je pourrais prendre qui pourraient être payés par l'aide sociale ou j'ai besoin d'aide psychologique. Tu sais, quand tu es sur l'aide sociale, ça va pas bien dans ta vie, normalement, là. C'est pas, tu pètes pas le feu, là. Je te parle pas des fraudeurs qui travaillent que 3 jobs, qui sont sur l'aide sociale en plus, là. On parle des vrais, là. Ceux là, qui sont soit malades ou qui ont un problème, tu sais, il t'arrive quelque chose dans ta vie, là. T'es détruit, toi, là. T'as plus de morale, là. Tu veux juste mourir, genre, là. Tu travailles plus, tu fais plus rien, tu manges plus. Tu sais, là, tu tombes sur l'aide sociale. Total. Bon. Fait que là, tu as besoin d'aide pour t'en sortir. À un moment donné, tu vas sortir la tête de l'eau, puis tu vas quitter ça. Puis c'est ça, l'idée de l'aide sociale. L'aide, c'est pas que tu vives au crochet de la société. C'est pas ça l'idée là, de l'aide sociale. C'est d'aider les gens qui sont complètement démunis pour X raisons, maladie mentale, des deuils que on peut vivre dans notre vie. Tu sais, écoute bien, là. Pas facile la vie. Là. Des fois, là, on pense qu'on est ça va super bien, puis on peut tomber dans le fond des barils là, complètement, totalement. Puis on est bien content d'avoir de l'aide là, quand ça arrive. T'sais. Fait que ces gens-là, ils ont quelqu'un d'attitré, qui peuvent appeler, son agent, un peu ça comme tu veux. Puis avec la numérisation des bien-être social, tu perds ton conseiller. Parce que là, ton dossier, c'est ça, il est sur un nuage, il est accessible à n'importe quel agent. T'appelles, toi. Là, il faut que tu comptes ta vie à chaque fois. Là. Parce que là, c'est sûr, le conseiller, l'avantage, c'est qu'il dit « Hey, salut Dominique, puis comment ça va finalement? » Puis là, tu sais, s'il est moindrement intelligent, il prend des notes, il peut même te reparler des conversations qu'on a eues, puis il sait où tu t'en vas, puis il va te demander déjà « Puis finalement, l'affaire que tu as essayé, ça a-tu marché? » Ou ben, tu sais, bon. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'humain là, qui se passe, là. Tu sais. C'est une vraie échange, là, tu sais. Puis ça, là, les échanges humains, là, je comprends que la technologie, c'est merveilleux, c'est fantastique, là, mais ça ne remplacera jamais, jamais, jamais l'expérience humaine. OK? Puis là, Mme McGrath, elle va questionner Mme Rouleau sur la numérisation des BS qui perdent leurs conseillers. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation du système pour ces gens-là. Puis c'est ça que la nouvelle identité, pas l'identité numérique, mais le nouveau système là, vers le numérique apporte, là. Écoute ça, c'est quand même spécial. Madame la Présidente, je me lève aujourd'hui au nom des prestataires, des personnes assistées sociales qui font face à un virage numérique déshumanisant. En effet, le gouvernement a commencé à numériser les services aux prestataires d'aide de dernier recours, ce qui veut dire que lorsqu'une prestataire appelle, elle n'aura plus accès à un agent responsable de son dossier. Je cite un ancien agent socio-économique, Christian Daigle, qui est maintenant le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Que ces gens-là aient besoin de réexpliquer leur dossier avec les difficultés qu'ils vivent, c'est complètement aberrant. L'impossibilité de parler avec une seule agente responsable de leur dossier augmentera l'anxiété de nombreux prestataires, limitera la qualité du suivi et augmentera le potentiel d'erreur dans des dossiers complexes. Cela pourrait même pousser certaines personnes à la rue. Est-ce que la ministre accepte que ces plus démunis deviennent seulement des numéros? La réponse de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie la députée pour cette question. On est en train de procéder au ministère depuis
depuis un petit peu plus d'1 an à une réorganisation des services de manière beaucoup plus efficace. On s'assure, Madame la Présidente, avec le programme UNIR qu'on appelle, à ce que tous les prestataires, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir accès aux services des bureaux de Service Québec puissent avoir accès partout à travers le Québec. Que les dossiers relatifs à chacun de ces prestataires soient maintenant évidemment numérisés, que les personnes qui sont responsables des services des prestataires puissent avoir accès directement à l'ensemble du dossier, mais aussi, surtout, Madame la Présidente, que les prestataires aient aussi accès à leur dossier. Bon. On facilite l'accès. On a la possibilité aussi pour les personnes qui ont des enjeux numériques d'aller directement au Bureau de Service Québec. Il y a toujours quelqu'un pour répondre aux besoins. Il y a toujours quelqu'un pour te répondre. Ben oui, toujours quelqu'un pour te répondre. C'est pas bien. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, là, comme elle a dit. Bon, tu sais, au moins, le gars, la personne, la fille, le gars qui est sur l'aide sociale va avoir accès à son propre dossier. Tu sais, qu'est-ce qu'il écrive sur toi, c'est quoi, là. Fait que tu vas avoir accès à plein d'informations aussi, là. Tu n'as même pas osé d'appeler ton agent, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu sois... faut que les technologies, ça soit une facilité pour toi, là. Puis, tu sais, plus ça va aller, plus ça va vers ça aussi, là. Tu sais, les gens finissent par mourir, là. Puis les nouvelles personnes qui rentrent dans ce système-là, ben c'est ça, ça fait partie de leur vie, puis là, c'est facile pour eux autres. Mais tu sais, c'est sûr que plus que tu es âgé, plus c'est difficile ces technologies-là. Puis il y a une transition à faire vers ça. Mais ça reste quand même déshumanisant de penser que tu n'as pas accès à une personne unique qui va s'occuper de ton dossier. Tu sais, quand même. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire les deux. Avoir, oui, numériser dans mon dossier, qu'il soit accessible. Si l'agent n'est pas là, ben, il est malade, en vacances, encore là, comme les GMF, quelqu'un peut te remplacer pour prendre tes dossiers pendant ce temps-là, mais quand même, toi, tu peux avoir une historique avec cette personne-là, puis ça peut aider, c'est certain. Écoute, c'est ça la numérisation, l'identité. C'est la déshumanisation des humains, d'une certaine façon, au nom du service. L'efficience, au don que ça coûte cher aussi. Éventuellement, ça va être une intelligence artificielle qui va nous répondre. Alors, c'est plus que n'importe qui après ça. À un moment donné, là, l'intelligence artificielle, elle va tellement être intelligente, bien plus intelligente que n'importe quel être humain. Il va avoir, c'est comme un omnipotent, quelqu'un qui sait tout, là, connaît tout. Mon père disait, tu sais tout, tu connais tout, toi. Ouais, c'est ça, écoute-moi quand je parle. Tandis que c'est ça qui va être vrai là, pour l'intelligence artificielle, ça, là. Hein? Fait que ça va être comment qu'on va faire pour dire, ben, mettons qu'il dit quelque chose, c'est supposé, peut-être il y a quelque chose dans toi là, qui disait non, ça n'a pas d'allure, ça, là. Tu n'es même pas capable de trouver les arguments pour te défendre, tellement que l'intelligence artificielle va avoir la solution qui ne te convient pas à toi, tu serais même pas capable de te débattre de ça. C'est ça, c'est des choses qui vont arriver, en fait. Écoute, dernière petite capsule avant qu'on passe à mon entrevue avec M. Éric Duhem. Hein? Bon, on va te montrer ça. Madame Nicole, la PL57, une capsule sur la PL57. Madame Nicole, ça, était, tu sais, au parti, c'est une indépendante maintenant. Fait qu'elle pose pas souvent des questions, mais elle pose des bonnes questions quand elle a la chance de pouvoir poser des questions. Elle était avec le Parti libéral. Puis elle a quitté le Parti libéral, parce que, bon, elle voulait être comme la présidente, Mme Nathalie Roy, là, tu sais, c'est la présidente. Tu as la présidente officielle, tu as le second, il y a là 3 présidents, là. Parce que toute la journée, moi, je te montre la session parlementaire à l'Assemblée nationale, celle qui pose des questions, les 45 minutes. Ça, c'est Mme Nathalie Roy qui préside ça. Mais les autres commissions, les autres questions, c'est d'autres présidents. Puis ça, ben, tu as ton salaire de député plus le salaire quand tu fais ça. Elle voulu avoir ce poste-là. Finalement, son parti l'a donné à quelqu'un d'autre. Puis, à cause de ça, elle n'était pas contente, puis elle est partie. Fait que là, elle était indépendante. Puis là, elle pose des questions à Mme Laforêt sur la PL57, comme quoi ça n'a pas de bon sens. La PL57, je te rappelle, c'est quoi, là? C'est pour protéger les élus, c'est vendu comme ça. Protéger les maires, parce que les maires, ça démissionne. Il y a à peu près 700 maires là, sur 8000 qui ont démissionné. C'est à peu près 10%.
c'est beaucoup, mais en même temps, on peut penser que sur 8000 personnes, là, il y a peut-être un 10 c'est un nouveau travail, tu es un maire, tu n'apprends pas ça à l'école, là. Tu arrives là, toi, tu as tout fait pour devenir maire, puis là, quand tu arrives au poste, là, tu t'aperçois que c'est pas facile, puis ça peut être dur, puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Fait que tu démissionnes. C'est sûr, c'est dommage, là, puis ça coûte cher à la population. Quand tu démissionnes, il faut te remplacer, puis en tout cas, pas de trouble. Mais là, pourquoi ils démissionnent? Parce que là, ils se font invectiver, ils se font menacer, ils se font crier après, tu sais, dans les conseils de ville. Bon, c'est difficile, là. Ça, on nie pas, là, surtout avec ce qu'ils nous ont fait vivre pendant le gros rhume. Ils ne peuvent pas s'attendre qu'après ça, là, il n'y ait pas de réaction, là, puis il n'y ait pas de maladie mentale dans notre société, puis il y a encore plus de violence. On le voit, là, d'ailleurs, on l'a vu cette semaine, là, la violence. Je pense qu'il y a plus de crimes là, depuis le début de l'année que dans tout 2023, là. À Montréal et partout au Québec, là. On n'est pas habitué à ça, nous autres sites, là. On ne veut pas s'habituer à ça pendant tout. Mais tu sais, il y a des explications à tout, là. Puis c'est à cause, pas la pandémie, là, des mesures de débiles mises en place par nos gouvernements qui ont scrappé notre société, notre tissu social, notre économie, nos enfants, nos services. Tu sais, là, ça a fait pour sauver, il dit, entre 10 et 20 000 vies. Toutes des personnes en fin de vie, là, qui sont peut-être mortes à cette heure que je te parle. Là. Mais on les a sauvés là. Imagine-toi, c'est complètement débile. Puis là, le projet de loi, je m'y perds. Le projet de loi 57, ce que ça mange en hiver, c'est que là, le conseiller ou le maire, tu sais, en place, s'il y a un citoyen qui vient se plaindre, il va dire, c'est beau, c'est noté. Puis là, toi, ben là, c'est noté, tu vas-tu faire quelque chose? Non, c'est noté, vous l'avez dit, là, on l'a noté. Puis la déchiqueteuse est de chaque côté, là, tu sais. Fait que là, tu sens, toi, là, qu'il s'en fout de ce que tu viens de dire, là. Fait que là, tout ça te fait capoter, puis là, tu t'en rajoutes avec d'autres arguments, puis là, après ça, la semaine d'après, tu reviens au conseil, parce que là, tu as pensé à ton affaire, tu as d'autres arguments, toi, là, puis tu veux absolument te débattre de ça, là. Fait que tu reviens à la charge. Comme les politiciens font, comme Québec solidaire a fait, par exemple, pour la crise de logement, de revenir toujours la loi 31, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça, puis il expliquait, puis la session d'après, il revenait encore des mêmes questions, un autre angle, mais toujours la même affaire, finalement, tu sais. Est-ce que là, il a dit, OK, là, c'est assez, là. Là, vous avez dit, il a fait 3 ou 4 fois, tu le dis, là. Là, c'est fini, là. OK? Là, tu vas avoir une amende si tu rouvres la bouche encore. Tu sais? Il ne faut pas ça entre députés, là, mais c'est le même qui vont faire ça avec les citoyens. Un citoyen va pouvoir dire, tu as une amende jusqu'à 1500$, puis là, tu vas avoir un ordre de la cour, tu ne pourras plus revenir, tu ne peux plus revenir ici, tu ne peux plus non plus aller sur les réseaux sociaux pour déblatérer tes affaires. Tu sais, là, on te censure, là, c'est de la censure. En d'autres termes, OK? Puis c'est ça qu'elle va mettre en surbrillance. Madame Laforêt, non, vous êtes d'accord qu'il faut protéger nos élus. Protéger nos élus, là, oui, la liberté d'expression qu'elle va te dire, c'est très important. Mais la protection des élus, ça semble plus important encore. C'est non. C'est non, hein. Madame la Présidente, on sait, il y a déjà pas mal de tensions dans le monde municipal et je vois pas concrètement sur le terrain en quoi le projet de loi 57 de la ministre va aider à améliorer la situation. C'est quand même inquiétant que la solution de la ministre pour améliorer le climat politique au Québec est de mandater les corps policiers pour visionner les bandes vidéo des séances du conseil municipal afin d'identifier si un citoyen mérite ou pas une conséquence ou une amende. Soyons réalistes, ça risque d'embourber le système inutilement. On s'entend, si un citoyen dépasse réellement les bornes en étant agressif ou en proférant des menaces, c'est déjà pratique courante de demander l'intervention des policiers. Mais est-ce qu'on veut vraiment ouvrir des enquêtes policières chaque fois qu'un citoyen insiste pour obtenir des réponses à ces questions? Ça n'a aucun sens. Est-ce que la ministre a évalué les conséquences de son projet de loi? Bonne question. La réponse de la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander à ma collègue, est-ce que ma collègue accepte toute l'intimidation, la violence, le harcèlement que certains élus vivent dans les municipalités? On est rendu, Madame la Présidente, à 782 démissions sur 8 000 élus municipaux. Alors, est-ce que c'est logique, la question de ma collègue? Est-ce qu'on peut laisser aller comme ça les élus?
Est-ce qu'on doit mieux protéger les élus? Oui, on doit mieux protéger les élus, Madame la Présidente. C'est sûr que les plaintes, c'est comme dans tous les cas, les citoyens, les élus peuvent faire des plaintes à la police. Maintenant, nous, on va plus loin. On a adopté le projet de loi 49, l'obligation d'éthique et en déontologie pour les élus municipaux. Il y a des obligations de formation pour nos élus municipaux. On va aller encore plus loin. Maintenant, en aucun temps, la liberté d'expression sera touchée, soit pour les journalistes, soit pour les citoyens, même pour les élus. Alors, je veux rassurer ma collègue, mais honnêtement, c'est le temps de protéger nos élus, puis on le fait avec le projet de loi 57, et vous allez voir, vous ne serez pas déçus du tout, parce que vous étiez pour le projet de loi 49, puis c'est la suite du projet de loi 49. Alors, si vous étiez d'accord pour le projet de loi 49, normalement, vous seriez d'accord pour le projet de loi 57. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous vous adressez à la présidente. Première complémentaire. Merci, Madame la présidente. Le projet de loi 49 manquait déjà beaucoup d'ambition. On n'avait pas posé un code de civilité, ce que la ministre a repoussé. Le projet de loi 57, c'est un omnibus. Il y a 10 articles sur l'ensemble du projet de loi qui traitent des incivilités entre élus. En fait, les incivilités dans le monde municipal, même pas entre élus. Parce que le problème, c'est qu'on va venir donner des amendes ici aux citoyens. Le citoyen qui pose des questions, s'il la pose 3 fois, il va avoir une amende. Mais c'est 2 poids, 2 mesures. Pourquoi, entre collègues, il n'y en a pas d'amende de possible? Pourquoi? La réponse de la ministre. Pas quoi répondre, Madame la présidente, parce que ma collègue n'est même pas dans mon projet de loi. Je suis en commission, on est en train d'étudier le projet de loi. Ma collègue n'assiste même pas à mon projet de loi. Donc, les explications et les questions que vous posez, venez à mon projet de loi, vous allez pouvoir les poser. C'est pas du tout la réalité qu'on vit. C'est même pas les articles qu'on adopte dans mon projet de loi. Alors moi, je vous invite à venir entendre, premièrement, tous ceux qui sont venus en commission, pour entendre nos partenaires, écouter l'UMQ, écouter la Fédération québécoise des municipalités, écouter Québec et Montréal. Oui, Madame la présidente, je vais vous regarder. Mais honnêtement, on travaille ensemble. Mais pour travailler un projet de loi, il faut le faire entre collègues. Alors j'invite ma collègue à venir. On est après-midi en commission encore. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, je veux juste rappeler à la ministre là, que pas parce qu'on n'est pas assis en commission qu'on ne l'écoute pas son projet de loi. J'ai pas manqué un article du projet de loi. Je sais exactement où vous êtes rendu. Et d'ailleurs, la ministre, quand elle parle de l'atteinte à la vie privée, la liberté d'expression, bien moi, j'aimerais que dans son projet de loi, Madame la présidente, elle insiste un peu plus. Il y a même un groupe de dirigeants des salles de nouvelles qui ont publié une lettre ouverte. C'est inquiétant de ne même pas être capable de tolérer la critique alors que la critique est saine. La réponse. C'est ça. En démocratie, là, ça prend ça. Madame la présidente, honnêtement, là, en aucun cas, nous allons museler des citoyens, des journalistes. Nous sommes dans des situations d'abus, des situations abusives, de menaces, il y a des lois pour ça, déjà. D'intimidation. Madame la présidente, c'est pas normal que certains conjoints ne puissent plus aller travailler parce que l'élu a des menaces. C'est pas normal non plus que les enfants des élus ne puissent pas aller à l'école parce que leurs parents élus ont des menaces. Alors, Madame la présidente, on est responsable comme gouvernement. Les élus sont essentiels pour la démocratie, puis on va continuer de protéger nos élus. Gens, eux autres. Mais en aucun cas, les journalistes seront muselés, les citoyens non plus. Nous sommes toujours dans des situations abusives. En question principale. On est toujours dans des situations abusives, qu'a dit. La démocratie, les élus, c'est important, la démocratie. Bien sûr, c'est les résultats de la démocratie, les élus. La démocratie, c'est les gens. C'est les gens qui forment la démocratie. Les élus, vous êtes juste une conséquence de la démocratie. Là. C'est pas le contraire. Là. C'est pas les élus qui font la démocratie. Là. C'est les gens. Toi, tu t'attaques aux gens parce que l'élu est trop faible pour supporter la critique, supporter qu'on n'est pas d'accord avec ses règlements ou ses projets de loi. Puis vu qu'il n'y a pas d'argument suffisant pour faire faire ma gueule aux citoyens qui diraient n'importe quoi, par exemple, ça peut, là. Moi, j'arrive, j'ai un bon projet, là. J'y crois à mon projet. Si j'y crois à mon projet, je suis capable de le défendre, moi. Si quelqu'un arrive et qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec mon projet, je l'écoute. Puis là, je dis, non, regarde, t'es dans le champ de patates, là. C'est ça. Puis là, il se débat avec moi. On va débattre. C'est tout. Puis à la fin, on sera peut-être pas d'accord, mais il va entendre tous mes arguments, puis il va entendre ses arguments, puis à la fin, c'est sûr qu'à un moment donné, après ça, si, mettons, après qu'on ait dit nos arguments, là, il t'envoie promener, puis il dit qu'il commence à te menacer, parce que là, il n'y a plus d'arguments, là. Il s'attaque à toi, là. Puis c'est ça, il y a des gens qui c'est pas long, là.
En philosophie, quand j'étais des cours de philosophie, on faisait de la rhétorique, tu sais. Puis si tu osais dire, bon, c'est bien toi, tu penses de même, t'es comme ci, t'es comme ça, tu n'es de perdre de débat. Parce que tu n'es de t'attaquer à la personne. Faut que tu t'attaques jamais à la personne. Toujours aux arguments. Tu sais? Mais c'est parce que dans la population, c'est ça. C'est que là, il y a des arguments, tu contre-argumentes, puis là, tout de suite, on te saute dessus. Tu sais, il va te dire, ah, là, t'es un ci, putain, ça, puis je t'attends dans le parking, tu sais. Mais là, t'appelles la police. T'as pas besoin de projet 57 pour ça, là. C'est un toton, là, qui te menace en plein conseil de ville, là. Tu sais. Mais quelqu'un qui te dit que t'es dans le champ de patates, puis qui n'aime pas ton projet de ville, puis tu l'expliques par A plus B, puis toi, t'es là en tant que maire, puis tu sais plus quoi dire, là. Mais c'est parce que peut-être que tu pourrais refaire tes devoirs à la place de juste tenir mordicus à un projet de loi qui n'a pas d'allure. Il y a quelqu'un, un citoyen qui arrive, puis te l'explique que t'as pas d'allure, puis toi, t'es même pas capable de te défendre. Parce qu'il y a un problème, là. Tu sais, comme M. Valiquette, là, quand on dit, Mme Chany-Thériault, elle dit, qu'est-ce que vous allez faire, là, quand on va vous attaquer sur la constitutionnalité de ta loi, là, l'article 6, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire une affaire de même, c'est sûr que on va se faire attaquer. Avez-vous des avis juridiques, quelque chose? Comment vous allez vous défendre, tu sais? Puis là, il dit, on verra quand ça arrivera, tu sais. OK, là, vous êtes un parieur, un gambler, là, vous attendez. T'es pas sûr que ça va arriver, fait que on espère que ça arrive pas, mais si ça arrive, puis des grosses chances que ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est noté, tu sais, il n'y a pas d'argumentaire, là. Tu sais, ces réponses sont pas bonnes. Toi, quand en tant que citoyen, quand tu entends les réponses de ton maître, tu avais peur avant. C'est ça qu'elle a dit d'ailleurs, elle a dit, OK, je n'étais pas rassuré avant d'arriver, puis là, j'ai encore plus peur que j'avais après avoir entendu vos réponses, là. Puis c'est un citoyen qui dit ça. Est-ce que là, il aurait pu arriver, puis OK, voici une amende, là. Fait 3 fois que vous me le dites, là, moi, mon petit cœur, il est capable de le prendre. C'est quoi l'affaire? En tout cas, regarde, c'est sûr que ce projet de loi-là, c'est pénible, là. C'est pénible pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Même des gens qui sont complètement là, bien, là, qui ne sont pas hargneux, quoi que ce soit, qui vont vouloir juste aller au conseil poser des questions, ils vont hésiter de peur, peut-être, avoir une amende. Fait que c'est pas bon. C'est pas bon. Je comprends son idée là, de vouloir protéger l'élu. Là. Jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Là, on est tous des humains, là, c'est vrai. Mais c'est pas facile d'être élu. Puis il faut pas faire une loi comme ça pour empêcher la citoyenne d'interagir. Je sais pas ce que tu en penses. Comment tu dis ça, Eric? Une bonne pilote du véhicule vers le chaos? Ouais, c'est ça. Écoute, on est rendu déjà à mon code Calogia, dans mon temps, avec Éric Duhem, écoute, grâce à François Trépanier, qui a travaillé pendant des semaines, là, à essayer de m'avoir une entrevue. Finalement, je les ai contactés, parce qu'il a dit, OK, il me contacte, il m'envoie un courriel, puis là, ben, il a reçu mon courriel, cette fois-ci. Monsieur Cédric Lapointe a reçu mon courriel, puis il a dit oui, ça nous intéresse. Moi, j'y propose, dans le fond, de parler des îles de la Madeleine, justement de cet enjeu-là. Là. Parce que c'est tout un enjeu, là. C'est tout un précédent, là, si ça passait, ce règlement-là, pour toutes les autres municipalités. C'est pas le 30$, la taxe de 30$, on s'en fout de la rigueur. C'est vraiment l'idée que les citoyens doivent sortir, quand ils sortent de chez eux, ils montent des papiers, tu sais. T'as pas le choix de sortir de chez vous à un moment donné. C'est pas comme aller à la ronde, c'est pas comme aller au parc Belmont, là. Ça n'a rien à voir, là. C'est pas un service, ça, là. C'est de sortir de chez vous. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet qui est très d'actualité, qui est au Québec, qui nous touche, nous, directement, puis qui peut impacter le reste de la population. Fait que moi, je voulais avoir un politicien élu, de préférence, ou quelqu'un comme ça, qui ont quand même, le PCQ, là, il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont voté pour lui. S'il y avait eu un mode de scrutin convenable, ben, il y aurait des députés, là. C'est sûr, OK? C'est à cause du mode de scrutin qu'il n'y a pas de députés, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, j'étais content, je voulais entendre parler, je voulais l'entendre sur cet enjeu-là, tu sais. Puis là, tu vas voir, là, écoute, c'est lui qui me part sur plein d'autres sujets. Puis là, c'est sûr que, tu me connais, il y a des moments que je me tourne la langue, là, parce que je veux pas, comment dire, là, parce que, tu sais, à un moment donné, il parle de la pandémie, là. C'est sûr qu'il y a des petites questions que j'aurais voulu y poser, qu'il aurait mis en boîte, là. Tu sais, on se serait obstiné, là, un peu, probablement. Puis je voulais pas ça, une première fois, là. Tu sais, fait que tu vas me voir bien cool avec, OK?
Puis je veux simplement qu'ils soient à l'aise puis qu'ils reviennent à mon émission pour qu'après ça, on puisse éventuellement débattre avec respect puis que je ne sois pas d'accord avec lui puis j'y montre mes arguments éventuellement. Mais là, il m'a surpris aussi. Moi, je n'avais pas préparé de questions en conséquence de ça. Là. Moi, j'étais préparé pour les îles de la Madeleine, mais en tout cas, je le remercie à la fin pour sa générosité parce qu'on a touché à plein de sujets. J'ai hâte que tu vois ça. Écoute, vas-y Hugo, là, 2 secondes, là, ça part dans 2 secondes. Je te dirais, partage ça, là, pendant qu'on est là, t'es en direct, partage ça, c'est le temps, commente ça, fais-moi un pouce si t'as pas fait de pouce encore, OK? Je te présente ça, puis après l'entrevue, ben, je te reviens, là, pour voir ce que t'en penses. OK? Puis si t'as des commentaires, ça se peut qu'ils apparaissent en bas pendant que... Puis, hey, merci beaucoup, François, là. Hey, ça en prendrait plein de François comme ça qui aiment me chercher des entrevues avec PSPP, Tanguay, tout ce beau monde-là, là, que j'aimerais ça qu'ils viennent à mon émission. José. Hein? Fait que c'est fait, Hubert. T'es correct, là? T'es un petit pipi. Fait que je te présente mon entrevue avec Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à participer à mon émission d'actualité politique du Québec. Bienvenue. Bien, merci beaucoup Dominique, merci de l'invitation. Écoute, ça fait longtemps que je veux que tu viennes à mon émission. Tous les gens qui me suivent, ils me disent tout le temps pourquoi tu n'invites pas Éric Duhem. Puis c'est peut-être un peu de ma faute là, parce que je suis pas assez tenace pour vous harceler. Mais là, je pense que je commence à comprendre comment ça fonctionne. Là, puis je pense qu'on va être capable de se voir plus souvent dans l'avenir parce que la politique, c'est quelque chose qui n'arrête jamais. Hein? Il y a toujours plein de sujets. Absolument. Il y a toujours de quoi, même pendant les vacances, il y a quelque chose qui rebondit. C'est ça. Puis je voulais te voir parce que, écoute, il y a un enjeu en ce moment à l'île de la Madeleine. Puis je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Surtout dans les médias de masse, on parle plutôt de la taxe de 30 $, comme si c'était ça l'enjeu, quand on sait que le réel enjeu, en fait, c'est que l'enjeu le règlement 2024-06 et le 2024-12 qui oblige les résidents permanents à prouver avec un permis de conduire ou une autre preuve là, qu'ils résident bien aux îles de la Madeleine ne pourra pas avoir à payer le 30 $ sous peine d'avoir une amende de 1000 $. Qu'est-ce que tu penses de ce règlement-là en partant, là? Bien, d'abord, moi, je suis en politique, puis c'est à cause de ça, là, puis les gens vont faire de lien avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire puis les 3 dernières années. Moi, je suis en politique là, pour que le gouvernement arrête d'essayer de contrôler nos vies puis de donner de la liberté au monde. On a fait campagne la dernière élection, le slogan, c'était « Libre chez nous ». Bien, libre chez nous, là, ça ne veut pas dire que tu es obligé de montrer des papiers pour sortir de ta ville. Écoutez, là, c'est pas, les îles de la Madeleine, ce n'est pas un pays étranger, là. Il n'y a pas de frontière entre les îles de la Madeleine et le reste du Québec. C'est une municipalité à part entière du territoire québécois. Puis ce qui m'inquiète de ce qui se passe aux îles, c'est le précédent qu'on est en train de créer à la grandeur du Québec. Parce que nous autres, on a par exemple un candidat qui a été candidat dans la Côte-du-Sud, Frédéric Poulain, qui est aujourd'hui le maire de l'Île-aux-Grues. Puis l'Île-aux-Grues, c'est une petite municipalité, là, peut-être 1000 âmes. Là. Puis là, il me dit, les citoyens sont rendus qui me demandent, hey, plutôt que parce qu'il y avait un enjeu aussi de déchets, puis de frais de toutes sortes, là, puis au lieu d'augmenter les taxes, pourquoi tu fais pas comme aux îles? Pourquoi qu'on met pas une taxe pour le monde qui vient de l'extérieur, puis nous autres, on pourrait prouver qu'on vit aux îles pour pas payer? Fait que ce qui me fait peur, c'est qu'on va créer un précédent, puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça va devenir de plus en plus facile de contrôler les populations quand ils veulent se déplacer à l'extérieur de leur municipalité ou à plus de 15 minutes de leur lieu de résidence. Donc, c'est le genre de politique qui me fait excessivement peur. Puis, tu as raison, le 30$, là, à la limite, ils peuvent charger des taxes sur tout. Écoute, au Québec, on invente à tous les jours des façons de taxer du monde puis de presser le citron du contribuable toujours plus. Cette semaine, c'est encore 150% d'augmentation sur les immatriculations pour les automobilistes de la grande région de Montréal. Je veux dire, ça finit plus les façons de venir nous chercher l'argent dans nos poches. Mais celui-là, ce qui m'écoeure, c'est qu'on veut faire ça. Puis là, tu as parlé des gens qui résident aux îles, mais même des gens qui viennent de l'extérieur. Là, si moi, je m'en vais aux îles, tu sais, commencer à avoir un code barre puis donner de l'information personnelle pour pouvoir rentrer ou sortir des îles de la Madeleine, je m'excuse, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que je suis un criminel et j'ai quelque chose à cacher, là. C'est parce que je ne veux pas qu'on devienne totalement contrôlé par la merci des gouvernements. Je n'ai pas confiance à ce genre de pouvoir-là. Et je pense que les individus au Québec sont libres, puis il faut le dire haut et fort. Puis le débat a pris une drôle de tournure, puis tu as raison, les médias de masse n'en parlent pas suffisamment parce que c'est une grave, grave atteinte. Puis
faut se le dire aussi, là, c'était pour ça qu'on était contre notamment le passeport vaccinal il y a quelques mois, quelques années. On a créé un précédent. Puis un coup, tu as le doigt dans l'engrenage, là, ben, tu sais, un petit coup, on va toujours plus loin pour nous priver de nos libertés. Puis moi, c'est ça qui m'effraie là-dedans. Ben, c'est ça, c'est que ça peut devenir un précédent, cette histoire-là. Parce que, bon, on se dit, bon, écoute, pour sortir de l'île, je présente mon permis de conduire. Pendant ce temps-là, on va aller chercher de l'argent pour notre île, pour gérer nos poubelles, pour le parc national, un parc qu'ils veulent faire. Tu sais, il y a des gens on dirait qu'ils n'ont pas conscience de la valeur qu'est la liberté, puis à quel prix qu'on l'a obtenu. Puis aujourd'hui, c'est tellement acquis que quand on essaie de faire des trous dans notre charte des droits et libertés comme celle-là, les gens sont enclins pour un peu d'argent. Des fois, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour un hot dog, là, je te fais remarquer. Donc, ça montre à quel point que les Québécois ne sont pas conscients de ce qu'est la liberté. Puis, comme tu viens de l'expliquer, comment ça peut devenir un précédent, puis ça peut devenir dangereux, parce qu'à petite dose, comme la petite grenouille dans le chaudron qu'on fait bouillir tout doucement, elle s'en rend pas compte, elle va être cuite à la fin. Là. Mais on est chanceux, Éric, parce que... Oui, vas-y. Bien, puis ce qui m'écœure encore plus, là, Dominique, c'est qu'il n'y a pas un seul élu sur 125 à l'Assemblée nationale qui s'est levé de bout pour dire que ça n'a pas de sens. Moi, c'est le bout. Tu sais, que ça passe à la limite, c'est démocratique, puis bon, mais qu'il n'y ait pas un seul élu. Pire que ça, le seul qui s'est élevé pour en parler, c'est le député des Îles, Joël Arsenault, le député péquiste, puis il est intervenu pour défendre ça, pour dire au monde de fermer le gueule puis d'arrêter d'insulter leur maire puis les élus locaux. Faut le faire. Ça, c'est le bout que je me suis dit, wow! Puis ce gars-là, il est supposé être un indépendantiste, là. C'est un séparatiste pur et dur, un des 3 derniers qui restent à l'Assemblée nationale. Puis ce gars-là, qui veut faire un pays... qui veut mettre des frontières autour du Québec, il est en train de diriger des frontières entre les îles de la Madeleine, son comté, puis le reste du Québec. C'est à n'y rien comprendre. Ils disent Québec libre, mais ils veulent que les Québécois soient de moins en moins libres. Comment tu peux être pour un Québec libre et être contre la liberté des Québécois? Le PQ là-dessus, là, c'est pas pour rien que le monde quitte le PQ puis que le PQ est à 31 % alors que, puis que l'indépendance a fait du surplace. Leur projet ne tient pas debout. Si leur projet était pour plus de liberté, je suis pas mal sûr qu'ils attireraient plus de monde. Mais quand c'est pour faire un État encore plus totalitaire, il y a bien du monde qui disent, gars, le style de liberté dont vous parlez, moi j'appelle ça une prison, puis ça m'intéresse pas. Là. Bien, M. Arsenault, justement, quand je l'ai entendu en point de presse là-dessus, il a parlé de l'enjeu des poubelles, que le maire, comme tu dis, avait le droit de... Tu sais, il défendait vraiment là, le règlement du maire. Puis lui, il disait qu'il ne voulait pas jouer à belle-mère. En voulant dire, il ne veut pas s'immiscer là-dedans. Dans le fond, c'est parce que ça fait son affaire. Là. Quand il dit ça, c'est parce qu'il ne vaut pas d'enjeu. C'est une façon pour lui de ne pas s'immiscer là-dedans. Mais c'est comme tu dis, c'est vraiment choquant de voir une personne comme ça, un indépendantiste, qui, au lieu de... Tu sais, il pourrait dire, écoute, on est pour le fait que le maire a les pouvoirs de taxer le tourisme, parce que, bon, c'est une île touristique, bon, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là, mais à partir du moment qu'on brime les droits des propres résidents, là-dessus, nous, on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'à partir d'un politicien, à partir du moment qu'il fait un règlement puis qu'il voit qu'il est obligé, pour le faire respecter, de brimer les droits les plus fondamentaux de ses citoyens, il devrait comprendre que c'est pas un bon règlement en partant, là. Exactement. Puis, c'est pas la première fois là, que les indépendantistes font ça. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, là, ils étaient main dans la main avec Legault, même il était pire. Hein? C'est le Parti québécois qui voulait qu'on ferme les régions, qu'on mette des barrages policiers entre les régions du Québec pour pas qu'on puisse aller à nos chalets, pas qu'on puisse visiter nos familles. Un parti qui se dit indépendantiste, qui veut ériger des frontières à l'intérieur du territoire québécois, méfiez-vous de ça. Ils ne veulent pas faire l'indépendance pour vous donner plus de liberté, dites-vous bien ça. Bien, c'est sûr que je regarde, là, écoute, il y avait quasiment une surenchère entre le Parti québécois et le Parti libéral, le QS. Là, on dirait que, moi, je trouve que les partis libéraux, c'est lui qui a gagné la palme là, de vouloir aller encore plus loin, plus fort. Peut-être parce qu'il y avait plus de temps de parole là, pour le montrer, mais c'était effrayant pendant cette période. Il appelait le passeport vaccinal le passeport liberté. Imagine-toi, on va emprisonner le monde pour on va appeler ça la liberté. Voyons, un peu plus, puis il appelait ça l'hôtel de la liberté, c'était une prison. C'était comme, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, gars, c'est plate parce que c'est pas la première fois. Hein. Il y a souvent des débats démocratiques importants, fondamentaux dans notre société
puis les 4 partis sont toujours d'accord. Et ça, moi, ça m'énerve. Puis c'était une des raisons pourquoi moi, j'ai décidé à un moment donné de lâcher mon micro, puis d'arrêter d'être animateur, puis de me présenter comme chef d'un parti politique. Je me suis dit, c'est pas normal que notre démocratie soit aussi faible, soit aussi peu représentative. C'est pas normal qu'il y ait des débats à l'extérieur du Parlement, puis qu'à l'intérieur du Parlement, tu as 125 François Legault qui hochent du bonnet et qui disent « Oui, monsieur le Premier ministre, oui, monsieur le Premier ministre ». On vit qu'une démocratie. Puis c'est l'affaire qui m'a rendu le plus triste par rapport aux résultats des élections. Que j'aie pas gagné, c'est pas grave. Là, je suis capable de gagner ma vie, puis c'est pas je suis capable de faire d'autres choses. Là. C'est pas ça. C'est le fait que il y a la voix de 530 000 personnes qui n'est pas entendue à l'Assemblée nationale. C'est que la démocratie au Québec, elle a été violée d'une certaine façon. Ben, c'est sûr que si Legault avait respecté sa parole de dire qu'il était pour faire la refonte du scrutin, ça n'aurait pas arrivé ça. Tu aurais quelques, bien sûr, députés. On aurait une dizaine de députés. Oui, je ne sais pas combien exactement, mais c'est certain que tu as eu des députés, puis tu as eu un accès à l'Assemblée nationale, puis là, la voix du Parti conservateur a pu être plus entendue qu'en ce moment, même si on voit dans les médias de masse quand même. Tu apparais, on parle du Parti conservateur. Puis d'ailleurs, c'est grâce à toi tout ça, on s'entend, parce que tu as saisi la balle au bon. Tu sais, le Parti conservateur, il était vraiment, on pourrait dire quasiment moribond, là, à moins de 2% des intentions de vote. Puis quand tu es arrivé, tu as saisi l'enjeu, tu as vu qu'il y avait vraiment un espace là, pour un parti, qu'il était laissé libre par les autres, là, parce qu'il était toute main dans la main. En fait, mon prédécesseur, Adrien Pouliot, là, il est aussi bon que moi, il est aussi intelligent que moi, puis il a les mêmes idées que moi. Oui. Puis moi, je ne dénigrerai pas Adrien, c'est un super bon gars. D'ailleurs, on se voit encore régulièrement, puis il me conseille énormément. Puis j'espère même qu'il va être candidat à la prochaine élection pour nous autres. Cela étant dit, je savais, j'étais conscient, je ne suis pas cave, là. Je savais que parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans les médias, j'avais une certaine notoriété. Surtout dans la région de Québec, où ce qui est le Château-Fort conservateur. Je savais que si j'arrivais, je connais assez les médias et la communication, que ça pourrait avoir un impact positif pour notre mouvement. C'est ça qui est arrivé. J'ai mis ma notoriété au service de la cause et c'était ça mon plan, puis c'est exactement ce qui s'est produit. Bon, puis, tu sais, les gens me disent, es-tu bien déçu de ne pas avoir été élu? Honnêtement, là, au début, je pensais que j'allais faire 3-4 %. Quand j'étais allé, là, je me suis dit, je vais faire passer ça de 1 % à 3-4 %. Je vais faire passer le membership de 400 à 2-3 000. Si ça va super bien, 5 000. Aujourd'hui, on est 63 000 membres du Parti conservateur du Québec. Là. Fait que c'est juste te dire que, tu sais, des fois, quand tu commences, tu sais pas où ça va arrêter. Parce que au début, quand je suis parti ça, moi, je me disais, on n'est pas beaucoup au Québec à penser de même. Je pensais, puis rappelle-toi, quand on appelait ça des conférences de prêche, là, où Legault avec Arruda, puis là, le monde trouvait donc que c'était bon, puis c'était le Québec arrêtait au complet pour aller écouter les conférences de prêche de Papa Legault. Et on avait l'impression, celles et ceux qui, comme moi, comme toi peut-être, comme d'autres qui nous écoutent, qui n'étaient pas d'accord, on avait l'impression qu'on était tout seul. Même il y en a plusieurs qui fermaient le gueule et qui ne le disaient pas parce qu'on avait quasiment peur de dire qu'on n'était pas d'accord avec ça, tellement que tout le monde était d'accord. Étant liesse, c'était fou. Moi, j'ai jamais vu ça, écoute, de ma vie. On sait depuis toujours, dans les médias quand même, on voyait les deux côtés de la médaille. Mettons, souverainiste, fédéraliste, on pouvait entendre des arguments des deux côtés, puis se faire une tête en tant que citoyen. Mais là, c'était vraiment, on s'en va dans le trou là-bas, puis vous allez tous nous suivre. Puis ceux qui ne nous suivent pas, là, gare à vous, parce qu'on a des amendes, on a de la coercition. Écoute, c'était effrayant ce qu'on a fait à la population. Traumatiser la population. Fait que mon premier défi, là, Dominique, c'était ça. C'était de délier les langues. C'était que ceux et celles qui pensaient comme nous, qu'on se rassemble. Puis je me souviens, rappelle-toi, on faisait des lives à tous les mardis soirs. C'était devenu quasiment une rencontre hebdomadaire obligatoire. Parce que de ça, on n'avait rien à faire, parce qu'on n'avait même pas le droit de sortir de chez nous parce qu'il y avait un couvre-feu. Mais c'est comme ça que moi, j'ai découvert. Puis c'est comme ça que bien du monde qui venait nous rejoindre ont découvert qu'il y avait d'autres mondes qui pensaient comme nous. Puis qu'on s'est rassemblés. Puis on a réussi à voir qu'on avait un mouvement politique derrière ça, puis qu'on était capable de traduire ça en vote aux élections. Puis c'est comme ça aussi que même psychologiquement, moi, ça m'a aidé à passer au travers, parce que je vais te dire que je filais pas bien comme bien du monde. Là. Puis ça m'a aidé à réaliser, ben gars, c'était quasiment thérapeutique là, de jaser avec du monde. Même les tournées du Québec que je faisais, parce qu'on ne pouvait plus socialiser, on ne pouvait plus rien faire, ça m'a permis d'interagir avec le monde. Puis moi, ça m'a sauvé. Puis si ça a sauvé d'autres mondes, mais c'est ça qui était le premier objectif. Hein. Je me souviens qu'on allait partout dans les régions. J'avais jamais vu ça. Là. J'ai fait de la politique toute ma vie. Là, puis pendant 2-3 ans, il n'y a pas un rassemblement politique
politique que j'ai pas eu une ou plusieurs personnes qui me pleurent d'un bras. Tu sais, tu vois pas ça dans un rassemblement politique, là. Mais les gens étaient tellement à fleur de peau, puis il y a tellement eu de détresse psychologique au Québec. Puis il y en a encore, hein. Faut pas sous-estimer les impacts. Et il y a encore des gros problèmes, là. Allez vous promener. Écoute, la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières, à Shawinigan. J'avais jamais vu ça, des itinérants. En tout cas, surtout pas en quantité comme j'en ai vu. On n'est pas au centre-ville, tu n'es pas à Berry-UQAM, là, puis je te parle pas de Berry-UQAM parce que c'est encore bien pire ce qui se passe présentement. Il y a des coins qui c'est même rendu dangereux. Mais de voir autant d'itinérants dans des petites villes du Québec, on n'avait jamais vu ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis les gens qui sont là, c'est pas compliqué, là, c'est parce qu'ils n'ont plus une scène, puis c'est parce que leur santé mentale ne va pas, là. Et ces gens-là ont besoin d'aide, puis on les a coulés au lieu de les aider depuis quelques années, là. Écoute, ce que ça a généré comme problème, on le vit actuellement, puis on va le vivre encore pour la prochaine décennie, là. Puis j'espère que quand le Parti conservateur va arriver au pouvoir, où il va avoir des élus qui vont pousser pour qu'on fasse, à un moment donné, une rétrospection de ce qu'on a fait. Hein? Parce que là, une commission d'enquête publique et indépendante, là. Idéalement, comme ils viennent de faire en Alberta. T'as-tu suivi qu'est-ce qui s'est passé en Alberta? En Alberta, il y a eu quelque chose qui a été fait. Danielle Smith, quand elle est arrivée au pouvoir, elle avait promis ça. Et elle a nommé Preston Manning, l'ancien chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes, chef du Parti réformiste. Elle l'a nommé à la tête de cette commission-là. Ils ont fait une commission avec, je me souviens plus, une cinquantaine de recommandations. Le gouvernement s'est engagé à respecter les recommandations. Il y en a une, c'est comment déterminer les trois grosses axes, là. C'est comment s'assurer que le système de santé ne laisse pas tomber le monde quand il y a une crise. Ça, c'est comment on peut améliorer le système de santé, améliorer l'offre. Puis on entend évidemment là, qu'à la part du privé, l'addition du privé peut beaucoup aider. Deuxièmement, comment on peut s'assurer que la crise, quand on dit qu'il y a urgence, pas juste sanitaire, là, mais qu'il y a un état d'urgence, comment s'assurer que tout est pris en considération, que ce n'est pas juste le nombre de patients qui rentrent à l'urgence, mais c'est aussi l'impact sur les entreprises, sur le sport, sur la santé mentale des enfants, sur les faillites, sur tous les impacts sociaux. Fait que ça, c'était un gros élément. Puis le troisième, c'est comment on peut effectivement contrôler une pandémie tout en s'assurant de respecter les libertés individuelles et les droits civiques de nos citoyens. Fait que il y avait trois gros axes, plein de recommandations, ils sont en train de mettre ça en place. Fait que c'est pas vrai que le Québec peut rien faire, là. On peut s'inspirer, parce que moi, si je suis premier ministre du Québec un jour, ou même juste député à l'Assemblée nationale, je vais tout faire pour que cette commission d'enquête-là soit mise en place. Puis je sais qu'il y a eu des commissions citoyennes, puis je salue les gens qui ont travaillé là-dessus, mais vous comprenez qu'ils ont beau faire toutes les recommandations qu'ils veulent, puis toutes les consultations qu'ils voudront, il n'y aura pas de output, il n'y aura pas de résultat parce que le gouvernement n'est pas lié. C'est pour ça que ça prend une commission d'enquête publique indépendante qui est dirigée puis qui est commandée par le gouvernement. C'est quand même spécial de regarder ça. Tu sais, je pense dans le temps de la guerre, quand on a envoyé nos jeunes, pour la liberté, là, on a envoyé des jeunes, des dizaines de milliers de personnes se faire tuer, des gens qui avaient toute une vie devant eux autres. Hein? On n'a pas hésité à l'envoyer sa chair humaine-là. Puis aujourd'hui, pendant une pandémie, pour sauver 10 000 personnes, parce que c'est ce que Legault nous dit, que ça a sauvé 10 000 personnes en fin de vie, finalement. On a scrappé la population, 9 millions de personnes. Écoute, la COVID comme telle, bien sûr que ça a touché des gens, mais les mesures ont touché 100% de la population et personne n'a été épargné. Il y en a qui ont payé plus cher que d'autres, mais personne n'a été épargné. Ça n'a pas de bon sens. Puis politiquement aussi, il y a un autre enjeu, puis c'est normal, là. On a tous vécu un traumatisme ces dernières années à un niveau ou à un autre. Puis les gens, là, tu sais, quand on a retrouvé notre liberté depuis un peu plus d'un an, les gens ont comme voulu tourner la page. Puis c'est un réflexe humain, naturel, OK? Ouais. On veut comme oublier ce qui s'est passé, puis on veut passer à autre chose. Puis je respecte ça, mais en même temps, il ne faut pas complètement oublier, il faut apprendre de ce qui s'est passé. Et c'est un peu ça l'objectif. Parce que, puis, tu sais, c'est pour ça que, genre, il y a des gens qui me reprochent de ne pas en parler, là. Puis c'est parce que je pense que c'est important de parler d'autre chose. Tu sais, le gouvernement fait un déficit de 11 milliards, mais il faut en parler, là, ça n'a pas de bon sens. On est en train d'hypothéquer l'avenir de la prochaine génération. Oui, mais pourquoi qu'il y a 11 milliards? Hein? Pourquoi c'est une des raisons, d'ailleurs. Ça rapport. Hein? Je veux dire, l'inflation... Il y a des liens, là. Bien, il y a des liens, tu dis. Je comprends qu'il y a des liens. On a arrêté l'économie complètement. Hein, partout. Ça a fait un mal énorme. Je pense qu'on faudrait qu'un parti comme toi, par exemple, vienne peser ses pitons pour expliquer que tout ce qu'on vit, mettre un lien avec les mesures. Tu sais, c'est pas un virus qui a scrappé, qui
a brisé tous les ménages, qui a brisé les commerces, qui a enlevé les dernières années des personnes. Quand tu es personne âgée, puis qu'on t'enlève 2 ans, on t'enferme pendant 2 ans, c'est dramatique, c'est inhumain. Quand on prend un enfant de 5 ans, puis on lui met un masque jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est fini, là. Il n'y aura plus jamais 5 ans, il n'y aura plus jamais 6 ans, puis il a perdu quelque chose d'inestimable, là, dans sa croissance, dans son développement moteur. Là, si on parlerait des psychologues, ils nous diraient à quel point on a fait du mal effrayant. Fait que pourquoi on n'essaierait pas de monter? Aujourd'hui, là, quand on dit à cause de la pandémie, c'est pas à cause de la pandémie, c'est à cause des mesures mises en place. C'est ça qui est le vrai problème. Mais c'est pas juste la pandémie, là, parce qu'on vient de parler, par exemple, des îles de la Madeleine. C'est les mêmes réflexes politiques qui reviennent encore et encore et encore. Je pourrais même te parler de Santé Québec, là, le bidule que le ministre de la Santé, M. Dubé, vient de mettre en place, là, qui va nous coûter des millions et des millions pour faire plus de structures de ce qui marche pas, plutôt que d'aider le monde sur le terrain. On pourrait parler, je veux dire, c'est une approche, puis tu regardes Trudeau puis Legault, là, on s'entend que c'est peut-être pas le même parti, mais c'est les mêmes politiques, là. Je veux dire, c'est la même chose, là. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, que... On dirait qu'on a la même agence de communication, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pas un hasard que les gens qui votent CAQ votent pour Justin au fédéral. Hein. Quand tu regardes ça, les vases communicants, là, c'est entre ces deux partis-là. C'est assez bizarre. Parce qu'avant ça, quand tu étais rouge à Québec, tu étais rouge à Ottawa, mais avec la CAQ, ça a un peu changé. Puis c'est les mêmes politiques. Fait qu'il faut, à un moment donné, dire, regarde, c'est assez, là. Puis là, tantôt, on a parlé, là, par exemple, les élus aux îles de la Madeleine qui se font insulter parce que le monde est fâché. Puis là, le gouvernement qui prend exemple de certaines démissions de députés, puis là, de ministres, pas de ministres, de maires, de municipalités ou de conseillers municipaux. Puis dit là, on va passer une loi. Là, c'est le projet de loi 57 actuellement étudié par l'Assemblée nationale. Ben, écoute, pour donner des contraventions à tout le monde qui va contrester un élu publiquement. Fait que là, puis ils disent qu'on va les intimider ou on va les agresser ou... Mais c'est parce que dans le débat, ça arrive des fois que tu peux dire lâcher un mot, puis dans un conseil de ville, des fois, ça chauffe un peu. Et là, tout le pouvoir se ramasse dans les mains de l'élu, puis le citoyen peut se faire intimider. Lui, il n'y a pas de conséquences. Et ça, pour moi, c'est un autre exemple de la démocratie qui est en train de mourir à petit feu. Parce que c'est pas, moi, ce qui me fait peur, c'est pas une autre pandémie. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que nos droits démocratiques, nos droits civiques, nos droits et libertés sont en train de ratatiner au Québec. Et moi, c'est ça qui me stimule politiquement. C'est pour ça que je suis en politique. Il y a des gens qui me disent que je suis un libertarien. Ben, un libertarien, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui défend les libertés. Ben, appelez-moi comme vous voulez. Puis pour moi, c'est pas un crime de défendre la liberté. Pour moi, c'est un honneur. Puis pour moi, je suis fier de défendre la liberté au Québec. Puis tu sais, les gens qui disent liberté, là, ben, c'est parce qu'ils comprennent rien. Là. C'est la chose qui est la plus précieuse pour plusieurs d'entre nous. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Moi, j'ai travaillé en Irak pendant la guerre. J'ai vu du monde brailler toutes les larmes de leur corps. Puis ils m'ont dit que c'était le plus beau moment de leur vie parce qu'ils sont allés voter pour la première fois de leur vie. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Ces gens-là, là, nous autres ici, le monde ne se donne même pas la peine d'aller voter, là, tellement qu'on tient ça pour acquis. On a l'impression que c'est naturel comme l'air qu'on respire. Mais la liberté, c'est un bien précieux. Puis à tous les jours, notre espace de liberté se rapetisse. Puis moi, ça m'inquiète énormément comme citoyen. Oui, puis tu as tout à fait raison. Puis quand on regarde l'humanité, là, en arrière de nous, là, nos ancêtres, là, ils n'ont jamais eu la liberté que les baby-boomers ont eu. Je pourrais dire que le climax là, de la liberté, ça a été vraiment là, les baby-boomers qui l'ont vécu, le rêve américain, de Sky of the Limit, où ils ont le droit de tout faire, tout dire. Tu sais, c'était là, on veut garder ça, parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais c'était rare dans l'humanité des périodes où des populations, la masse, avaient une liberté comme les baby-boomers ont eu, par exemple. Hein? Fait que ça, là, ça fait pas longtemps, mais ça fait assez longtemps pour que ceux qui vivent en ce moment, qui sont nés dans cette liberté-là, la prennent, comme tu dis, pour acquis. Écoute, je t'emmène, on parle de l'île de la Madeleine, la réaction des citoyens. Hein? Tu as vu la réaction des citoyens comme Mme Thériault, Mme Bourgeois, Mme Lebel et compagnie, qui ont fait reculer ce règlement pour le moment, tu vas me dire, là. Mais ça démontre quand même que les citoyens ont du pouvoir, contrairement à ce qu'on entend souvent. Ça donne rien, on peut rien faire. C'est comme les gens sont résilients, mais de la mauvaise façon, là. Non, c'est sûr que d'abord, c'est une grosse victoire, OK? Parce qu'au début, rappelle-toi comment que le maire Valiquette était suffisant, condescendant à l'égard des citoyens. Lui, là, il n'était pas question, il n'allait jamais reculer. D'ailleurs, là, je vais te donner un petit scoop
aujourd'hui, là, moi, j'ai demandé une rencontre avec le maire Valquette, OK? J'ai écrit, je lui ai dit que j'étais prête à m'en aller aux Îles-de-la-Madeleine. Je voulais aller le rencontrer, puis je voulais le sensibiliser à nos idées, puis expliquer pourquoi, puis essayer de voir avec lui, y a-tu moyen de faire d'autres choses pour atteindre ton objectif que de payer tes vidanges, là, sans être obligé de brimer les libertés fondamentales de tes citoyens? OK, moi, c'était ça que je voulais y parler. Est-ce que tu penses vraiment qu'il sait pas? Oui, il t'a répondu? Il m'a répondu en me disant que il avait vu que j'étais contre son règlement, fait qu'il voyait pas l'importance de me parler. Fait qu'autrement dit, là, il voulait pas me parler parce que j'avais pas ses idées. C'est fucké, là. Wow! Tu sais, on est en démocratie. En démocratie, c'est pas supposé être l'unanimisme sur non, tout, ben non! Là. Mais eux autres, là, il a refusé de me rencontrer. Christy, je suis chef d'un parti qui représente 13% de la population au Québec. Il me semble que puis je représentais probablement la majorité des gens. Tu sais, j'ai exactement le même discours que celles et ceux qui s'opposent à son projet. Il me semble qu'il aurait pu me rencontrer. Puis, sais-tu quoi? Probablement qu'après notre rencontre, ça l'aurait aidé autant à lui pour reculer que pour les gens d'accepter quelque chose, une autre façon d'aller chercher l'argent. Puis on aurait peut-être pu trouver un compromis acceptable pour tout le monde. Mais plutôt que de faire son job comme élu, il a préféré de faire son idéologue, puis il a refusé de rencontrer un gars qui n'est pas d'accord avec ses idées. Puis il a préféré embaucher des firmes de relations publiques grassement financé par les îles qui supposément n'ont pas une scène, puis il a préféré confronter le monde, les traiter puis les insulter, puis pousser pour que le gouvernement adopte des lois pour donner des amendes aux citoyens qui ne pensent pas comme lui. C'est la culture de l'annulation. On parle souvent de la pensée woke puis de la culture de l'annulation, mais c'est exactement ça, parce qu'il y a une autre caractéristique qui fait que les gens de droite ou les conservateurs qui sont différents de la gauche à certains égards, puis ça, c'est une des différences, c'est que même si on n'est pas d'accord avec l'opinion de nos adversaires, on va toujours se battre pour qu'ils puissent l'avoir. Puis, ultimement, on essaye de rassembler en politique, on n'essaye pas de diviser. Puis là, on vient de voir exactement de quel bois il chauffe, puis de quel côté de la clôture il se trouve, le maire Valquette. Il ne parle pas à celles et ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça, là, ça va complètement à l'encontre de la philosophie même d'un politicien. Quand tu es un politicien, tu cherches à aller convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, parce que les gens qui sont convaincus, tu prêches dans le désert, ils sont tous d'accord avec toi. Tu vas aller chercher ceux... C'est ça. Tant qu'à débattre, tu veux débattre justement pour que tout le monde entende les arguments. Pour pouvoir faire valoir tes arguments, il faut que quelqu'un ait arrivé avec des contre-arguments comme tu y proposais. Je suis vraiment surpris de cette réponse-là. Ça va à l'encontre, comme je te dis, de la démocratie complètement. Oui. Je suis choqué d'entendre ça. Il me l'a même pas. Il n'a pas été subtil, il me l'a même écrit. Il m'a envoyé un courriel pour me dire qu'il ne voulait pas me voir. Puis mais c'est pas grave, moi, c'est pas à lui que je veux parler, c'est à la population. Parce que aux Îles-de-la-Madeleine, il faut que tu saches une chose, Dominique, c'est une des, sinon la circonscription de toutes les circonscriptions au Québec où le Parti conservateur du Québec a eu son plus faible score. OK? Puis pour plusieurs raisons, parce que c'est loin, parce qu'on n'était pas un parti qui avait beaucoup de ressources, qui était très connu là-bas. Bon, il y a toutes sortes de raisons, là. Mais on avait une petite équipe, on avait un candidat Evans qui a quand même fait un travail correct là, dans les circonstances. Mais depuis qu'est arrivé cet incident-là, puis que j'ai été le seul, je pense que j'ai fait 8 ou 9 entrevues aux îles depuis le début de cette crise-là, de la passe Archipel. Là, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés. Il y a même des gens qui ont adhéré. Puis là, il y a un noyau d'organisateurs qui s'est créé. Puis moi, puis la vice-présidente du Parti pour l'Est du Québec, Louise Moreau, on va aller justement aux îles dans les prochaines semaines. Moi, je vais aller rencontrer, pas juste, le maire, en fait, je fantasme. Tu vas aller cogner à sa porte, me rappeler le maire. Puis, gars, s'il veut pas me voir, il m'enverra promener, mais je vais me réessayer. Moi, je veux tendre la main, je veux pas partir la guerre, là. Mais je veux aussi et surtout rencontrer les gens qui se sont levés debout pour défendre leurs droits et libertés. S'ils veulent adhérer au Parti conservateur, c'est leur choix. S'ils veulent pas, c'est correct. Mais je veux juste qu'ils sachent qu'on partage leur philosophie puis leurs valeurs. Puis je veux qu'on puisse faire des combats ensemble, même si que ce soit à l'intérieur du Parti conservateur ou à l'extérieur, c'est pas vraiment important, là. Mais il faut qu'on s'assure, parce que comme tu as dit tantôt, là, c'est pas fini, cette bataille-là, là. Ils ont reculé d'un pas, mais ils peuvent réavancer de 2 demain matin, là, parce que ce qu'on a compris, c'est que le prétexte qu'ils ont utilisé, c'est que les agents fédéraux étaient pas prêts. Puis ce qu'ils disent, c'est que l'année prochaine, ils vont revenir à la charge. Fait qu'il faut être prêt, encore plus prêt l'année prochaine. Là, on a 1 an pour se préparer. Donc, il faut absolument que les forces vives aux îles se rassemblent, puis que ces gens-là, on se parle, puis qu'on se tende la main, peu importe nos convictions, notre côté partisan, là, il faut que tous ceux et celles qui veulent défendre leur liberté se mettent ensemble. Tout à fait. Écoute, puis je regarde ça, tu sais, ce qui s'est passé...
les citoyens, quand ils sont arrivés au conseil de ville, qui ont posé des questions, qui se sont rendus compte que vraiment, là, on mettait à mal leurs droits les plus fondamentaux. Là, il y a un mouvement qui s'est créé directement, hein, suite, je pense à Mme Bourgeois, son intervention, Mme Thériault, ces interventions-là, qui a vraiment allumé des citoyens qui n'étaient pas au courant, même si l'information était là, est tellement bien cachée en PDF quelque part sur le site, pour montrer qu'on a donné la communication, mais en fait, les gens ne comprennent pas ce qui arrivait. Puis là, c'est certain que ça a été houleux à un moment donné. Tantôt, tu me parlais de la loi 57. Je me demandais, quand je regardais Mme Bourgeois, si la loi 57, elle serait en vigueur, là. Est-ce que tu penses que M. Valiquette aurait pu se servir de cette loi-là pour vraiment étouffer dans l'œuf ces gens-là, au lieu de les laisser aller comme ça? Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est que non seulement cette loi-là pourrait faire en sorte de donner au pouvoir aux élus de donner des contraventions de plus de 1 000 $ pour tous les citoyens qui s'élèvent politiquement contre eux, mais c'est aussi l'autocensure que ça peut créer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, justement parce qu'ils vont avoir peur de recevoir une contravention, vont se fermer la gueule. Fait qu'ils ne seraient pas allés au conseil municipal, ou même s'ils avaient été là, ils n'auraient peut-être pas été au micro pour donner leur opinion. Et moi, c'est ça qui m'écarte. Moi, je souhaite une cité, une démocratie où les gens se lèvent et s'expriment. Pas une démocratie où on bâillonne le monde, où le monde s'auto-censure. Puis ces lois-là, c'est des lois de censure. Un peu comme ce que Justin Trudeau a fait aussi à Ottawa. Parce que Trudeau-Legault, c'est la même chose, là. Ils sont dans la culture de la censure. Ils veulent censurer aussi les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier ça, là, puis ils ont commencé d'ailleurs. Et donc, c'est des gens qui ne croient pas à la liberté d'expression. Puis, c'est l'exemple, le fait qu'ils ne fassent pas rentrer au Parlement, c'est une autre façon aussi, là. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a plus qu'1,5 million de Québécois qui votent puis qui n'ont pas un mot à dire sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Pire que ça, le chef qui les représente n'a même pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Puis je te rappellerai qu'avant l'élection, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais il y a 2 ans, en pleine commission parlementaire sur la santé, ils m'ont mis dehors de l'Assemblée nationale, escorté par des gardes armés, parce qu'ils disaient que j'étais une menace à la santé publique au Québec. OK? Tous les attachés politiques des 4 autres partis, eux autres, ils pouvaient rentrer, mais moi, accompagné Claire Sanson, j'avais pas le droit. Puis ils se sont réunis, ont fait un caucus, les 4 partis, puis ils ont décidé que la meilleure chose à faire, c'était de me sortir de l'Assemblée nationale. C'est vrai. Il y a nous autres qui s'en souviennent, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui n'a entendu parler, là. Mais pensez-y, dans quel pays démocratique vous voyez ça, qu'un chef de parti se fait escorter par des gardes armés dehors du Parlement alors qu'il n'a fait aucun crime parce qu'ils disent qu'il est un danger public? C'est que tu n'as pas d'élu, tu n'avais pas un élu, tu n'avais pas le droit de rentrer là. J'avais Claire Sanson qui était avec moi. Puis ils n'ont pas, elle a eu le droit de rentrer, puis ça aurait été le bout qu'elle ne fasse pas rentrer. mais moi, ils m'ont mis dehors. Elle n'avait pas le droit d'être accompagnée alors que tous les autres étaient accompagnés. Puis la raison qu'ils ont donnée, c'est parce que moi, j'étais le chef du Parti conservateur du Québec, puis j'étais un danger pour la santé publique. Puis, tu sais, parce qu'ils disaient que je faisais des rassemblements, puis qu'il y avait du monde qui n'avait pas de masque, ou j'avais serré des mains sans me mettre du Purell, puis je m'étais toussé dans les mains, puis je me toussais dans les coudes. Tu sais, c'était des niaiseries de même. Là. Rappelez-vous qu'on a dérapé solide. Là. Il y a du monde qui ont fait des niaiseries. Là. C'est fou. Mais c'est tout ça pour te dire que notre démocratie au Québec, elle ratatine, elle est fragile. Je ne sais pas si tu as vu aussi ce qui s'est passé à l'île d'Orléans. Il ne faut pas l'oublier, il y a quelques semaines, hein, une centaine de citoyens qui ont reçu des mises en demeure parce qu'ils posaient trop de questions sur la DG qui venait d'être embauchée par la ville. Il y a même un journal aussi qui a été censuré, le Tour de l'île, là, qui a été censuré. Donc, il y a eu des mises en demeure partout, hein, à des citoyens, toutes les choses. 100 mises en demeure, pas 1, pas 2, 3, 100. Tous ceux qui étaient contre, c'est pas compliqué. Fait que là, c'est comme, on va-tu pouvoir encore être pas d'accord avec des élus au Québec? Moi, c'est ça que j'aime pas. Et puis, le projet de loi est flou, hein? On détermine pas c'est quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un élu se sent agressé ou se sent que c'est allé trop loin? C'est où la limite? Comment on définit ça devant un tribunal? Moi, ce que j'en perçois de cette loi-là, c'est un exemple. Quand Mme Bourgeois est arrivée et elle a dit ce qu'elle avait à dire, ou Mme Thériault, avec tout respect, avec grand respect, c'est une jeune femme qui est vraiment fantastique, elle parle avec respect et tout, elle impose le respect juste la manière qu'elle s'exprime. Mais à partir du moment qu'elle a dit ce qu'elle a à dire, t'entendais le maire dire « c'est noté ». À partir du moment que le maire a dit « c'est noté », là, quand tu vas revenir à la charge avec d'autres arguments, il va dire « ah, attention, là tu insistes, là ».
Puis dans la vente ou dans n'importe quoi, en tant que politicien, je pense à Québec solidaire, là, que pendant des semaines et des mois, ils ont parlé du logement. Ils sont revenus à la charge avec le projet de Mme David, qui voulait absolument qu'ils refassent ça, qu'il y ait une réforme de cette loi-là. Puis ils revenaient à la charge sans cesse, là. Puis là, finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, à force d'en parler. Mais si on prend cette loi-là, est-ce qu'on va leur dire, écoutez, on vous l'avait dit une fois, là, c'est beau, à partir du moment que on vous a dit qu'on l'avait entendu, tu peux plus revenir à la charge, mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est d'essayer de convaincre. Puis d'essayer de convaincre, ça veut dire de revenir à la charge sans cesse. Fait que là, on va empêcher, en fait, le citoyen de faire ça. Mais oui, puis moi, ça m'inquiète beaucoup, cette loi-là. Puis encore une fois, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que là, les 4 partis sont d'accord, puis qu'ils vont tous voter ça. Puis là, tu viens de parler du projet de loi, la loi Françoise David sur le logement. Devine quoi? Les 4 partis sont encore d'accord. Le seul parti qui est contre, c'est le Parti conservateur du Québec. Puis ça aussi, c'est une loi, là, tu sais, c'est une loi qui paraît bien. Là, hey, on veut aider les personnes âgées pour ne pas se faire sortir de leur logement. Personne n'est contre ça. Tout le monde est pour la tarte aux pommes. Mais là, quand tu commences à creuser, tu te rends compte, OK, ils vont faire un moratoire. Pendant 3 ans, les gens qui sont propriétaires d'un duplex, d'un triplex, d'un 4 logements, bien, ils ne pourront plus faire de rénovation comme ils veulent, ils ne pourront plus fusionner ou diviser des appartements, ils ne pourront plus procéder à des changements de vocation, Autrement dit, c'est plus leur propriété. Là, on est en train de les priver de leur droit de propriété, de droit de propriétaire. Puis je te dis pas que je suis d'accord ou pas, mais d'adopter ça en 9 jours. Christy, il n'adopte rien en 9 jours d'habitude des projets de loi. Là, ça va fast-track. Oui, M. Legault, on est 100% d'accord, on appuie tout ça. Ça aussi, c'est une dérive démocratique. Et tu sais, il y a 88% des 275 000 propriétaires d'immeubles à revenus, là, des logements au Québec, que c'est du monde qui ont moins que 6 logements. Fait que ça, là, c'est des petites familles, là, qu'au lieu de dépenser leur argent, ils ont décidé d'investir dans un duplex ou un triplex. Puis les fins de semaine, là, ils vont réparer la plomberie au 2e étage chez leurs voisins, qui vont peinturer la clôture en arrière pour la cour d'une commune. Puis, je veux dire, c'est du monde qui travaille fort. Ils ont acheté ça à soir de leur front. C'est souvent leur principal immobilier dans leur vie. C'est leur principal actif. Puis là, on leur dit, vous n'êtes plus propriétaire de ça, on va vous priver de vos droits. Moi, ça m'inquiète, ça. Ouais, ben écoute, je pense qu'il y a des rénovations. Si ton toit est cool, on dira pas, ben là, je peux pas faire des rénovations, malheureusement, pour les prochaines années, l'eau va te couler sur la tête. On parle pas de ça, là, on parle vraiment d'arriver et de dire, OK, là, moi, je veux retaper mon logement pour le louer plus cher, parce que là, il est loué, son logement. Tu veux le renouveler. Pourquoi tu veux le rénover? Je veux refaire la cuisine, je veux refaire les toilettes, je veux refaire tout, je veux refaire les planchers, je veux refaire... Oui. Ben, c'est normal que les gens veuillent écouter le parc. Ça, c'est un autre problème au Québec. Le parc immobilier, c'est pour ça qu'on vit une crise du logement, entre autres. Le parc immobilier est vieillissant parce que les gens n'ont plus d'intérêt à rénover leur logement. Parce que quand tu contrôles les prix, qu'est-ce qui arrive? Ça fait que tu n'as pas d'intérêt à améliorer la qualité de tes logements. Parce que de toute façon, tu ne peux pas augmenter le prix. Donc, tu as intérêt à laisser ça aller, puis tu te ramasses avec des taudis. C'est ça qui est en train de se produire. Hein. Le parc immobilier au Québec est vieillissant, puis il se détériore, puis la qualité des logements abaisse à tous les ans, puis il n'y a plus d'intérêt. J'ai sorti les chiffres, là, je vais de mémoire, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Là. Il y a été une époque pour rentabiliser des investissements en immobilier, ça prenait 8 ans. Ça, c'est la Corpic qui sort ça. Aujourd'hui, ça prend 43 ans. Qu'est-ce que les gens qui veulent investir leur argent vont faire? Ils vont aller investir ailleurs. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le logement? Ça va aggraver la crise du logement qui est déjà présente. Il n'y a plus personne qui va vouloir construire de logements puis d'entretenir son parc immobilier au Québec. Fait qu'on est en train d'aggraver. Tu sais, la crise du logement, là, c'est pas arrivé un accident du ciel. Là. Oui, il y a une question d'immigration non contrôlée, ça, il faut le dire, puis c'est important, il faut régler ce problème-là, mais c'est encore pire que ça. C'est aussi le gouvernement qui essaye de contrôler les propriétaires puis qui est en train de décourager le monde d'investir là-dedans. Mais quand même, on ne peut pas nier qu'il y a un taux d'inoccupation d'à peu près de 1% dans la grandeur du Québec. C'est inacceptable. Ben c'est ça, je veux dire, l'équilibre, il y a le coup d'équilibre. Pourquoi il n'y a plus de logement, il n'y a pas de logement vide? Parce qu'il n'y a plus personne qui construit, parce qu'ils n'ont plus d'intérêt financier et économique à construire. Quand tu vas contre les lois du marché, contre l'offre et la demande, tu crées un marché artificiel, tu crées toutes sortes de distorsions puis de problèmes. Puis c'est ça qui est arrivé dans le logement. Le gouvernement a pourri la situation. Ben c'est tout l'intérêt, là, en ce moment, qui a refroidi énormément les nouvelles constructions, on s'entend là-dessus. Puis là, avec la nouvelle imposition sur le capital,
Ça vient refroidir encore davantage les investissements dans les nouvelles constructions. Mais là, on parle vraiment, là, dans cette loi-là, d'arrêter les rénovictions, parce que c'est ça l'idée, là. Parce que tu prends quelqu'un, là, Éric, qui a 70 ans, qui vit avec très peu, puis lui, il a son logement depuis 15-20 ans, là, c'est certain que s'il déménage là, peu importe où il va aller, là, ça va coûter 400-500$ de plus son budget par mois. Puis ça vient tout changer sa vie. Tu as raison. Puis c'est pour ça, puis ils vont trouver cette personne-là de 75 ans, puis ils vont la faire pleurer aux nouvelles en disant qu'elle va pas être évincée. Puis ça va attendrir le monde. C'est très émotif. Mais le rationnel derrière ça, c'est quoi? C'est que quand tu adoptes une loi comme la loi Françoise David, quand tu es propriétaire d'un duplex, puis que quelqu'un vient sonner à la porte pour louer ton logement, puis que tu as le choix, parce qu'il y a du monde de même qui cherche des logements, puis tu as un line-up devant la porte. Est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui a 70 ans ou tu vas prendre quelqu'un qui a 30 ans pour le louer? C'est clair. Fait le gouvernement vient de créer de la discrimination, puis ceux et celles qui vont avoir 70 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, bonne chance pour vous trouver un logement. Parce que ce qui va arriver, c'est que les propriétaires, il n'y en a pas un qui va le dire, là, ils ne mettront pas ça dans les annonces classées, de dire personne de 65 ans et plus s'abstenir, là. Mais ce qui va arriver, c'est que le gouvernement vient de créer de la discrimination, puis vient d'encourager les propriétaires de logements à s'assurer de signer des baux avec des jeunes plutôt qu'avec des vieux. Mais là, on parle d'un moratoire de 3 ans. Elle a dit, si le taux d'inoccupation pourrait augmenter dans une région quelconque, on pourrait dire que dans cette région-là, la loi n'est plus effective. Donc, vous pourrez... Oui, mais la façon dont le gouvernement fait ça présentement, il n'y en aura jamais de logement parce que plus personne ne va en construire. Puis ça donne un incitatif de moins à construire. Fait que le taux d'inoccupation va rester très bas. Fait que dans 3 ans, on va dire, là, le taux d'inoccupation est trop bas. Il faut encore prolonger d'un autre 5 ans, d'un autre 10 ans. Puis tu sais, comme moi, ça va être difficile. C'est facile de faire ce qu'ils ont fait, le cœur à la main, Mère Teresa, Françoise David, la Sainte Françoise, puis on va sauver des personnes âgées qui pleurent à TVA. Ça, c'était facile. Mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas dire, OK, on recule, puis on revient à ce que c'était avant? Ils vont les avoir encore qui broient à TVA. La pression politique va être, on garde ça là, puis on touche pas à ça. Ça va prendre tout un politicien qui va avoir les couilles grosses de même pour dire, OK, on se revient de bord, puis on revient à ce que c'était avant. Là. Ben là, ça a été dur là, pour elle de le faire. Tu as vu, là, elle a tout fait pour pas le faire. Mais c'est parce que la conjoncture, la réalité du moment fait en sorte que tu n'as pas de cœur si tu arrives puis que tu fais rien pour protéger ces gens-là. Tu es un propriétaire. Tu sais, il faut regarder au moment donné les priorités dans la vie, comme on dit. Là. Je comprends, c'est ton logement, c'est toi qui investis, tu veux le rénover parce que tu veux le louer plus cher, il y a un contexte fantastique pour pouvoir vraiment mettre cette personne-là à part, parce que c'est ça quand même la réalité. On prend un logement qui est pas cher, puis on va le transformer en mine d'or. Bon, ça, je comprends que le propriétaire, c'est merveilleux, la perspective est fantastique. Mais là, toi, c'était au détriment de quoi? Au détriment d'une personne, parce que tu étais un locataire, tu n'es pas un propriétaire, tu étais un locataire. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il y a des gens qui ont choisi d'être locataires au lieu d'être propriétaires, d'investir dans des réels, d'investir ailleurs que dans une bâtisse. Mais là, faut qu'on reste partout. Ça nous prend un toit sur la tête, là, à tout le monde. Là. On n'a pas le choix. C'est ça aussi. Là. C'est ça aussi l'affaire, c'est que c'est sûr qu'il y a toujours plus de locataires que de propriétaires. Parce que les propriétaires, en moyenne, ils ont un logement ou plus. Il n'y en a pas un demi ou moins. Donc, politiquement, c'est toujours plus rentable de distorsionner le marché à l'avantage des locataires plutôt que des propriétaires. Mais les impacts à long terme, c'est pour ça que moi, je me suis opposé. Moi, je ne veux pas créer de discrimination entre les vieux et les jeunes pour qu'ils louent des logements au Québec. Moi, je compte ça. Le fait que la ministre a changé d'idée, pourquoi elle a changé d'idée? Parce qu'elle est arrivée dans une conférence de presse avec des souliers Christian Louboutin à 1200$. OK? Elle allait annoncer du logement social. Puis là, elle s'est fait reprocher d'être une petite bourgeoise qui est complètement déconnectée et qui ne comprend rien en réalité du monde qui vit en logement. C'est ça qui est arrivé. Puis là, pour redorer son image, ben là, je vais me coller sur Françoise David puis sur QS, puis ils ont adopté le projet de loi de Québec solidaire pour qu'elle ait l'air d'une fille un peu plus human. Mais moi, là, quelqu'un qui se promène avec des souliers à 1200$, là, moi, je suis pas jaloux de tout ça, puis je méprise pas ça. Si elle a gagné son argent honnêtement, elle a le droit d'investir son argent où elle veut. Puis si elle pense que des souliers Louis Boutin, pour elle, ça vaut 1200$, bien qu'elle achète. Je veux dire, moi, là, ça, c'est une autre affaire que j'aime pas au Québec. J'ai l'impression que souvent, les gens qui réussissent économiquement, on évite à lui taper sa tête, à les traiter de croche, à les jalouser, à essayer de dire qu'ils en ont trop, à essayer d'aller leur chercher l'argent. Tu sais, regardez partout ailleurs en Amérique du Nord, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces gens-là sont valorisés. Moi, c'est drôle, là, je parle pas de moi, là. Oubliez le Parti conservateur, puis oubliez Éric Duhem, là. Mais si tu as le choix de voter pour quelqu'un qui veut diriger ton pays, t'aimes-tu mieux...
un gars qui a réussi en affaires, qui a fait des millions, puis qu'il est prospère, puis qui connaît la business, ou t'aimes mieux un gars ou une fille qui ne sait pas gérer, qui a une roulotte à 10 000 $, puis c'est le seul actif de sa vie, puis il est rendu à 50 ans. Puis je ne juge pas le monde qui sont dans cette situation-là, là, mais moi, pour administrer l'argent public, quelqu'un qui a réussi, pour moi, c'est déjà quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. Puis je trouve que cette philosophie-là, on ne l'a pas suffisamment au Québec. Ben là, on regarde Legault. Écoute, il a réussi. C'est un gars qui vient du monde des affaires. Hein? Il a le plus gros déficit de toute l'histoire du Québec. Il a réussi comment, là? Tu sais, va parler à ses anciens associés d'Air Transat, tu vas voir qu'ils ne considèrent pas que ça a été une réussite, son affaire, là. Ils ont eu plus l'impression que ça a été avoir par François Legault. Oui, mais lui, il a réussi vite, son coup, il a réussi à les entourlouper, mais il a pas... Mais je veux dire, il a pas bâti un empire, là. Et c'est... mais c'est juste te dire que moi, puis à la limite, là, François Legault, il a fait de l'argent, puis tant mieux pour lui, là. Mais moi, je vais jamais reprocher ça à quelqu'un d'avoir réussi dans la vie. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus des millionnaires au Québec. J'aimerais pas ça. Je pense pas que c'est une raison des taxer pour essayer qu'il y en ait moins. Je pense qu'au contraire, il faut favoriser le marché, il faut favoriser la prospérité, la croissance économique pour qu'au Québec, on soit plus riche collectivement puis individuellement aussi. Mais c'est une business, là, parce qu'on sait que, écoute, il y a 1% des propriétaires au Québec qui détiennent 32% de tous les logements. Tu savais ça? Oui. Mais encore là, le Québec, on est un endroit particulier. On a beaucoup plus de propriétaires en nombre. On a 275 000 personnes qui sont propriétaires d'un plex ou plus. Puis on est plus un peuple de locataires. Hein? C'est ça aussi. Là. Il y a plus de gens qui ont leur propre maison à l'extérieur. Puis moi, on n'a rien contre les locataires. C'est bien correct d'être locataire. Sauf que de responsabiliser les gens puis d'encourager les gens à être propriétaires de leur immeuble, de leur actif, moi, je trouve que c'est positif. Puis je m'inquiète du fait que le pourcentage de locataires dans l'avenir va exploser parce que je regarde les jeunes aujourd'hui. Tu sais, c'est le fun. Là. On a acheté des maisons à 200 000, il en vaut 500-600 aujourd'hui. On est mort de rire. On se dit, hey, c'est-tu le fun? Hein? Mais pensez au gars qui a 25 ans, qui vient de se marier et qui veut fonder sa famille. Là. Comment est-ce qu'il va faire pour s'acheter une maison à 600 000, lui? Parce que c'est la même maison. Là. C'est juste le prix qui a explosé. Là. Puis il n'y aura pas de château. Là. Puis le taux d'intérêt, fait qu'il n'y aura pas un château là, pour 600 000. Là. Mais c'est capoté. Ça veut dire que ce gars-là, puis cette femme-là, puis ces enfants-là, ils vont vivre toute leur vie dans un logement parce qu'ils n'auront jamais le cash down pour acheter une maison de 600 000. Oui, puis le prix que ça leur coûte à chaque mois, c'est le prix d'une hypothèque. Moi, j'ai renégocié mon hypothèque récemment. Il n'en restera plus d'argent. J'ai négocié mon hypothèque justement au mois d'avril, puis la personne était toute, le conseiller était tout, elle dit, on pensait, à cause du taux d'intérêt, qu'on n'aurait plus de demande d'hypothèque. Je dis, comment ça, c'est exactement le contraire. Elle dit, c'est exactement le contraire qui est arrivé aussi. Ben, pourquoi tu penses? C'est simple. Quand tu payes un loyer, ça te coûte 1500$ par mois. Tu dis, écoute, j'aurais une maison, moi, ça me coûterait 1500$ par mois. J'aime bien mieux avoir tant qu'à payer. Habituellement, tu vas en appartement parce que ça va t'en coûter le quart du prix d'une maison. Fait que là, tu vas pouvoir investir ailleurs. C'est un choix que tu fais. Tu dis, moi, pendant où je vais aller en appartement, le temps de me ramasser un cash down. Mais là, c'est fini, ça. Quand tu t'en vas en appartement, c'est comme si tu étais condamné. À moins vraiment que tu fasses beaucoup d'argent, que tu puisses en plus ramasser de l'argent. Mais ça, c'est vraiment pas le commun des mortels qui peut faire ça. Ben non. Il y a deux sortes de jeunes qui vont pouvoir s'acheter des maisons dans le futur. C'est ceux qui font des très, très, très gros salaires ou des fils à papa. Ouais. C'est plate, là, mais ça va être, c'est soit que tu n'hérites ou soit que tes parents te le donnent ou qu'ils co-signent ton hypothèque ou que tu as une job super, super, super payante, t'es médecin ou tu as une grosse job là, dans 6 chiffres, là, bien comme il faut. Là. Ou tu restes chez tes parents jusqu'à 30 ans, 32 ans. Puis qu'ils t'acceptent de te garder chez eux. Tu accumules un peu d'argent. Que tu accumules, dans le fond, c'est là. C'est ton loyer, là, ça va être chez tes parents. Tu vas payer une petite pension, puis tout l'argent que tu aurais mis sur un loyer, tu vas le mettre à la banque pour te ramasser un 40-50 000 pour être capable de t'acheter une maison. Tu sais, Dominique, moi, je me suis intéressé à la chose publique, là, oublie de la politique. Là, je me suis intéressé, ce qui m'a interpellé la première fois. Là, moi, j'avais une sensibilité un peu plus à gauche quand j'étais jeune. Là, je voulais aider tout le monde. C'est normal. Tu as le cœur à gauche quand tu es jeune. Tu n'as jamais payé de taxes puis d'impôts. Puis bon, j'étais à l'université. Puis j'ai fait ma maîtrise mon baccalauréat en sciences politiques, ma maîtrise en administration publique. Puis je me souviens toujours du jour où j'ai réalisé que le gouvernement était en train d'endetter la prochaine génération pour racheter la prochaine élection. Ça, moi, là, ça m'a collé dans la tête bien raide. D'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit, c'est « L'État contre les jeunes », comment les baby boomers ont détourné le système. Le jour où j'ai réalisé qu'on planifiait d'appauvrir la prochaine génération, puis là, à l'époque, c'était théorique, là, parce qu'on n'était pas là-dedans pantoute, là.
mais on le voyait venir, là, certains d'entre nous, là, ceux qui étaient plus ferrants en économie, là, on le savait que c'était ça. Puis on le disait, puis on se faisait passer pour des fous. Ben non, il va arriver plein d'affaires, puis il n'y a rien qui est contrôlé, vous allez voir. Puis nous autres aussi, on pensait ça, puis c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, on le vit, là. Pour la première fois depuis que nos ancêtres sont arrivés en Amérique du Nord, en 17 générations, il y a des jeunes qui vont vivre plus pauvres que leurs parents. Collectivement, ils vont tous vivre plus pauvres que leurs parents. Puis ça, moi, ça m'écarte. Parce qu'on a un devoir. Puis comme être humain, là, on a une responsabilité et un devoir moral. C'est de donner plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. Ça, là, c'est un enseignement de base dans toutes les sociétés. C'est humain. Puis au Québec, là, on a violé ce pacte-là. Puis non seulement on l'a violé, mais on fait pire que jamais. Parce que François Legault, là, ça va avoir été le pire de tous les temps. Il est encore en train d'endetter les Québécois de 11 milliards de dollars. Il a fait la campagne électorale juste à courtiser les personnes âgées en leur promettant des chèques à 500$ puis à 2000$. La vieille politique. Ça a été payant politiquement, mais je ne sais pas comment il fait pour se regarder dans le miroir le soir. Parce que lui, là, il est responsable de l'appauvrissement de la prochaine génération. Puis moi, ça m'écœure. S'il y a une raison pourquoi moi je me suis impliqué, je me suis intéressé à la politique, c'est pour ça. Puis aller retrouver les mêmes, ils ont mis encore cette semaine, je sais pas si tu as vu ça, ils ont mis des discours que j'avais fait il y a 30 quelques années, là, au point en 1900, je sais pas quoi, là. Puis je parlais de ça. C'est quelque chose qui m'a toujours obsédé, puis c'est la raison d'être de pourquoi je me suis intéressé aux politiques publiques depuis que je suis étudiant. C'est vrai que quand tu dis, ça me touche, quand tu me parles de protéger les jeunes, puis que le gouvernement doit s'organiser pour que les jeunes aient encore davantage, ou au moins pas moins, en tout cas, que la génération qui est là au pouvoir. Puis quand on regarde ce qu'on a fait aux jeunes, on s'en est servi pour protéger des personnes en fin de vie. C'est effrayant ce qu'on a fait aux jeunes. Au lieu des protéger, on s'en est servi là, comme de chair à canon. On les a empêchés de faire du sport. On les a empêchés de socialiser avec leurs amis. On les a empêchés d'avoir leur balle de graduation. On les a empêchés de se voir dans un parc. On les a on les a enfermés dans des chambres avec un ordinateur pendant des mois. Je veux dire, moi, là, je m'excuse, là, mais tu sais, l'idée là, de ne pas penser à la prochaine... Puis les pédiatres, rappelle-toi, là, les pédiatres le disaient tous là, que ça allait être un désastre. Là. On le savait, ça aussi. Là. Puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas écouté les pédiatres. Ils n'ont pas écouté les pédiatres. Ils n'ont pas écouté les jeunes. Ils ont écouté les sondages. Puis ils voyaient c'était qui leur clientèle électorale. Puis regardez qui a voté pour la CAQ. Puis vous allez comprendre à qui il parlait. Puis les jeunes, c'était du monde qui votait pas. Puis François Legault, ça ne l'intéressait pas. Puis c'est malheureux, mais c'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça qui continue. Il l'a fait avec une crise, mais il continue à le faire avec les finances publiques, puis avec toute la gestion de l'État qu'il fait à l'heure actuelle. C'est toujours des décisions à court terme pour plaire à une clientèle électorale plus âgée au détriment de la prochaine génération. Puis là, on regarde la génération en ce moment à l'école. Avant, quand j'étais jeune, tu avais un cas problème, 2 cas dans tout le cycle. Tu sais. En toute troisième, on était 3 classes, tu avais peut-être un cas problème, 2 cas problème. Aujourd'hui, sur 30 élèves, tu en as 15, 20 que c'est des problèmes, qui ont des problèmes de comportement de toutes sortes ou d'apprentissage. On n'est plus capable, les professeurs ne sont plus capables d'enseigner dans une classe aussi dysfonctionnelle que ça. Ça leur prend de l'aide, ça prend 3 ou 4 adultes pour une classe de 30. Pourquoi ça? Parce qu'on a scrappé le cerveau de ces jeunes-là. On les a empêchés de progresser, de devenir, là, d'avoir une motricité, d'être capable de... Tu sais, quand on te met un masque, là, on efface ta personnalité quelque part. Tu n'existes plus. Tu fais partie d'un nombre, là. C'est tout. Tu es une masse. Tu fais partie d'une masse, puis il ne faut pas que tu détonnes de la masse. Puis quand tu es un enfant, là, ça, là, c'est dommageable comme ça se peut pas, parce que les pédiatres l'ont expliqué. Puis on les a pas écoutés. Hein? On écoutait la science qu'on voulait bien. Hein? Ça, c'était pas scientifique, des pédiatres. Pourtant, c'est des scientifiques. Mais c'est ça. Fait que, mais en fait, ils veulent rien savoir d'écouter la prochaine génération parce que c'est pas payant politiquement. Puis, à un moment donné, quand tu vas en politique, là, puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas été élu puis j'ai pas gagné, mais à un moment donné, il faut que tu tiennes debout puis tu dises ce que tu penses aussi. C'est juste dire ce que les sondages veulent que tu dises, là, ça marche pas. À un moment donné, il faut que tu aies des valeurs fondamentales, puis il y a des choses qui se négocient pas. Puis je pense que ça fait partie des choses qui doivent pas être négociées. Il n'y a pas un politicien ou un être humain qui peut commencer à vouloir détourner l'avenir des enfants pour protéger ou pour aller chercher des votes de personnes plus âgées. Il y a quelque chose de disgracieux là-dedans, puis il faut que ça arrête. Et je pense que là, il faut sensibiliser les parents, puis les grands-parents. Puis je l'ai fait souvent. Là, moi, je parle souvent aux grands-parents, puis je leur dis, là,
pensez à vos petits-enfants, puis les grands-parents ne sont pas insensibles par rapport aux petits-enfants. Je veux dire, ils les aiment, leurs petits-enfants, puis les parents, ils voient les enfants, comment ils ont de la misère. Là. Fait que je pense qu'il faut... puis au Québec, en particulier, là, je reviens là-dessus, on a été particulièrement dur sur nos jeunes, puis on est particulièrement endettés par rapport aux jeunes, puis ils vont particulièrement être plus pauvres que leurs parents, beaucoup plus qu'ailleurs sur le continent. Puis là, je t'ai parlé juste de la dette publique, je pourrais te parler des régimes de retraite, je pourrais te parler de la Régie des rentes du Québec. Tu sais, quand je parle d'un hold-up intergénérationnel. Mais oui. Tu as vu la vérificatrice? D'infrastructures publiques. Mais oui. La vérificatrice générale, avec les 4 affaires qu'elle est venue nous parler, là. Tabarnouche, elle disait qu'il n'y a pas de perspective d'espoir en plus de ça devant nous autres, là. Même avec les investissements déjà prévus. Là. Oui, les CPE, les cégeps. Qu'est-ce que vous allez faire? Des infrastructures. Des infrastructures en décrépitude, les régimes de retraite, là, pensez-y, là, ça aussi, ça peut être l'actif le plus important dans ta vie, là, ton régime de retraite. Et à la base, là, quand ils ont créé ça dans les années 60, là, il y a des gens qu'à chaque fois qu'ils mettaient, des travailleurs qu'à chaque fois qu'ils mettaient 1 pièce dans le régime, ils en retiraient 7. Okay? Aujourd'hui, là, il y a des jeunes qu'à chaque fois qu'ils vont mettre 1 pièce, ils retirent 50 cents. Puis dans le futur, ils vont être chanceux s'ils retirent tout court. Là. Parce que c'est un régime qui a été fait de façon à ce qu'il y a des gens qui avaient moins cotisé, qui ont plus retiré. Puis là, les cotisations continuent à monter, mais les bénéfices n'augmentent pas au même rythme. Et ce qu'on se ramasse, c'est qu'on a pelleté, c'est une forme de déficit qu'on a pelleté sur le dos de la prochaine génération, mais il est camouflé. Même chose avec la santé. Tu sais, le système de santé, là, il y a de moins en moins de travailleurs. Hein. Quand ils ont fait les régimes, il y avait 7 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est rendu à 2. Et que, t'imagines la charge que tu mets sur le poids sur les épaules du travailleur, parce que le système de santé, là, il y a de plus en plus de personnes âgées. Qui coûte le plus cher dans le système de santé? C'est à partir de 70, 75, 80 ans. C'est là que tu coûtes très, très cher. Tes dernières années de vie, c'est de loin les plus chères. C'est pas le monde de 30 ans qui sont en santé qui coûte cher. Là. Et donc, là, on va se ramasser avec une population de plus en plus vieillissante, des coûts de santé qui vont exploser, avec de moins en moins de travailleurs qui sont déjà surtaxés, qui ont déjà des régimes de retraite qui sont beaucoup moins avantageux, avec des maisons qui coûtent les yeux de la tête, qui n'ont même plus les moyens de se payer. Puis qu'est-ce qui peut arriver? Le vrai danger, là, c'est aussi l'exode de nos cerveaux. Parce que ce qui arrive, c'est que ceux et celles qui sont plus brillants, qui sont bien formés, qui ont de la possibilité de gagner leur vie beaucoup mieux ailleurs, puis de ne pas être obligés d'avoir cette lourdeur-là sur les épaules, bien, ils vont voter avec leurs pieds, puis ils vont aller vivre en Floride, ils vont aller vivre en Alberta. C'est déjà commencé. Et c'est ça qu'il faut... Il faut renverser la vapeur. Le Parti conservateur du Québec, là, c'est ça. Là. C'est de commencer à dire on va baisser les taxes, on va penser à l'avenir, on va réduire la taille de l'État, on va réduire les dépenses, on va s'assurer qu'il y a une équité entre les générations. La base du Parti conservateur du Québec, là, c'est ça. C'est mettre plus d'argent dans vos poches, moins d'argent dans le gouvernement, puis couper pour vrai. Oui, mais tu sais, ça, moi, ça me parle quand tu parles comme ça, mais en même temps, ce qui me fait peur quand j'entends ça, à cause de la conjoncture, à cause de ce qu'on vit, à cause des états des finances publiques qu'on voit, la décrépitude de tous nos actifs, de nos institutions, je parle aux hôpitaux, aux écoles. On a tellement besoin d'argent à réinvestir que les libéraux, justement, n'ont pas fait, là. Puis aujourd'hui, bien, il aurait dû le faire à ce moment-là. Puis il faut le faire au fur et à mesure. Là. Si on pèle par en avant, à un moment donné, ça devient une montagne. On ne peut plus la déplacer, la montagne. Oui, mais Dominique, qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, ils ont embauché 12 vice-présidents à l'Agence Santé Québec. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Oui, ben oui. Madame Biron, leur Top Gun, a fait 600 quelques mille. Elle n'a pas besoin d'argent, là. Mais ils ont donné le salaire 2 fois le salaire du premier ministre. Là, ils viennent d'embaucher 12 vice-présidents en moyenne 300 000 $ chaque. L'ex du ministre Dubé a été nommé présidente du conseil d'administration. Il y avait déjà ça, c'est quelques réunions par année. Il y avait un budget de 46 000 $ pour elle. Ils ont décidé de multiplier ça par 4. Ils ont donné un salaire de 173 000 $. Je veux dire, ça, là, c'est pas de l'argent qui va soigner le monde. Là. Tout le monde qui nous écoute, là, allez pas à l'hôpital, à l'urgence un matin, penser que ça va aller plus vite. Là. Au contraire, là. Ce que ça va faire, c'est encore pire. Et c'est ça qui... Tu parlais de l'Alberta tantôt, là. L'Alberta, justement, hein, ils reculent parce qu'il y a une infirmière qui est venue me montrer que l'agence, là, ils l'ont fait, eux autres. Ils ont créé ça, ils ont fait exactement comme ça, mais ils sont comme 15 ans en arrière de nous, là. On les regarde, là, puis en fait, on est en train de calquer Centre Santé Québec avec ce qu'ils ont fait en Alberta, qu'en ce moment, ils sont pris avec ça, puis ils essaient de défaire tout ça, pendant que nous, on le construit. Oui, en Alberta, ils reculent parce que ça ne marche pas.
Puis au lieu d'apprendre, ben nous autres, on le fait. Fait que c'est ça, on est dans... Puis pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent se laver les mains puis dire « Ah, c'est pas la faute du ministre. Si l'état de la santé au Québec est de mal en pis, c'est pas nous autres, c'est l'agence. » Fait que quand ça va bien aller, c'est grâce au bon ministre puis au Dubé. Puis quand ça va mal, ça va être la faute de l'agence puis ça va être... Ils vont se laver les mains. C'est une gang de Ponce Pilate. Fait que c'est pas... Puis ça va nous coûter des millions et des millions pour que le ministre puisse dire qu'il n'est pas responsable de rien. Je pourrais te parler de cette semaine, j'ai fait une sortie aussi sur Mario Pelcha. Là. Écoute bien ça. Là. Oui. Lui, là, il y a un vignoble à Saint-Joseph-du-Lac, là, dans les Basses-Laurentides. Il investit des millions là-dedans. Toute sa fortune est là. Lui et sa femme, ils ont une passion. Ils ont des vignes. Ils ont une grange dans laquelle ils chantent l'été. Oui, il y avait déjà 9 000 des 11 000 billets de vendus. Là, la CEPAC est débarquée là. Écoute, j'ai le rapport pas loin. Là, je pourrais te le sortir, mais des folies, là. Ils sont débarqués là avec des polices. Pareil comme c'était un criminel avec un drone prendre des photos de ses affaires. Puis là, ils ont pris des photos de ses étagères. Ils vendent des produits du terroir. Ils ont trouvé des pots de confiture au bleuet. Puis là, ils ont encerclé, puis ils ont pris des photos parce que c'est marqué que les bleuets viennent du lac Saint-Jean. Puis que le lac Saint-Jean, c'était à plus que 100 km de Saint-Joseph-du-Lac. Et que là, c'est pareil comme c'était un bandit parce qu'il a vendu de la confiture au bleuet. Oh mon Dieu. Sa femme, elle a un atelier pour faire des peintures. Des peintures, là. C'est une peintre, une artiste peintre. Elle a des toiles et des pinceaux. Et là, c'est dans un bâtiment agricole. C'est la fin du monde. Il faut qu'elle ferme ça, il faut qu'elle arrête de peindre. On ne peut pas avoir de la culture puis de l'agriculture alors qu'on a toujours fait ça. La culture québécoise est née dans des granges puis dans des champs. Fait que on est en train de se déraciner. Puis on a un gouvernement qui est responsable de ça. Puis ça, ils ont de l'argent. Là. Ça coûte une fortune, là, ces fonctionnaires-là là, qui perdent le temps, qui envoient des drones prendre des photos du domaine de Mario Pelcha, puis qui envoient du monde prendre des photos de sa confiture au bleuet. Là. Je veux dire, on n'a pas les priorités à la bonne place, puis ça, il faut que ça arrête. Il faut qu'il y ait des choses qui disparaissent. Le gouvernement ne peut pas tout faire dans une société et ne doit pas tout faire. Il ne peut pas tout contrôler, puis il ne doit pas tout contrôler. Exact. En fait, il faut juste qu'ils mettent la table pour qu'on puisse se servir nous autres mêmes, là, d'une certaine façon. Il ne faut pas qu'ils contrôlent ce qu'on va manger dans notre assiette. Hein? Il faut qu'ils donnent justement l'espace puis la liberté aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir évoluer, de pouvoir rêver, pas des contrôler puis leur donner des limites tout le temps comme ça. D'ailleurs, tu es un petit peu d'accord avec finalement le Parti québécois, parce que le Parti québécois aussi, là, pour Mario Pelcha, je pense, là, il a dit qu'il était pour, s'il était au pouvoir, de faire de changer les lois pour permettre... Là, Oui, mais typiquement péquiste, là, toujours de la bureaucratie, là, ils n'ont pas besoin de faire ça. Là. Puis j'ai sorti la loi sur la protection du territoire agricole. Là. Il y a 2 articles dans la loi qui permettraient tout de suite, d'un matin, juste par décret, c'est-à-dire par règlement adopté par le Conseil des ministres, ils pourraient dire que c'est de l'agrotourisme, ce que c'est. Il y a même la ville de Saint-Joseph-du-Lac puis la ville d'Oka qui viennent de sortir en appui à Mario Pelcha. Ils sont même en train ils ont même dit que ça faisait partie de leur schéma d'aménagement. Ils sont déjà en train, le 11 juin, ils se réunissent puis ils vont faire adopter ça. Ils ont juste besoin de dire, OK, on respecte les compétences des autorités locales puis on va laisser ça aller. Mais non. Pourquoi faire? Sais-tu pourquoi qu'ils veulent pas? Parce qu'ils veulent servir de Mario Pelcha comme d'un exemple. Parce que Mario Pelcha, tout le monde le connaît. Puis ils pensent au gars là, qui produit des fraises à Sainte-Anne-des-Plaines dans le fond du rang. Là. Si lui, s'il a des problèmes avec le ministère de l'Agriculture, puis il voit que Mario Pelcha, avec ses millions, puis avec son vignoble, puis connu, puis ami de tout le monde, il s'est fait écraser comme un bleuet sur le bord de la route. Là. Penses-tu que le gars qui est dans les fraises à Sainte-Anne-des-Plaines, lui, va pas se faire écraser 2 fois plus? Fait qu'il s'essayera même plus. Fait qu'ils veulent encore plus contrôler puis plus de pouvoir. Puis Mario Pelcha, malheureusement, il est devenu une espèce de symbole pour eux autres. Puis c'est pour ça qu'ils ne reculent pas, même si le bon sens est contre eux. C'est effrayant, c'est effrayant. Écoute, t'es super généreux, je t'écoute parce que c'est tous des sujets qui étaient super intéressants. Je pensais pas qu'on parlerait de tout ça parce que je voulais vraiment te parler des îles de la Madeleine. Moi non plus. C'est merveilleux, mais je veux juste en venir avec les îles de la Madeleine parce que, écoute, j'ai 2 questions que je voulais te poser là-dessus, mais ça montre une chose, c'est qu'il faudrait qu'on se rencontre encore plus souvent parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler à Éric, là, c'est vraiment fascinant, j'adore t'écouter. Je voudrais savoir, Éric, dans le fond, parce que, tu sais, on parlait de Madame Bourgeois. Madame Bourgeois, tu sais, en ce moment, parce qu'elle a pris de la prise de parole, elle a des problèmes en ce moment. Elle a des problèmes parce qu'elle vend des œufs. Puis elle est en train de vendre sur une entreprise, elle-là. Puis Bonichois, qui y a une exclusivité, a décidé d'arrêter d'acheter ses œufs. Tu sais, fait que ça y cause un gros problème. Donc, ce que je voulais savoir, toi, c'est quoi le message que ça en envoie? Parce que ça me fait penser à ça, à ce que tu viens de dire avec Mario Pelcha, c'est un peu le même principe. Qu'est-ce que ça en envoie comme message au reste de la population de voir un citoyen qui prend la parole au conseil de ville
qui s'exprime de façon démocratique, puis qui est puni de cette façon-là, qu'on va chercher dans son gagne-pain, là. C'est écœurant. C'est pas compliqué. Comme dirait Régine Laurent, vos gueules. Le message qu'ils veulent envoyer. Le message qu'ils veulent envoyer, c'est vous n'avez plus le droit de parler si vous ne pensez pas comme nous autres. C'est une forme de culture de l'annulation. Puis c'est toujours le même processus qu'ils font. Si tu te souviens, moi, il y a 2-3 ans, j'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils se sont mis même avec des restaurateurs là, gauchistes, puis ils m'empêchaient d'aller dans un restaurant. Ils voulaient plus, j'avais plus le droit. Ils avaient annulé mes réservations dans un restaurant parce qu'ils ont su que j'étais chef du Parti conservateur qui allait manger dans un restaurant puis dans une brasserie au Saguenay. Tu sais, c'est grave. Ce monde-là, là, ils veulent pas vivre en société. Ils veulent vivre avec juste du monde qui pense comme eux. Et c'est très, très, très grave. C'est une dérive totale. Puis, écoute, la femme elle a le droit d'avoir ses opinions. Puis, c'est sûr que tu vas me dire, gars, c'est le libre marché. L'épicerie a le droit d'embaucher qui elle veut, puis elle a le droit d'acheter ses œufs ou ce qu'elle veut, puis tu as raison. Sauf que quand c'est rendu que c'est grave à ce point-là, c'est parce qu'il y a potentiellement des pressions politiques par en arrière. Ça, c'est là que c'est très, très grave parce que, puis on le voit, là, le projet de loi 57, c'est la preuve vivante. Là. C'est les élus qui veulent se donner des pouvoirs, mais qui ne veulent pas que les citoyens aient les mêmes pouvoirs. Fait que tu ne peux pas intimider les élus, mais eux autres peuvent t'intimider. Eux autres peuvent t'envoyer des mises en demeure. Eux autres peuvent te faire perdre des contrats. Eux autres peuvent te faire perdre ta job. Eux autres peuvent te ridiculiser. Mais toi, tu ne peux pas rien dire. Fait que c'est, tu sais, je veux pas, parce que moi, là, je suis quelqu'un qui respecte les gens, puis moi, j'aime le débat, puis j'ai toujours, je parle à tout le monde, là, tu sais, là, je vais dans des médias qui pensent contre moi, j'étais allé à 7 fois, tout le monde en parle, là, me faire suer avec Guillaume Lepage, là, ça me dérange pas, là, mais, puis je pense que c'est important, puis je pense que ça fait partie de ma job, comme chef du Parti conservateur, de parler à tout le monde, mais ça m'écœure de voir que, c'est comme, j'ai comme l'impression qu'on joue dans une game de hockey, puis que nous autres, on respecte l'arbitre et les règles du jeu, puis de l'autre bord, nos adversaires les respectent pas. Moi, je me sens un peu comme ça. Je sais pas comment te le décrire autrement, là, mais j'ai comme l'impression qu'eux autres sont comme au-dessus. Ils pensent tellement que leurs idées sont supérieures aux nôtres qu'ils se permettent de pas respecter les règles démocratiques de base. Leur propre parole. Puis il n'y a pas de loi pour faire respecter la parole d'un élu ou d'un groupe comme la CAQ, par exemple, qui arrive avec plein de promesses, qui n'en respecte quasiment aucune. Puis avec des excuses, là, ils réussissent à garder le pouvoir, puis il n'y a aucune conséquence pour eux. Hein? Ils peuvent dire n'importe quoi, parce que veut dire, on l'a vu, là, c'est sûr qu'ils ont chuté dans les sondages énormément, tu vas me dire. Là. Non, mais le pire exemple de ce que tu dis là, c'est Éric Kerr. Éric Kerr, le député de la Pelletrie, qui avait dit qu'il mettait son siège en jeu pour le troisième lien. Il avait promis, juré, craché, la main sur la Bible, que le troisième lien, il était pour avoir lieu. Puis le jour où le gouvernement a reculé, il est allé pour dire « Ah ben là, j'avais dit ça dans un contexte. Aujourd'hui, le contexte est différent. Je garde ma limousine puis je démissionne pas. » Moi, je sais même pas, sérieusement, je sais même pas comment il fait pour se regarder dans le miroir. C'est l'exemple le plus pitoyable de la politique. D'ailleurs, il a dit qu'il allait se représenter. Écoute, il n'y a pas de fierté, ce gars-là. Zéro. Il n'y a pas de dignité. Il a annoncé qu'il allait se représenter. J'espère que les électeurs dans la Pelletrie vont y envoyer le message. C'est un comté qu'on est très fort, les conservateurs. Ouais, je peux te dire qu'on va faire campagne très activement dans ce comté-là. C'est pas impossible que je me présente là même. Ah ouais. C'est tellement... Ben écoute, on peut pas laisser passer ça. Un gars, parce que sinon, ça sert à quoi des élections? Si tu fais quelque chose en campagne, tu fais le contraire. En sachant, le pire, c'est que le troisième lien à Québec, là, il savait pendant la campagne électorale. Rappelle-toi, moi, j'étais dans le débat des chefs. Là. J'ai interpellé François Legault, j'y ai parlé de ses études, j'y ai demandé qui faisait les études, il ne savait même pas. Il a dit qu'il ne savait pas. Le lendemain, il a répondu quelque chose, c'était pas ça. Il savait qu'il n'allait pas le faire. Il avait même dit à comment il s'appelle, l'autre Pascal quelque chose, leur nouveau député dans Jean Talon, qui voulait être député de la CAQ à l'époque, il avait dit qu'il n'allait pas le faire, le troisième lien. Paradis. Il savait. Pascal Paradis, c'est ça. Il savait, puis ils ont menti délibérément pour avoir des votes pour nous battre dans les comtés dans la région de Québec. J'espère que les électeurs, là, je me souviens, là, j'espère que c'est pas juste un slogan qui veut rien dire sur nos plaques d'auto. On va dire, là, les Québécois, là, je dis souvent qu'on a une mémoire de mouche à fruits, puis on le prouve assez souvent, merci. Puis j'ai hâte de voir si cette élection-là, ça va être encore se confirmer, parce que tu as raison que c'est inacceptable, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui ferait un député du Parti conservateur aux Îles-de-la-Madeleine dans une telle situation en ce moment, là, comme on voit M. Arsenault qui se dit « Moi, je ne jouerai pas à Belle-Mère ». Vous autres, est-ce que vous joueriez à Belle-Mère? Oui.
Bien, c'est-à-dire, appelle ça belle-mère si tu veux, mais moi, j'aurais fait exactement ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que j'ai voulu rencontrer le maire. Moi, je serais allé, je me serais assis avec les intervenants locaux, les pour et les contre, puis j'aurais essayé de voir c'est quoi les alternatives pour s'assurer qu'on respecte les droits et libertés des citoyens. Ça, pour moi, c'est pas négociable. Et puis je l'aurais dit au maire, puis je l'aurais dit à tout le monde dans la ville, puis on aurait fait campagne là-dessus, puis notre député, ben, il aurait représenté ces valeurs-là, puis on aurait... Puis tu sais, je suis content parce que j'ai l'impression qu'aux prochaines élections, là, il va falloir que les gens des îles, puis on va le voir, on va le mesurer, là. Est-ce que les gens des îles vont se mobiliser? Parce que, tu sais, je sais bien qu'il y a eu une manifestation, il y avait 50, 60 personnes, tu vas me dire, c'est pas gros, mais tu sais, les îles, il n'y a pas des millions de personnes qui vivent là. Il y a 12 000 personnes. C'est rare que... C'est ça. Puis des manifestations aux îles, là, ça n'arrive pas tous les jours, là. Donc, tu sais, que sur un quai à Cap-aux-Meules, il y a du monde qui décide de sortir le pancarte et de commencer à crier, il y a de quoi qui se passe, là. Fait que j'ai hâte de voir comment on va être capable de coaliser ces gens-là puis comment on va être capable de faire avancer nos idées aux îles au cours des prochains mois. Penses-tu que M. Valiquette aurait refusé un député dûment élu de le rencontrer, sachant ce qu'il pense, parce que tu t'as demandé, tu as dit il n'y aurait pas eu le choix. Il n'y aurait pas eu le choix. Mais je pense que ça aurait été plus difficile de dire non à un député que de dire non à un chef d'un parti qui vient de Québec, là. Mais je pense que... mais sinon, j'aurais été quand même au conseil municipal, puis je me serais impliqué là, localement. Là, puis le député se serait impliqué localement. Je pense que c'est ça qui est important. Puis le député aurait représenté toute sa population, pas juste ceux et celles qui pensent comme M. Valiquette, là. M. Valiquette, il était en mission là, hein, pour l'UMQ ou je ne sais pas qui, mais je sais que les villes le regardent, là, ils salivent, ça bave, parce qu'ils se disent, ils voient toutes les applications inimaginables qu'ils pourraient faire si une telle chose se produisait aux îles. Là. Moi, je me suis demandé, puis là, je ne veux pas être paranoïaque, là, mais c'est une des questions que j'aurais posées s'il avait accepté de me rencontrer, peut-être pour ça qu'il ne voulait pas me voir. J'aurais demandé c'est qui la firme qui l'a conseillé. C'est qui les consultants qui sont derrière, qui ont élaboré le plan. Bonne question. Pour mettre la passe archipel. Parce qu'il y a du monde en arrière de ça, là. Moi, je veux savoir aussi c'est quoi l'évaluation au niveau du droit. Tu sais, il y a eu des avocats qui sont penchés là-dessus. Il y a eu une firme de relations publiques aussi qui a été... Moi, j'aurais aimé ça savoir c'est quoi les contrats qui ont été donnés par la Ville. C'est qui ces firmes-là? Puis est-ce qu'ils veulent se servir des îles comme d'un microcosme pour après ça implanter ça ailleurs puis aller vendre leurs idées ailleurs? Moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Mais évidemment, j'aurais peut-être pas eu une réponse, mais au moins, j'aurais pu poser la question. Mais il ne veut pas me parler. Mais c'est peut-être pour ça, le Dominique, qui ne veut pas me voir. Là. Ouais. Il n'aimerait pas mes questions. Il n'aimerait pas mes questions. Non, c'est ça. Puis il serait obligé de te donner des réponses. Puis les réponses, ben, on ferait du chemin avec ça, c'est certain, parce que ça serait comme une couleuvre, probablement. Là. Il se faufilerait comme une couleuvre. Écoute, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Oui, c'est ça, parce que le 16 mai, ils ont fait, tu en as parlé un petit peu tantôt, ils ont engagé une firme spécialisée pour l'acceptation sociale de projets, par exemple, comme celui-là. Hein? Puis il y avait... On fait venir Annie Ferrandez, une fille de Québec que je connais, qui a une firme de relations publiques aussi. Là. Mais c'est ça, écoute, pour gérer une assemblée aux îles, ils font descendre quelqu'un de Québec avec une firme. Puis là, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils vont charger 30$ au monde, mais Christy, ça a l'air que d'engager des firmes pour faire des plans de com puis pour gérer des assemblées houleuses, ça, c'était pas trop cher. Fait que, tu sais, ça tient pas debout, leur histoire. Là. Tu vois bien qu'ils font même pas ça pour l'argent. Moi, je pense qu'ils font même pas... Je pense que la question de l'argent, elle est secondaire. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple bien concret. Là. Pour leur vidange, là, ils disent, il faut transporter nos vidanges, puis c'est loin, puis ça coûte cher. OK, ça, je comprends ça, c'est facile à comprendre. Il y a déjà eu un incinérateur aux îles. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de recréer un incinérateur ou de trouver une solution pour pouvoir gérer les déchets au niveau local, qui soit autonome en matière de gestion de leurs déchets? Puis, ça, j'aurais peut-être poussé même pour que le gouvernement du Québec mette de l'argent là-dedans. Moi, comme, c'est pas moi qui est le dépensier dans la gang, là, mais je serais intervenu auprès du ministre, je serais intervenu auprès du premier ministre pour que de l'argent soit débloqué, pour qu'on ait une façon de traiter les déchets au niveau local. Puis, ils sont subventionnés au bouchon, eux autres, en plus, dans toutes les sphères, là, hein, à cause du tourisme qu'il y a là, le fédéral, provincial. Puis, tu sais, là, ils disent, il faut que ça soit l'utilisateur payeur. Mais attends une minute, l'utilisateur payeur, si on pensait de même, les îles fermeraient. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Non, mais je veux dire, c'est trop loin, ça coûte trop cher de faire tout venir là-bas. Si le gouvernement ne subventionnait pas tout, il y aurait des problèmes financiers, puis il y aurait très peu de gens qui pourraient se permettre d'aller aux îles de la Madeleine. Fait que, tu sais, tu peux pas appliquer des principes d'une façon puis pas les appliquer de l'autre. Puis même, écoute,
Patrick Lagacé, on s'entend que c'est pas un allié idéologique du Parti conservateur du Québec. À ce que je sache, il n'a pas sa carte de membre. Là. Mais même lui a écrit une chronique pour dire que ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait aux Îles-de-la-Madeleine présentement. Là. Tu as vu PSPP, il s'est mis un peu de pied dans la bouche l'autre fois en disant qu'on faut contrôler les allées et venues de l'île parce qu'on ne pourrait pas se permettre de recevoir 100 000 personnes qui débarqueraient comme ça sur l'île, comme si les gens qui débarqueraient sur l'île, puis après ça, ils iraient cogner chez Chani, Mme Thériault, pour savoir s'il y a de la place dans son auberge. Tu t'en vas pas à l'île de la Madeleine sans planifier ça. Ça va se réguler tout seul, le nombre. Dis-moi combien de chambres qu'il y a, m'a dit combien de personnes qui vont aller à l'île, moi. Puis l'autre raison pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon est complètement dans le champ, c'est que, c'est vrai qu'il y a des érosions des berges aux Îles-de-la-Madeleine. C'est vrai que c'est un microclimat, puis il y a des particularités, puis il y a des menaces locales, puis bon, ça, c'est tout vrai. Mais est-ce que c'est les touristes qui provoquent ça? Zéro bin bar. Ça n'a aucun rapport. C'est pas les touristes qui provoquent l'érosion des berges, là. Fait que, tu sais, de vouloir faire paniquer le monde, puis dire que là, il va y avoir trop de monde aux îles. Fait que là, on est tous des sans-dessins. Si ça ne coûte pas 30$ de plus pour aller aux îles, là, on va tous s'en aller aux îles. Non, la raison pourquoi il y a eu plus de monde aux îles pendant 2 ans qu'il y en avait à l'habitude, là, c'est parce qu'ils nous ont enfermés, puis parce qu'on ne pouvait plus voyager, parce que ça prenait des passeports pour se promener à gauche puis à droite, puis qu'il y a du monde qui avait plus d'argent, ou soit qu'ils ne pouvaient pas sortir du Canada ou du Québec. C'est pour ça qu'ils sont allés aux îles de la Madeleine, OK? Fait que s'il y a eu une surabondance de population puis de tourisme aux îles, là, ben, c'est parce qu'ils nous ont mis des mesures liberticides pour nous emprisonner au Québec. Fait que inquiétez-vous pas, à partir du moment où tu enlèves ces mesures-là, ça va se réguler, là, puis le niveau de tourisme va revenir à ce qui a toujours été aux îles. C'est un beau problème, là. Tu as trop de clients là, qui arrivent, là, puis ta population. Imagine-toi les commerçants qui entendent ça. Tu as dit non, on veut empêcher les gens de venir ici, c'est pour décourager le touriste. Mais moi, c'est parce que je veux qu'ils viennent. On va empêcher vos clients de rentrer chez eux, d'aller chez vous puis de faire affaire avec vous autres. C'est complètement con. C'est complètement ridicule. Hey, écoute, Éric, je regarde l'heure, ça a passé. Je t'ai dit, on parlait d'une demi-heure, ça fait 1 heure et plus qu'on parle. Ça fait 1h20, là. Aïe, 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 aïe. Hey, t'es généreux. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Éric. Ça fait plaisir, Dominique. Merci. Puis j'espère que tu vas pouvoir accepter encore, mais que je t'invite la prochaine fois, plus facilement. Ça me fait plaisir, Dominique. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Attention à toi. Bye-bye. Hey, t'as-tu aimé ça? Hey, quand je dis qu'il était généreux, là, je t'ai pas menti. Écoute, c'était tout... merci. Oui, François, merci à toi, François. Hein, c'est grâce à toi que j'ai pu faire cette entrevue-là, qui était, écoute, on t'a vu, là, c'est moi qui ai mis fin à l'entrevue, là, parce qu'on aurait pu, je pense, encore parler pendant une grosse demi-heure, je te dis, là. On était partis. Il se laissait pas prier pour parler, puis il avait le goût de parler de plein de sujets. Écoute, c'est sûr que je vais le réinviter parce que c'était intéressant. Je trouvais ça super intéressant ce qu'il nous disait. Je suis pas nécessairement d'accord avec tout le temps, là, c'est sûr, mais quand même, un petit peu, je vais juste mettre ça en auto ici, pour le fun. Ben oui, c'est super, merci Louis D. Je vais aller voir qui c'est qui est là, tout de suite, dans le fond. Parce qu'il est tard, je regarde ça. C'est grâce à plein de personnes. Oui, François, je comprends, mais quand même, je sais que... En tout cas, je te dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes, là, c'est certain, mais c'est toi qui venais qui me renseignait, me dire comment ça allait pour voir et tout, puis finalement, ben, ça s'est fait. Tu sais, là, faut que ça prouve une chose, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, hein, dans la vie. C'est toujours comme ça. Puis ça me donne une bonne leçon à moi-même, parce que, tu sais, j'envoie un courriel, par exemple, à PSPP. Après ça, j'attends. C'est pas ça. Faut pas faire ça. C'est pas de même. C'est pas de même qu'on moi, je vais faire venir mon émission. C'est vraiment d'y aller, là, à tous les 2 jours, là, puis les relancer, puis appeler, puis, tu sais, pas juste le courriel, appeler peut-être son bureau. Tu sais, je fais pas ça. Je prends pas le temps de faire ça. Mais je pense que ce serait le fun de pouvoir le faire. Il faudrait que je prenne le temps, en fait, de le faire. Parce que c'est profitable. Après ça, je peux recevoir des personnes comme ça en entrevue. Puis, tu sais, c'est la première fois là, qui est la plus dure. Après ça, un coup qu'ils sont venus, ben là, ça serait plus facile de les refaire revenir puis d'en avoir à chaque semaine. Parce que c'est ça, Actualité politique du Québec. Je veux aller vers ça. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Louis D, pour ton don. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci, hein. Tous ceux qui m'ont fait des dons ce soir, là, c'est très apprécié. J'étais bien, bien content. Merci. Je regarde un peu, tu regardes dans ton email, ok, je vais regarder ça, tu regardes dans ton email, oui, j'écoute, Nick, j'ai vu, là, j'ai juste vu sa blonde, qui a dit je suis la blonde de Joe Nigo, là, de l'Union nationale, puis j'ai pas répondu encore,
OK? Puis, dans le fond, j'aurais voulu plus que ce soit l'autre qui est celui que j'ai interviewé, là. Mais j'attends que la session parlementaire finisse parce qu'il reste une semaine. Fait qu'après ça, là, il n'y aura plus de session parlementaire. Donc là, je vais avoir plus de temps pour faire des entrevues. Puis c'est là que je pense, pendant l'été, essayer de relancer des politiciens, des gens, pour qu'ils viennent. Oui, ce serait intéressant, comme tu dis. Là, c'est certain. Je lui demanderais de toute façon de quoi il veut parler. Hey, M. Constant, oui. Puis tu fais partie aussi de ma liste, là, des gens qu'il faut que j'appelle, mais que la session parlementaire finisse. Fait qu'il reste une semaine. Puis après ça, ben, je vais tomber dans le site web, essayer de faire mon site web, puis me concentrer sur les entrevues. T'sais. Fait que tu vas me voir beaucoup moins là, à partir là, dans 2 semaines à peu près, mais je vais rester là. Je ne partirai pas pour l'été. Je vais rester. S'il y a quelque chose, je vais faire une petite entrevue ou une vidéo, quelque chose comme ça, mais ça ne sera pas systématiquement là. T'sais, comme je le fais en ce moment. Là, c'est du 24, c'est du 7 jours sur 7. Écoute, ça. Oui, j'attends toujours avec sourire. Ah, super, écoute. T'es patient, en tout cas. Tu vas le mériter, mais je t'appelle. Je m'excuse d'ailleurs, tu vois comment est-ce que je suis, là. Je veux dans les priorités, c'est-à-dire faire le contenu. Puis s'il me reste du temps, ben je vais manger. D'ailleurs, c'est ça, là, qu'il faut que j'aille le faire. André, bravo pour ton travail, qui me dit merci beaucoup. C'est le temps là, de faire des partages, des commentaires, des j'aime. Pas d'ici d'avoir fait un pouce, c'est vital pour l'algorithme, tu sais comment ça fonctionne. Mais pour revenir vite à M. Duhem, là, vraiment, là, il m'a vraiment impressionné de sa générosité. Tu sais, il répondait pas oui, non, peut-être, là. Tu sais, c'était... puis c'est lui qui amenait les sujets. Écoute, j'étais là, wow, c'est merveilleux. C'était vraiment une conversation. C'est comme ça que je veux faire des entrevues, moi. Tu sais, c'est pas... moi, je suis comme une personne neutre, là, qui pose une question, puis... Non. C'est une conversation, on parle de politique. Puis là, en faisant ça comme ça aussi, tu vois, l'autre personne est portée à s'ouvrir, à se parler comme si on se parlait, là, comme 2 personnes ordinaires, là. Tu sais qu'on est, là, de toute façon, on est juste des êtres humains ordinaires qui veulent parler d'une situation. Puis c'est le fun, j'adore ça. J'ai bien aimé ça. Puis éventuellement, ben j'aurai des personnes qui vont venir, puis on pourra plus débattre aussi. Parce que là, on était plus d'accord en général. Puis il y a des places que j'étais moins d'accord, je l'ai dit un petit peu, mais j'essaie pas d'avoir raison, là. De toute façon, c'est pas ça que je veux faire non plus, là. Je veux pas non plus écraser personne. Je veux les laisser parler, puis nous donner, là, c'est quoi, lui, ses convictions, parce que chaque personne qui se présente sont toutes différentes, là. Puis c'est ça qu'on veut, c'est ça la démocratie. Moi, je veux que tu entendes toutes les façons de penser. C'est ça l'idée. Après ça, ben, tu te fais une tête. Tu dis, ben, moi, je vais voter PSPP ou je vais voter Duhem ou libéral, même, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qui viendrait à l'esprit, là? Une bulle aux cerveau. Je taquine. Mais c'est ça. C'est l'idée que c'est que tu puisses te faire une tête par toi-même. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça d'inviter le plus possible. Mélanie, oui, pour cette excellente live. Hey, merci beaucoup, Mélanie, d'être là. Merci beaucoup d'avoir participé. François, PSPP, porte ouverte ce mois de juin. Oui, écoute, tu dis ça, là. Ça me tente. Oui, ça me tente. Je peux t'envoyer dans sa limousine. On va y aller avec mon Corolla 2004, là. À la place. Tu sais, veux dire. Mais c'est le 12 juin, tu as dit, un mercredi, hein, qui fait ça. Je pense que je vais y aller. Je ne suis pas sûr encore, là, mais ça me tente. Parce que ça va être après la session parlementaire, en plus. Donc, ça finit. Je fais mon dimanche, puis c'est le mercredi qui suit. Donc, tu sais, allez le voir, là. Serrer à la main, l'inviter à mon émission, tu sais, de faire un premier contact. Parce que là, c'est bien là qu'il ne lit pas ses courriels, il ne lit pas ses tweets, là. Mais s'il m'a les yeux, tu sais, j'ai sa main dans ma main, là, puis je la regarde dans les yeux. On ne sait jamais. L'idée, c'est des familles. C'est pas d'écraser personne. OK? Ouais, tu te trompes pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, je l'ai acheté neuve, là. Puis moi, je ne sais pas de kilomètres avec ça, là. Il y a 148 000 km, je pense. 140. Ah, il n'y a pas 150 000 km. Imagine-toi, 2004. Il va super bien. Il est toujours parti. Je mets la clé dedans. Ça part, tout ça. Fait que, tu sais, pourquoi je changerais ça? Donc, j'ai pas les gadgets dedans, là. C'est sûr, j'ai pas d'écran puis rien de ça. Mais quand même, écoute.
si l'actualité politique du Québec, ça fait fureur là, cet automne, puis que là, je vends des abonnements, puis que c'est tabarnouche, là. Peut-être que je pourrais m'acheter un autre auto, là, à gaz. Ça, c'est sûr. Oui, Corolla. Corolla, ouais, c'est ça. Fait écoute, je te souhaite une belle semaine. Profite-en bien cette semaine. Il va faire encore beau, j'espère. C'était super beau, là, cette semaine. J'espère que ça va être la même chose la semaine prochaine. Puis je vais avoir encore plus de temps là, de regarder la politique. Cette semaine, ça a été difficile. J'ai eu plein d'affaires personnelles en plus de ça. Mais quand même, je pense que je t'ai fait un live quand même qui avait du bon sens. Même si je n'ai pas tout couvert, je le sais, c'est sûr. C'est quasiment impossible de toute façon de tout couvrir. Là, surtout une semaine comme la semaine qui vient de passer. Là. Ça, c'est sûr. Donc, si tu es capable de m'aider, fais-le. Il ne faut pas que je l'oublie de le mentionner. J'oublie tout le temps ça, tu sais. Si tu es capable de me faire un don, juste si tu es capable, en dessous de ma face, tu vois tout, tu vois comment faire. Mais dans la description, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, tu as tous les liens pour me faire un don, soit par virement, par PayPal, par carte de crédit. Fait que juste si tu es capable, fais-le. Saigne-toi pas, là. Hein? C'est dur la vie pour tout le monde. Là. Pour moi, mais il faut penser à soi en premier. Tu dis, moi, je suis correct, je peux aider. Aide, mais sinon, c'est correct. Partage, il n'y a pas de problème. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. Bye.